L'interview Radio Punch. Le replay. Hip House Radio Punch. Come on and dance. Come on, come on. Come on and dance. Hip House style. Come on, come on. En exclusivité sur Radio Punch. The best radio. Salut à tous et bienvenue sur Radio Punch. On est un peu à la bourre, on va vous expliquer pourquoi. Une émission qui va être un peu différente que d'habitude. On va d'abord voir si Jean-Bruce va bien. Jean-Bruce, est-ce qu'il va bien, le Jean-Bruce ? Salut les amis, moi ça va. C'est déjà ça. Voilà. Et pour l'instant, on va aussi voir notre invité, mais on va le voir pour l'instant en photo. Est-ce que Clément, ça va ? Salut les mecs, ouais ça va. Ah, Fortinanger. Donc parce qu'en fait, on va vous expliquer, Fortinanger habite dans la Cambrousse, il est en Wi-Fi max, donc en gros il n'y a pas d'ADSL là-bas, ça passe par les ondes radio et quand il pleut, qu'il ne fait pas beau comme aujourd'hui, que c'est le week-end et que tout le monde regarde Netflix parce que tout le monde se fait chier, c'est le confinement, forcément, mais Clément n'a plus de bande passante. Heureusement, on l'entend en audio. Super bien résumé le truc. Voilà, je pense que j'ai très bien résumé le truc. Donc on va la faire en audio parce qu'on s'est dit est-ce qu'on va reporter l'émission, c'est trop le bordel, mais normalement et des fois il récupère du réseau. Si Clément récupère du réseau dans la soirée, on le verra en live, sinon on l'aura en photo. Regarde, j'ai choisi une belle photo. Il est beau quand même. Alors même en photo. je sais pas si tu la vois sur le retour Facebook. Voilà, beau gosse. Donc on va parler rêve et techno je pense ce soir. T'es prêt Clément? Ouais, toujours. Donc, comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions dans le chat, y a pas de problème. Jean-Bruce à l'œil et captera toutes vos questions. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? On diffuse plus sur Twitch en même temps, on prend pas de risque, parce que vous savez qu'on a été coupé lors de l'interview de Hundvelt qu'on a été obligé d'annuler. Sachez que l'interview de Hundvelt, on va la reprogrammer, c'est bon, c'est en cours de reprogrammation, on va bientôt avoir la date, Jean, si je me trompe pas. Oui, on vous dit rien pour l'instant, voilà. Mais c'est en cours. Ouais. Voilà. Sachez aussi que vous pouvez écouter cette émission sur le flux radio de test, stream.radiopunch.fr 2.8000/live, mais il n'y a que du son. Ça, c'est au cas où vous devez partir vous aussi en voiture ou autre. Vous pouvez continuer à écouter l'interview comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir ? Pas grand-chose. Donc, Jean-Bruce, je vais te laisser présenter notre invité. Ok, salut à tous les amis qui nous suivent à chaque fois aux émissions que nous faisons, ça fait toujours plaisir de vous retrouver, donc n'hésitez pas à poser les questions. C'est vrai que Clément, alias Fortinanger, en temps normal, c'est vrai qu'il arpente les avions, et il va partout et on le voit peu souvent, donc là c'est quand même une aubaine de pouvoir l'avoir avec nous. Donc avant de te donner la parole, Clem, je te fais une petite introduction pour les gens qui ne te connaissent pas. Donc Clément Pérez, aka Clem, K avec un K, Fortinanger, ou Dario Mantasmo, ou Clem HCC aussi, et Zero Goki. Alors là on a fait le tour du truc. Donc Clément c'est un DJ, il est aussi compositeur, organisateur de rave, on va en parler parce que c'est quand même quelqu'un qui a bien connu le sujet, animateur radio, blogueur, etc. Donc c'est un touche à tout. Moi j'ai trouvé une petite idée, j'aime bien t'appeler le maquisard de la techno, une sorte d'ambassadeur de la rave, parce que c'est vrai que tu n'as pas depuis plus de 20 ans fléchi de ta ligne de conduite, malgré toutes les modes, et on va en parler. Clément il distille une techno, c'est difficile de définir, mais disons industrielle, à défaut de dire hardcore, on va dire tous les spectres qu'il peut y avoir entre la techno et le hardcore dans un monde industriel. On va pas cataloguer avec le doomcore, etc., mais quand même touche à tout dans une musique assez sombre, et un artiste sans concession, un combattant de l'underground. Ça te plaît ça ? Ouais, c'est pas mal comme description, j'avoue. Bon, mais écoute, alors, résumé. Bon, mais super. Pardon, je ris parce qu'il y a la jeune fille qui dit vous n'êtes pas devant Koh-Lanta. Eh ben non. Eh non, on n'est pas devant Koh-Lanta. Donc, comme on fait d'habitude, Clem, on aime bien, tu sais, prendre le temps d'expliquer un peu l'historique de nos invités.
on va te demander de nous raconter un petit peu ton parcours musical. Alors quand tu dis musical, c'est vraiment les premiers émois musicaux, que ça soit pas forcément de l'électronique, hein, mais de remonter un peu dans les années, vu qu'on est de la même génération, on va dire, je pense c'est les années 80, 90, et voilà, que tu nous expliques un peu comment t'es venu, la passion, etc. Voilà, je te laisse la parole. Bah écoute, ouais, comme tu dis, je fais partie de la génération. Moi, je suis né à la fin des années 70. J'ai pas forcément eu de gros coups de cœur musicaux quand j'étais gosse. Mes parents écoutaient des trucs rock assez traditionnels, quoi. J'ai un peu fait mon éveil musical seul en écoutant à la fin des années 80 les radios comme Maximum, des choses comme ça. Ah, On va y venir, on va y venir. 30 On secondes. va y venir. Ouais. Tu vois le retour, Clément, quand même sur Facebook ou pas en même temps? Oui, je vois, ouais. La vidéo? Ah, j'ai un écho, moi. On me dit que j'ai un écho. Ah putain. Alors, comment je fais? Non, mais non, moi, j'ai pas d'écho quand je t'entends. moi, je vois, hein. Je vois très bien. Donc si je peux continuer, bah ouais, non, j'ai fait mon éducation musicale seul avec les tout premiers trucs électro qui passaient à la radio, donc c'était un mélange de voilà, rave dance, breakbeat, new beat, tout ce qu'on veut. C'était assez, bon, j'étais môme, donc c'était pas ultra sérieux. Et je pense que j'ai toujours écouté de la musique électronique. J'ai assez peu flashé sur des styles rock metal, même si j'aime beaucoup ça à côté. Mais j'y suis venu plus tard. Mon éducation, c'est vraiment la musique électronique. Et les choses sont devenues plus sérieuses quand j'ai déménagé à Montpellier en 93 et que j'ai découvert l'écho avec les émissions des Penguins, ce genre de trucs. Et que j'ai commencé à sortir à ce moment-là. Et Alors, attends, je me permets, je te coupe un peu comme on prend le temps. On va rester dans la période justement avant cette époque-là. On va en parler de façon approfondie, mais moi ça m'intéresse toujours de savoir comment tu as vécu la fin des années 80, vu qu'on est de la même génération. Toute la partie, l'époque, bon, alors à défaut d'avoir peut-être, on était un peu jeune hein, pour la période New Wave, etc. On avait 6-7 ans, bon, c'est pas évident, mais pour la période, tu vois, plutôt New Beat, l'arrivée de la house et tout début de la techno, et après on va arriver à maximum. Mais cette période-là, comment tu l'as vécu? Tu sais, même si c'est un truc tout con, t'as entendu Confettis dans la cour de récré, on s'en fout, mais est-ce que t'as des souvenirs de cette époque-là? ouais, bah c'est un peu ça, quoi. En fait, c'est typiquement, je crois, je venais de rentrer au collège quand j'écoutais les trucs comme Confettis à la radio. Il y avait tout le monde qui avait des gros badges assis partout, fluo, qui se baladaient. Tout le monde au collège avait ce truc-là. Parallèlement à ça, c'est un son qui m'a toujours fasciné parce que c'est un truc qui m'a toujours semblé un peu magique, en fait. J'ai toujours aimé ce que la musique électronique peut générer comme imaginaire, en fait, quand tu l'écoutes par rapport au rock ou par rapport à des trucs plus standards. Donc pour moi, c'était vraiment une pure découverte. J'ai des souvenirs, bah, j'étais gosse, donc j'ai des souvenirs assez évasifs, mais je me rappelle de trucs, voilà, de voir les pubs Maximum. Je voyais ça même dans Science et Vie Junior, il y avait les pubs Maximum avec ces gros logos de couleurs, ces trucs en vecto, etc. Et je me rappelle surtout de casser un peu les couilles à mes parents et à mes oncles et tout ça pour récupérer des cassettes, m'acheter des trucs comme ça chez les disquaires en fait de l'époque. J'achetais des cassettes, des compiles en fait avec Son of New Beat, ce genre de trucs. Mais ça, j'étais vraiment gosse quoi. Mais ça a toujours été un truc qui m'a fasciné quoi. J'ai toujours été fasciné par Alors, tu m'as envoyé quelques souvenirs hein, de cette période-là. Ouais. Juste avant, parce que comme tu m'as envoyé qu'un souvenir avant l'électronique, tu m'avais envoyé ce morceau. Je sais pas si tu l'entends dans ton retour. Normalement, tu vas l'entendre. Si tout va bien, j'ai mis la pochette. Donc ça, c'était. Pourquoi tu m'as envoyé celui-là du coup là Alors ça c'est les Sisters, mais ça c'est des trucs que j'ai découvert après quoi. En fait. D'accord. Typiquement, ça fait, je pense avoir vraiment les deux cultures, essayer de mélanger au maximum les deux cultures techno, rave d'un côté et Goth, Indus, plutôt de l'univers dark de l'autre côté. Et tous les trucs genre Sisters, Bauhaus, Christian Death, tout ça, j'ai découvert vraiment plus tard. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la partie dark. On va en parler après. Côté son, et voilà. Période maximum. Là, on y est. Période maximum, là, pour le coup. On va voir si Jean reconnaît. Tiens, là, sur le chat qui reconnaissent les morceaux. Parce que, alors, des fois, ça se transforme en blind test, hein, cette partie-là, quand on met des morceaux. Moi, là, je vois pas pour l'instant. Là, tu vas voir.
mortel. 1990. Voilà, c'est le seul indice que je te donne. Attends, Clément, avant de balancer la réponse. Hein. Sisters of Mercy, c'était avant. Oui, ça c'est 85. Ah ouais, mais ça, c'est presque EVM, ça. Ah oui, mais c'est carrément... C'est mortel en Ah, tout je cas. con- Ouais, je connaissais pas. Et moi non plus. X-Marks Ouais. The Pedwalk C'est ça. Ah, Ah, c'est X-Marks The Pedwalk, quoi. Abattoir. Ouais, c'était vraiment l'époque de la... Voilà, la... Allez, pour revenir sur ça, c'est Maximum, le parce VM1 que... un peu... Alors celui-là par contre, sombrel, celui-là c'est pur Maximum. Batcave, il dit Sylvain. On a le spécialiste à Lyon hein, de l'EBM, Dr Body. Alors là c'est purement Maximum par contre celui-là. Hein. Oui, Je vous ah montre, oui, oui. Je vous montre le retour un peu, ça va? Vous entendez mieux là? Ouais, ça je sais. Ah, si tu savais pas celui-là... Je l'ai 2 ou 3 fois d'ailleurs. Sur Vinyl Solutions, sur... Donc là du coup, tu peux continuer donc sur la période Maximum. Ben là, ouais, tes voilà, parents... parce que on a une question maximum justement. Alors tu l'as devancé, là, c'est bon, c'est rigolo. Je mets la réponse en On attendant. demande chaque fois qu'est-ce que ça évoque maximum, mais c'est ça, cette époque de folie quoi. Bah moi c'est plus un souvenir un peu, je te dis, c'est un peu, c'est presque plus des souvenirs sentimentaux assez évasifs parce que je sortais pas et que la musique ça restait un truc, j'écoutais juste de la musique chez moi ou dans le Wakeman, ce genre de truc, je sortais pas, j'étais pas vraiment investi dans le truc, donc c'est vraiment une période de jeunesse quoi, où tu découvres, tu t'arrêtes pas de découvrir des trucs sans arrêt, et puis à l'époque ça arrêtait pas de bouger, donc à chaque fois t'allais chez le disquaire tous les trimestres, t'avais des nouvelles compiles, du nouveau son, des trucs qui arrivaient, avec des nouveaux... Tu voyais que le titre des compiles changeait, ça passait de New Beat à Techno, à Trance, à Rave, machin, etc. Ah ouais, les compiles, t'as Et raison. Mais la période de Maximum, en fait, ce qui est bizarre, c'est que j'ai écouté beaucoup Maximum, et surtout les cassettes de Maximum, J'entends pas trop Clem déjà. Vas-y, continue Clem. Ouais, en fait, j'écoutais des cassettes de ce genre de trucs, quoi. Et en fait, au final, j'ai aussi redécouvert beaucoup du catalogue Maximum au début des années 2000, quand il y a commencé à avoir des forums de nostalgiques, etc., quoi. Ah oui, Ouais, sur oui. Facebook, les groupes et Ben tout. oui, ouais. c'est vrai qu'avec l'avènement de Discogs et des forums, c'est vrai que nous on était à cheval entre Discogs et les revivals maximum. Et c'est vrai qu'il y a eu une grosse période au début des années 2000 où on se retrouvait enfin avec cet état d'esprit là. Ouais, puis ça te permettait de redécouvrir pas mal de titres mythiques dont je captais pas les noms en fait quoi. Typiquement sortie de Confettis, 2-3 trucs, Bomb the Bass, Usura, tous les trucs, et même ça s'est arrivé plus tard, c'est même pas la période Maximum, mais au final je connaissais pas beaucoup les noms. Il y avait pas mal de trucs garage que j'aime bien, mais que j'avais pas forcément envie de réécouter non plus. J'aimais surtout le son belge sur Maximum. Et c'est vrai qu'à la fin, le son house qui commençait à partir, disco, machin, etc., j'aimais moins. Par contre, tout ce qu'il y a eu sur la radio, vraiment de la période, même il y avait même des trucs quasiment early trends, quoi, tu vois, des trucs qui étaient à la lisière entre plein de styles. Pareil, il y a des trucs qui étaient un peu à la frontière entre le BM et la New Beat, ou des trucs comme ça. Ça, par contre, pour moi, c'est vraiment une radio qui aura marqué son époque. Après, par contre, je vais pas me catégoriser comme un fan hardcore de Maximum, comme tu peux en trouver avec les mecs qui écoutent. Mais t'en as un à ta gauche là. non-stop. T'en as un à ta gauche. Enfin, Ouais. tu le vois pas. Voilà. Ouais, mais je comprends ce que dit Clem quand il dit fan hardcore. Hein. Je vois un peu de qui. Tu veux dire ceux qui sont en fait quelque part restés bloqués dans cette période-là, qui était bon magique, mais c'est vrai où il y a une espèce de fétichisme du truc. Et je comprends ce que tu veux dire par là. Moi, c'est vrai que je suis un fan inconditionnel, mais pas à ce point-là quand même. Ouais. Ouais, puis pour moi, en fait, dans mon parcours, les morceaux, vraiment les morceaux mythiques pour moi, les bases, elles sont dans Maximum certes, mais elles sont surtout après en fait. Et de par mon investissement dans les soirées ou les sorties, et à l'époque de Maximum, j'étais clairement trop jeune pour pouvoir faire des soirées, etc. Donc en fait, j'ai juste un amour, un souvenir nostalgique des morceaux qui passaient sur Maximum, mais c'est pas relié à de l'événementiel, à la rencontre avec les gens, etc.
Du coup, ça, j'ai pas le même rapport à cette musique-là que ce que je peux avoir avec des trucs plus tardifs. Mais par contre, c'est clair que tu vois, j'ai failli aller à la soirée Orex l'année dernière, on en avait parlé avant. Et oui, on a failli aller ensemble. on a hein, failli c'est aller vrai. ensemble. Ouais. Ouais. On s'est Après, retrouvés voilà, avec. Ouais, puis je suis le premier à jouer des trucs du répertoire maximum en soirée quand je peux, etc. Mais voilà, après, j'en fais pas une religion, quoi. Non, Ouais, mais ouais. ça a lancé le mouvement, ça c'est clair. En France, ça a bien aidé à lancer le mouvement. On leur doit ça quand même. Ça, personne je pense, peut le nier aujourd'hui. Mais après, ouais, ça a donné on va dire le là, hop, et après ça a continué. Et après, et d'ailleurs, comment a continué Clément d'ailleurs après Maximum? T'as mal vécu la fin ou tu l'as passé sans trop Non, parce qu'en fait, ça, j'ai pas vraiment capté. Au Ouais. final, j'écoutais plein de trucs. J'habitais encore à Béziers à l'époque et on arrivait à capter des trucs. Moi, j'habitais à la Devèze, dans les hauts de la Devèze. J'arrivais à capter les radios de Montpellier assez souvent. Des radios espagnoles Ouais. aussi, quand t'étais Ouais, sur il y où avait des t'étais radios placé. espagnoles. Ouais, carrément. Ouais. J'arrivais à capter Alligator. Il y avait déjà l'écho. Oh, chez putain. H2, je crois que ça a commencé en 91-92 et tout ça. Et puis en fait, au final, j'achetais beaucoup de. J'étais abonné à un truc genre une connerie genre Club Dial, ce genre de conneries où j'achetais des compiles, etc. Puis ça suffisait quoi à l'époque. Il y avait déjà des trucs de Cocteau sur Énergie que j'écoutais aussi après. Ah, Space Party. Ouais, les Space Party qui avaient pris le relais, qui étaient pas dégueulasses aussi. Au final, ça a occupé mes années après jusqu'à. Après Ouais, parce que c'était sur le Énergie. Skyrock Top Dance. Non, je rigole. C'était sur Énergie, que je dise pas de Ouais. bêtises. Space- Oui, Space ça fait Party, partie, c'est sur Énergie. Ça ouais. a Le pas samedi duré soir. très longtemps. Ah, si, quand même. 3 ans, je crois. Non, Ouais, non, ça ça a a duré, duré- je crois, ça a duré 6 mois, je crois. Je Non, veux pas non, dire de ça- bêtises, mais je crois que ça a duré de septembre 92 à peut-être à printemps 93, hein, mais pas sûr que ça a dépassé beaucoup, 6-8 mois peut-être. Je dis peut-être une bêtise, mais je pense pas être trop Écoute, loin. je vais enquêter vite fait là. Ils ont fait, je crois que 20 trucs, c'était un par semaine, donc Ouais, il y avait qu'une émission par semaine, c'est le samedi soir. Je crois. ouais, Mais c'était après, mortel. il y a- T'avais du PCP, il passait Cocteau, Ouais, quand il ouais. passait du PCP, du Alternate, du machin, il Du passait des Armani trucs de fou. aussi. Donc c'était Cocteau qui la faisait. Cocteau, COCTO. Ouais, c'était. Puis non, il y avait quand même suffisamment de trucs sur la radio, sur les radios FM. Donc juin 92 et 20 semaines. 20 semaines. 20 ouais. semaines de 1h à 2h du matin. Voilà, de juin 92 à début 93. Pour combler les orphelins de Maximum, effectivement. Ouais. Et ouais, c'était un peu mixé, il mixait des fois il mixait pas, avec son animation un peu délirante, et puis c'est vrai que du PCP sur Énergie, quoi, quand même, merci Cocteau, quoi. Ah ouais, ouais. Non, moi, le premier The Mover que j'ai entendu, c'est sur Space Party, quand même, faut le faire. Hein. Ouais, moi pareil avec Armani, il passait des trucs. Ouais, il passait des trucs assez cool quoi, à cette époque-là quoi. Mais c'était encore l'époque où il n'y avait pas de barrière entre dance et des trucs plus underground, etc. Hein. D'ailleurs, tu écoutes les mix de Farfa dans les premières soirées. Je t'entends plus trop, Clem, je sais pas si ça vient de moi, j'espère Ah, que c'est un pardon. peu de moi. Non, faut que tu parles bien près de ton micro, Clem. Là, vous m'entendez là? Ah ouais, t'entends bien. Parce que le problème, c'est que lui, Jean, parle très bien de son micro. Ah Comme ouais. vous êtes sur le même canal, je suis obligé de baisser Yes. le son quand j'en parle et de monter quand toi tu parles. Ouais, il y avait, comme quelqu'un dit sur le poste là, il y avait M40 aussi, il y avait d'autres trucs à côté quoi. Ouais. Donc, non, au final, quand je suis arrivé à Montpellier en 93, là pour le coup, il y avait vraiment l'écho, il y avait de la Ouais. techno non-stop avec les pingouins, les trucs d'Alcide, etc. Et là, après, pour le coup, là, j'ai vraiment basculé dans un truc plus underground techno, hardcore et tout ça quoi. Ouais, Mais ouais, là, comme ouais. maximum, ça reste un grand truc quoi. C'est vraiment une base, c'est sûr, Mais fondamentale. je sais pas si c'est la première fois qu'on parle de l'après maximum avec Space Party, maintenant que tu le dis, j'ai des souvenirs qui me remontent, et c'est vrai, quand même, il faut rendre hommage à Cocteau, maintenant que tu dis, j'ai des souvenirs qui me remontent, c'est qu'il était capable de passer un morceau, genre le dernier remix de Tone Limited, mais pas trop dégueulasse, hein. Après du PCP, après il passait Africa Bambaataa, un truc électro, après il mettait un truc d'Alternate, après il passait de la techno hollandaise, début, il mettait des fois des morceaux Gabber, les tout début du Gabber, Ouais. 92, tu vois. Des trucs allemands, un peu comme tu dis, un peu pré-trance, alors que ça n'existait pas vraiment et tout. Ouais, il passait, je me rappelle avoir entendu un truc de Westbam et de Ouais. Hardfloor aussi. Tout à fait. Donc ouais, non, c'était. D'ailleurs, je crois que c'est assez facile à trouver. Il y a un mec sur Soulseek et sur des forums qui ont répertorié tous les mix de Space Party et quand tu réécoutes, tu vois que c'est pas dégueu. Puis ils faisaient des annonces de teuf à Paris, ça avait un côté hyper mystique en fait, des rendez-vous de soirée, genre à Nation, etc. Ouais. Donc c'était assez marrant quoi. Ouais, tout à fait. Il faisait des jingles un peu particuliers aussi, des trucs un peu délirants.
Il y avait son univers, ouais. C'est vrai que moi j'adhérais complètement. C'est après j'étais un peu triste parce qu'après c'est vrai, il n'y avait pas grand chose. Mais c'est vrai que ce que tu dis, parce que bon, on a un parcours qui se rapproche un petit peu, c'est que moi j'avais mes grands-parents à Montpellier, je suis né à Montpellier moi, donc du coup toutes les vacances j'étais à Montpellier par la Vasse, etc. Donc c'est vrai que dès qu'il y a eu l'écho des Garrigues, ben, tout de suite ben, j'écoutais quoi le soir, je veux dire. Ouais, puis ça passait vraiment un truc underground pour le coup avec les mecs qui s'approvisionnaient en disques. Enfin, les Pingouins, ils ramenaient tout le temps. Et c'était juste avant l'ouverture du shop, je crois. Ils avaient déjà des disques de ouf, etc. Il y avait une émission de radio sur Alligator aussi, les émissions de la Nitro, de JC, qui faisait des bons sets, pas trop pourris, pas trop À animés, l'époque, on va ouais. dire. À l'époque, ouais. Ouais, il y a pas mal de trucs dans ce genre-là, quoi. En fait, j'ai supprimé l'écho qu'il y avait dans la voix de Jean, je viens de voir d'où ça venait. Juste pour info. J'ai une question, Clem. Quand tu étais sur Béziers, tu achetais tes disques ou tu allais voir, tu parlais des magasins, tu allais où? Quel magasin? Je me rappelle aller tout en haut à l'étage des Galeries Lafayette où il y avait un grand truc, un mec qui faisait de l'import. Putain, je me rappelle plus le nom. Bah, c'était peut-être le disquaire des Galeries Lafayette en fait. Alors, aux Nouvelles Galeries, à l'époque, c'était. Ouais, c'est ça, aux Nouvelles Galeries. Aux Nouvelles Galeries, ouais. En fait, tu avais plusieurs endroits à Béziers. C'est vrai que c'était. Tu avais Nouvelle Galerie, tu avais Jean Dely et tu avais New Sound. Il y avait un mec qui était pas loin de l'ancien cinéma là aussi, qui avait un grand shop de disques, je me rappelle, qui était hyper grand. Jean Dely Ouais. Dans la rue piétonne, là. Ouais, c'est ça. Ouais, Jean Dely. J'allais chez Max Sagos aussi, mais ça n'a pas duré longtemps. Ouais, ça c'était un peu plus tard, MK2, ouais. Avec Rix aussi. Avec Rix et Max. Rix qu'on recevra bientôt dans cette émission pour les fans. Après, non, on allait voir souvent le mec qui était à l'étage à des Nouvelles Galeries. Ouais, parce qu'il faisait pas mal d'imports. Moi, j'avais un pote qui faisait de l'import de tous les trucs, genre Front 2K2, Frontline, etc. Ah. Moi, en parallèle, j'essayais de récupérer des compiles, les premières compiles Fairway, ce genre de trucs. Il avait toutes les cassettes Fairway, souvent soldées. Les premiers sets là, de Jean-Marie K, ce genre de trucs. Ouais, il y avait encore d'autres shops, mais par contre, je me rappelle plus ni les noms ni les rues. Je me rappelle qu'il y avait 4-5 disquaires. Il y avait un petit disquaire dans la rue piétonne aussi, là, à côté en face de la chapelle, où le mec faisait pas mal de disques à la con pour les boîtes. D'ailleurs, il y a pas mal de discothèques qui allaient s'approvisionner là-bas. Oui. Il faisait aussi de l'import. Je me rappelle avoir acheté un truc de Jeff Mills là-bas. Enfin, bon, oui. Il y avait quand même des shops, quoi. Ouais. Et New Sound, le plus gros, le plus important, quoi. New Sound, qui était avenue Foch. Ouais. Et après cette période-là, quand tu étais sur Montpellier, du coup, c'était où tu allais, où tu faisais quoi là, cette période-là, on va dire à partir de 93 et tout ça. Ben là, j'étais au lycée, donc du coup, je suis arrivé à Montpellier pour rentrer au lycée. Mais là, j'allais voir les boutiques de disques directement. Là, à Montpellier, il y en avait un paquet, quoi. Il y avait déjà les Pingouins qui étaient derrière la gare. Il y avait les Maoris, qui étaient plus trans. Il y avait Obsolète qui vendait pas mal de trucs Indus, hardcore, etc. Il y avait au moins une dizaine de boutiques. La Serran aussi qui faisait de l'import. Mais j'achetais surtout du vinyle chez les Pingouins en fait. Hein. T'as connu la boutique derrière la gare alors? Ouais. Enfin, dès que je suis arrivé, j'achetais aussi des trucs parce que c'était les seuls à avoir ce genre de trucs. Il y avait la boutique qui s'appelait Mega Fun à côté de la Poste Rondelet où il y avait JC de la Nitro qui récupérait ses disques justement. Ouais. Du coup, ils vendaient pas mal de trucs Hard Trance, Acid, voire Hardcore, Early Gabber, tous les trucs italiens et tout ça là. Ouais. Donc du coup, j'achetais ce genre de trucs là-bas, genre les Noom aussi, tous les trucs Acid Trance, etc. Mais là, j'achetais plus que du vinyle, quoi. J'achetais quasiment plus de CD ou on achetait des CD de mix ou des cassettes de mix chez les Pingouins, quoi. Des trucs de soirée, des trucs comme ça, quoi. Et ça mixait déjà à l'époque? T'avais les platines, t'avais 2 platines, la console, tout? Je les ai eus en 94. J'ai démarré avec des BST à Courroie. Comme tout le monde, hein. Les fameuses BST à Courroie, on le rappelle, hein, c'est dans l'âge des DJ, des garçons, dans les garçons en général, c'est les étapes importantes. Bon, c'est le bateau Playmobil pirate, hein, donc ça, c'est voilà. Et après, quand on devient ado, une fois qu'on lâche le bateau pirate de Playmobil, après il y a des choix. Bon, il y en a qui partent dans d'autres choix. Et ceux qui veulent faire DJ, qui ont commencé à écouter Maximum à notre époque ou des choses comme ça, eh ben ils ont tous galéré pour acheter les platines BST à Courroie ou encore d'autres sous-marques, mais à Courroie aussi. Et on galérait bien à rattraper
Et on comprenait pas pourquoi à la radio ça décalait jamais et nous ça faisait que décaler. C'était insupportable. Ouais, par contre, c'est une super bonne école, quoi. Parce Ah que bah, bien sûr, justement, ouais. tu apprends en fait la technique au pitch, etc. Et c'est quand tu arrives sur des MK2, tu as l'impression de faire ça de façon hyper facile, quoi. Du coup. Mais ouais, j'ai eu rapidement des platines en fait, quoi. Enfin, assez rapidement. En 94, j'avais une vieille console Freevox avec. Ouais. Et puis voilà, on avait déjà des potes. Assez rapidement, j'ai traîné avec des mecs qui faisaient de l'organisation, on parlait plus sérieuse, et eux, ils avaient des régies, des MK2, des trucs comme ça, quoi. Toi, c'était quoi tes Là, premières c'est- platines du coup? Moi, c'était des BST à BST. courant. Alors, je me rappelle plus le nom. mais Ouais, alors, BST c'est- 90 c'est sûrement. 90, oui, Ouais, 90. ouais, je pense. Ouais. Ouais, Ça. c'est bon. Ben, il avait une BST 90, une Technics. Ouais. Non, j'ai Rappelle la eu période. aussi une autre platine d'une autre marque, non un courroie. Et après, j'ai eu une Technics que j'ai acheté d'occasion. Un gars qui l'a acheté, il l'a jamais utilisé. Donc elle était neuve en fait. Ouais, je me souviens Pour de la petite ce jour-là. anecdote. J'ai un petit commentaire de Jean-Philippe sur le live. Clem, il dit c'est marrant, tout calme, Fortinanger. La musique serait-elle un exutoire, un moyen de laisser sortir le Evil Twin? Non, mais moi, je suis hyper calme, hein, comme mec. Et parce que bon, on connaît quand même nous effectivement. Clem est toujours quelqu'un de calme. Mais c'est vrai que est-ce que la musique c'est pas le moyen pour toi de Ah, si, clairement. Ouais. Voilà. Je pense que l'analyse, elle est juste. Hein. Ouais. Alors, ce que je peux te proposer là, parce que bon, on arrive, on peut s'écouter encore quelques petits morceaux parce que tu m'en as envoyé quelques-uns. On va savoir que Clément est aussi très pro, hein, il travaille bien parce qu'il m'a envoyé tous les trucs avec les pochettes. J'ai pas eu à les chercher. Tu m'as fait Ah, c'est gagner, top. tu m'as fait gagner 2 heures de taf. Écoute, je suis assez content pour ça. Ah. Allez, pendant qu'on. Alors, comme vous voulez, soit on écoute un petit peu, on fait une espèce de blind test, soit on peut parler par-dessus, comme vous voulez. Mais. Bon, moi, ça, je les connais par cœur, ces tracks, donc je vais laisser les autres jouer un peu. Eh ouais. Ah oui, toi, tu peux pas jouer, tu connais les Là, réponses. je connais donc, pas. Là, je connais pas. Moi, ça me parle. Mais vu comme ça part, à mon avis, ça va faire un gros boom boom. Ça démarre bien. Allez. Allez, je vais essayer de trouver la pochette. Je dois l'avoir par là. Alors, la pochette, c'est ça, si je me trompe pas. Ah, c'est Knorr. C'est Simon C. Got to have you. Ça, Time Odyssey. Alors ça, je l'ai choisi parce que c'est un des tout premiers vinyles de hardcore que j'ai acheté à l'époque chez les Pémois, justement, depuis sur Knorr. Donc c'est vraiment du gabber de Rotterdam du début. Et clairement, c'est les trucs que je jouais à l'époque. Alors, en parallèle de la techno et de la trance, c'est vraiment les trucs que je jouais à cette époque-là. C'était un morceau qui était hyper joué par Lisa Elias la plupart de ses sets jusqu'à la fin de sa vie presque. Et voilà, c'est du gabber crado de Rotterdam à l'arrache avec des samples. Ouais. Ah, Gros c'est sampler. Vraiment le genre de truc que j'aime bien. 94. Hein. Il y a un autre 94, morceau alors, ouais. qui va mettre tout le monde d'accord, c'est celui-là. Forcément. Et celui-là, je sais que tu en as fait un remix. Tu joues un bootleg dans tes sets. Ah ouais, bah Prodigy, je crois que je joue toujours un ou deux morceaux de Prodigy dans Ouais. tous les sets. Des Ah oui. bootlegs, des remixes. Ça pour moi c'est un des groupes, enfin je sais pas si je vais les appeler groupes parce que c'est vraiment, c'est des monuments de la rave, mais clairement pour moi c'est les musiciens qui sont parmi les plus influents pour moi, quoi. Je baisse un peu le son pour moi du- sur les 3 albums, quoi. Ouais. Moi aussi, ouais, je suis d'accord. Lime Howlett, c'est un vrai génie. Liam, faut dire. Liam Howlett. Je suis obligé de baisser les sons. Alors vous, je vous coupe pas le son à vous, mais pour les auditeurs, je coupe un peu le son, je remonte parce que le dieu Facebook surveille. Hein, Ouais, surtout Prodigy. Prodigy, voilà, ça Faudrait c'est pas que ça vrai que ça nous éjecte. Hein. Mark Bah, c'est Zuckerberg, dangereux. Warner Music, tout ça, ils vont pas, ça va pas leur plaire. Bah, quand même, Ouais. juste un peu quand même là, hop, hop. Faut un peu parler dessus. On Ouais, sait ouais, jamais, on parle ce serait dessus. dommage. L'anecdote, c'est que l'année dernière, je jouais en Tchéquie avec Rendered, un autre projet dont on n'a pas parlé, mais c'est un duo là que je fais Ouais. avec Daniel Meyer qui est allemand. Mhm. Et en fait, on jouait à Brno, c'est la deuxième ville du pays, dans un club le soir. Ouais. Donc c'est plutôt des soirées techno, EBM, Indus, donc moins rave, enfin moins l'environnement rave. Et en fait, c'était la nuit de la mort de Liam, et en fait, j'ai joué ce morceau. Tu veux dire de Kiss plutôt? Ouais, la mort Ouais, de pardon, Kiss, ouais. ouais.
le kiff. Et en fait, j'ai joué ce morceau dans la nuit à 3h. En fait, on a fait une vidéo sans savoir du tout que c'était. Ah ouais. Qui était mort cette nuit-là, quoi. Et le lendemain, on a appris la mort. On repartait à Prague et on a appris sa mort dans le bus. Et en fait, on avait joué le morceau, je sais pas, vraiment quelques heures avant, au moment de sa mort, quoi. Et cette vidéo, c'est ma femme qui a fait la vidéo dans les backstage où on m'entend jouer ce morceau. C'est assez mystique, en fait. Ah ouais. Tu l'avais joué au Corrigan quand t'avais fait venir, je me rappelle. Oui, on t'avait fait venir au Corrigan, il me semble que tu avais joué celui-là, ouais. T'avais fait le bootleg. Alors, c'était- Ouais, sûrement, ouais. D'habitude, c'est pas celui-là qui est le plus joué, hein, c'est vrai. Non, mais moi, No Good, il a un truc particulier. J'adore Ouais. le premier album, j'adore Il est de mon bac à Experience. vinyle En fait, derrière. Là. j'aime les 3 premiers albums. Après, je sais pas que j'ai un peu plus de mal, mais c'est moins ma période. Mais par contre, j'adore Experience, mais No Good, pour moi, il a vraiment un truc. Même le clip et tout ça, avec cette espèce de rave qui part en couille, avec des mecs qui cassent des murs, etc. C'est vraiment avec le sample de Lisa Senfield. Bah, c'était les espèces de punk de l'époque, quoi. Utilisé Hein. Hit House. Ouais. Qui avait été utilisé Hit House aussi, ouais. Et à peu près, alors, un an plus tard, tu m'as envoyé celui-là aussi. Bon, celui-là, ok, un classique. Je mets pas de suite la pochette, hein, j'attends que les gens. En parlant de fou furieux, alors c'est pas pareil, c'est pas le même style, mais ça reste un gros fou furieux de quoi qu'il arrive. Hein. Ah oui, ça y est, je l'ai. Bon, il n'y a que lui pour faire ça. Ouais, non, mais oui, il est complètement fou. Ouais. Je mets la pochette, parce que la pochette, bon, les connaisseurs vont de suite reconnaître qui c'est, mais il n'y a pas le titre sur la pochette. Il y a le code barre là en gros, ça me toujours fait rire. Lui, il a toujours été. Alors, il était délire pour. Bon, les musiques qu'il faisait, c'était complètement fou. Et les pochettes et les clips qu'il faisait aussi, en parlant de clips, Clem, je sais pas si d'accord. Aphex Twin, hein, pour ceux qui n'ont pas reconnu. Alors, ça t'inspirait quoi, Aphex Twin, Clément? Alors, Aphex Twin, clairement, c'est un des mecs, pareil, je le mets au même niveau que les Prodigy, voire même plus. C'était sûrement le mec que j'ai le plus écouté en musique de toute ma vie. Tous les albums, hein, que ce soit. J'ai une prédilection pour les Selected Ambient Works, mais j'ai vraiment écouté Aphex Twin dès le début des sorties sur Warp jusqu'à maintenant. Je suis vraiment un gros fan. Je l'ai vu plusieurs fois en live en DJ, et c'est clairement de la musique que j'écoute par exemple quand je suis au taf la semaine, en bagnole, etc. quoi. C'est un truc qui m'accompagne depuis très longtemps. Alors j'ai choisi ce morceau-là, mais je n'entends pas Clem, Ben. 20 autres, quoi. Alors, on va en passer à un autre. Hop, on va changer de... Tu l'as écouté le premier morceau d'Aphex Twin, Clem, tu le connais? Clem, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Le premier morceau d'Aphex Twin, tu le connais, tu l'as écouté déjà? Je sais pas si c'est le Selected Ambient Works de 85 peut-être. Non, c'est un morceau breakbeat avec des samples de Pac-Man dedans. Ah oui, ok. Le Pac-Man, ouais. Ah, c'est délire. Pac-Man, ouais. Je savais pas que c'était son premier par contre. Ça, c'est on dirait du Fear Factor. C'est ça. Fear Factor. C'est ça. Ouais, Fear Factory, pardon. Et c'est le. Ça a 25 ans ce mois-ci d'ailleurs. C'est l'album, Ah ouais. 95. Ouais. Et ça, c'est pareil, c'est une grosse influence, l'industrie metal des années 90. Que j'ai moins approché sur la suite, mais il y a eu une période, il y a eu quelques années où. Tu t'es mis à écouter du métal aussi en plus dans les années 90. Métal industriel, là. Ouais, c'était indus. plus des trucs à la. Je suis resté un gros fan d'Atari Teenage Riot, mais après j'ai beaucoup aimé cette phase-là de Fear Factory, Godflesh, voilà, pas mal de trucs comme ça, quoi. Moi, j'adore aussi Fear Factory. J'ai découvert ça, moi, en fait, le métal, j'ai découvert ça, comme tu disais, pareil, sur le tard, très tard. Et j'ai démarré, en fait, avec du death metal, pour être clair. Tu vois, c'est Napalm Death, des choses comme ça. Mais après, le côté indus avec Fear Factory, c'était mon chef des ventes à l'époque, dans une autre vie, qui écoutait ça. Et j'ai trouvé ça vraiment super. Et j'ai dit, mais c'est une boîte à rythme, le kick, la double kick, là. Il me dit, non, le mec, il a été, je sais pas s'il est passé dans le guide Facebook, dans le guide du record, ou je sais pas quoi. Mais le gars faisait des doubles bombes, comme on dit. Comme une machine, en fait, tu vois. Et Parkinson.
Et je crois que c'est un des rares arrivés à faire des doubles comme ça. Alors, dans la même Double année, bombe. on va changer de style encore. Ah, Dr Body dit que ça remixé par Frontline Assembly. Chez Factory. Ouais, moi je suis fan de Frontline Assembly aussi, c'est un de mes groupes préférés d'Indus. Le sample de Der Klang Der Family. Ouais. Dr Mott. Mais c'est pas ça. Ouais, exact. Mais c'est pas ça, c'est un français. Eh ouais, c'est un français. Ça sonne PCP un peu. C'est ça. Est-ce que quelqu'un sur le chat va le trouver? Bon, celui-là, je pense qu'il n'y a pas de risque, hein, je vais le laisser tourner. Allez, on va voir si ce soir ils sont en forme. On dirait du C'est un Bacardi Pan. français. Un français? Ah ben le seul français qui pouvait vraiment faire un truc comme ça. Je pense avoir une idée. On va voir si t'es bon. On laisse d'abord voir s'il trouve sur le chat. En sachant qu'il y a un décalage toujours, donc faut qu'on attende. Oui, le mais 10, ça, on leur laisse un petit peu, ouais, voilà. Pas se précipiter. Tu surveilles si on a des avertissements Facebook, pour l'instant on n'a rien. Donc. Peut-être. On n'a pas l'air de trouver. Je peux dire ce que je pense que c'est? Ouais, vas-y. Peut-être Lunatic Asylum sous un autre pseudo? Non, c'est il y en a un qui dit Laurent en haut. Il y a pas de chef qui dit Laurent en Non, haut. c'est bien Lunatic Asylum tout court. Je mets la pochette. Ah, Bravo, ouais, Jean-Brice. Bon, mais j'ai gagné, mais les autres ont dit Asylum, Laurent en c'est haut, le- ça aurait pu, c'est vrai. Non, Il a gagné. C'est Chaos Effect, ouais. Sur PCP, justement. PCP, hein, monsieur, quand même. Hein. Dance Ecstasy, en fait. Ah ouais, Dance Ecstasy 3001. Alors, Oula, le stab. Macabre, enfin. Moi, je l'appelle Macabre, mais Guillaume, ça fait très longtemps que je le connais. On se connaît depuis plus de 20 ans, en fait. Et c'est pareil, c'est une grosse influence. Ouf. Ouais, là on le reconnaît là. Excuse-moi Clément, parce que là je le mets un peu plus fort pour les auditeurs. Juste pour que on s'imprègne de l'ambiance. Ça plaisante pas. Tu l'entends bien Jean le morceau? Oui. Enfin, ouais, mais voilà. Mais ne le fais pas trop fort parce qu'après, j'entends pas que j'entends suffisamment. Ouais. Après, il n'y avait plus que dans le gabber qu'on entendait des stabs Anastasia et compagnie là. Allez. Voilà, ça fait du bien quand même. Clem, tu disais que tu connaissais Lunatic, donc je crois qu'il habitait à 7 à un moment. Tu l'as connu à cette époque-là? Non, je l'ai connu un peu avant, mais il habitait à 7 pendant 3 ans à peu près. Ouais. Je l'ai connu à la fin des années 90 sur les groupes de discussion France Techno. À l'époque, sur le net, on n'était pas nombreux. Et du coup, en fait, on était pas mal d'amoureux de hardcore à traîner sur les premiers forums français en fait, de sortie des newsgroups. C'était France Techno à l'époque. Et du coup, on est un petit paquet à se connaître de cette époque-là. Et dont Macabre, en fait, que j'ai connu, c'était en 97-98, quoi. Juste après ces tubes. Et depuis, on s'est pas perdu de vue. Puis là, j'ai fait une interview de lui de 2 heures qui sera bientôt diffusée en audio sur le nouveau site qu'on a lancé. Là, Sur ton blog Old School. Ouais. Ah. Donc on en parlera peut-être plus tard, mais voilà. D'accord, génial. C'est un super pote. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est une grosse influence pour moi, quoi. T'as des petites anecdotes avec lui, je sais pas. En fait, on devait sortir. On avait un pote en commun qui s'appelle Eno, qui est toujours notre pote en commun d'ailleurs, qui habite à Clermont-Lérault d'ailleurs. Qui est un mec qui a grandi en banlieue parisienne, qui est arrivé dans l'Hérault il y a une vingtaine d'années, et qui, pareil, a sorti quelques tubes gabber sur des labels hollandais à l'époque. Et il y a, je sais pas, à peu près 20 ans, il nous avait demandé de participer à une compile tous les deux, à plusieurs en fait, avec Macabre, moi et d'autres, pour le label français hardcore de l'époque qui s'appelait Epileptic, assez connu. Et du coup, en fait, alors moi j'ai fait une intro, les potes, il y a des potes qui ont fait des morceaux hardcore, etc. Et Macabre, donc Guillaume, Lunatic Asylum avait fait des morceaux. Et en fait, donc la nénette qui gérait le label, Cécile, Epileptic, a clairement kiffé sa musique et lui a signé après tous les albums qu'il a sortis dans les années 2000, The Hitman, etc. à cette époque-là. Intéressant. Voilà, du coup, il a repris une carrière en France un peu grâce à nous à cette époque-là, quoi.
Ouais, mais il était lassé, je crois, de le côté superstar de la trance, ça le gavait, et du coup. Ouais, je pense que vous allez apprécier l'interview, la longue interview qu'on a fait tous les deux. Parce que justement, on revient sur tous les épisodes de sa vie. C'est quelqu'un qui a eu pas mal de galères avec ses labels, les bookers, etc. à chaque fois, qui s'est fait pas mal arnaquer, qui a mis beaucoup de temps à récupérer les droits de ses morceaux, parce que les contrats étaient, comme d'habitude avec les Hollandais, souvent un peu compliqués. Et du coup, clairement, il aimait pas le délire Star System de la trance, et puis après, il a pas du tout aimé le délire Star System du hardcore hollandais non plus, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui a un fort caractère et qui est super intègre aussi. Du coup, il a complètement arrêté la scène d'ailleurs, et puis là, il fait vraiment que de la musique de film. Et... Oui, j'écoute un peu ce qu'il fait, c'est énorme. Ouais, il va sûrement. De l'orchestration presque qu'il fait. Ouais. Et là, je t'ai coupé, excuse-moi, tu disais sur Manu le Malin ? Ouais, ils sont en train de refaire une. Alors, je sais pas quand ça sortira. Je suis pas sûr que ça sorte rapidement, mais il refait des morceaux avec Manu avec sous le pseudo Manga Corps. Ils avaient sorti un disque en 95-96 sur le label Midi, qui était un gros tube qui est resté un morceau mythique. Et là, en fait, ils sont. Là, avec le confinement et ça, c'était un peu le bordel, mais ils avaient recommencé à bosser ensemble tous les deux dans le studio de Manu, en fait. Donc, du coup, il y aura. Ben, c'est l'occasion jamais de mettre la photo justement où Clem il est avec Manu et Lunatic. Alors. Ah oui, c'est vrai. Et ouais, on peut. Ah. Faut t'attendre 10 secondes, hein, Clem, avant de la voir. Ah oui, attendez, ça. Attends, là, t'as mis les. Ouais. Hop, reviens sur le. Je reviens. Reviens sur le truc. Je vais revenir. Vous allez le voir d'un instant à l'autre. Ouais, une belle brochette là. Là, il y a du talent, hein. Belle brochette là. C'est clair. C'était où ça, d'ailleurs, Clem ? Alors que je dise pas de conneries, ça devait être au Rex. C'était au Rex, même, c'est sûr. Il y a 1 an et demi, j'avais joué. Ah, t'entends plus là. Ouais, non, c'était au Rex. C'était au Rex Club où j'avais joué. C'était il y a 2 ans maintenant, je crois. 1 an et demi, 2 ans, je sais plus. On regardera, il doit avoir le flyer dans les archives là. Non, c'était en non, mais ils avaient pas joué. Moi, j'avais joué avec The Horrorist et. Ouais, mais je l'ai vu ce flyer où tu joues avec The Horrorist. KRTM et The Horrorist. Et du coup, Manu et Macabre étaient passés. On avait fait les cons et on avait fait la photo à ce moment-là, en fait. C'était l'occasion d'en parler là, tu vois. C'était là. Ouais. Donc c'était en mai. Je crois que c'était en mai l'année dernière, mai 2019, un truc comme ça. D'accord. On illustre tes propos. Yes. Ok. Alors, est-ce que je voulais que je vous mette, alors comme tu veux, Jean, soit on passe, j'ai quelques morceaux 96-97 là, de coup de cœur, hein, pour agrémenter avant de passer à la compo. Ouais, vas-y. Alors déjà, on voit qu'en 96, ça s'énerve un peu plus. Hein. Les bases sont posées après, là, ça y est. Là, ça y va. Alors là, on va voir s'il y a des connaisseurs, parce que... Alors ça, je sais pas si les gens vont trouver, mais petit indice, elle est à la fin d'un set légendaire de hardcore français. Le morceau. C'est Manu ? Je pense un peu au style de Manu, non ? Bon, je vais mettre la réponse. La façon de faire la snare là. C'est Manu qui le joue, mais c'est pas Manu qui a fait le morceau. D'accord. Je vous mets la réponse. Jack Lucifer. Ah ouais, elle est... tu m'aurais pas dit, j'aurais dit c'était un truc de death metal. J'aime bien, la pochette, elle va bien là. Qu'elle croit là. Jack Lucifer, c'est un projet de Miro en fait qui était sur PCP et qui a fait d'ailleurs de la techno minimale après
aussi. Ouais. Et c'est son projet hardcore hyper vénère qui s'appelle Jack Lucifer. Et ça, c'est un morceau mythique qui est sorti sur. Bon, il est pas énervé du tout, je te raconte. C'est très très calme. C'est sorti sur un biomécanique de Manu en fait. Manu joue. Ah oui, Ah, ben oui, ouais. la fameuse. Allez, on s'en met un autre. Hein. On va voir. Ça arrive. Ben, Hein? il y a du son. Ouais, il y a du son. J'attends. T'entends pas parce que tu me demandes de baisser à chaque fois. Ouais, mais non, mais là j'attends plus. C'est trop, mais bon, on peut essayer de faire. Oh, à peine. C'est lourd. Hein. Le morceau est saturé normalement ou c'est l'enregistrement qui est pourri? Non, le morceau est super mal mixé, enregistré. Ah, ce que je vois, parce qu'il sature. Allez, je vous mets la réponse. Land of the Lost. Ah, c'est Diabolique. Green Velvet. Non, c'est Paul Birken, je sais pas si vous voyez qui c'est. Si, non, je rigolais, je faisais l'idiot. Yes. Paul Birken, c'est un mec du Midwest en fait. Il a sorti plein de trucs et qui continue à faire de la techno maintenant. D'accord. Il a sorti des trucs sur Communiqué, Drop Bass Network. Ah aussi. oui, tu dis Midwest, j'ai pensé à Woody McBride, justement, ils sont à côté. Quoi. Ouais, mais pas mal. c'est un peu la même bande quoi. Ouais. Il a fait du hardcore, il a fait de la grosse techno, il a fait de l'acide. Maintenant il fait de la techno, grosse techno au module. Il y a Panchez qui dit belle TB. Ah, c'est sûr qu'à l'époque, ça en était une, hein. Il y a pas de. C'était pas un Ah, clone. Hein. Suivant. On voit un peu tout ce qui t'influence. Alors, ça, tu vois, c'est Darren Price. Ouais, bravo, il balance la réponse. Ça, c'est. Excusez-moi, mais ce morceau, je peux pas. C'est. Désolé, hein, mais. Quand je l'entends, ça me fait décoller, mais c'est un truc de fou. Espèce de nappe là. Désolé d'avoir gâché le truc. Tu es pardonné. Ah, j'adore ça. Pareil, j'ai découvert tard celui-là. Ça, c'est À l'origine, moi, c'est 97. Hein. Ouais, pour moi c'est un des meilleurs morceaux des années 90 clairement. Ouais, je suis d'accord. J'ai vu Darren Price au bus à Montpellier en 97 ou 98. Bus. Il avait joué ce morceau à la fin. Ah ouais. À côté de Richter. Ouais, on la connaît. Là, c'est les poils qui se dressent et tout là. Et en fait, je crois que son album il venait de sortir. En fait, il a joué ce morceau-là à la fin de la soirée. C'était juste. Et d'ailleurs, je crois qu'il avait rejoué avec Underworld après au Rockstar et à Borin Alice. Ce mec. Ah, peut-être bien, ouais. C'est un mec qui est un peu passé à la trappe, mais qui, pour moi, il a fait quasiment les meilleurs morceaux à Naples, hors Détroit des années 90. 97, c'était une grosse année hein, pour toi en influence. Putain, je me suis régalé là. C'était court, mais des fois dans la bagnole, tu sais, quand je suis pas trop bien, je mets dans la bagnole, je le mets et j'ai l'impression que la voiture elle va décoller, tu sais. Ah, il y a Dom Philippe qui dit vous me régalez les mecs, et il y a Jean-Phil qui demande si on connaît Danger, une ambiance très dark aussi. Tu connais Danger? Je connais juste le nom, mais j'ai jamais trop écouté la zik. Voilà, on sent le côté encore glauque qui arrive là. Hein. On sent qu'il y a des morts vivants qui vont apparaître là bientôt. Des vampires peut-être aussi. Ah, j'aime bien les intros comme ça. Ça se fait plus trop les intros, tu vois. Non. Alors ça, c'est clairement ce que je mixais dans les années 2000, c'est du doomcore anglais. J'adore ce genre de truc quoi. Typiquement le début de set de Manu, ça c'est vraiment. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec les potes en faisant The Uninvited. The Uninvited, on va en parler, bien sûr. Ouais. On va venir après sur les côtés On va y venir. Je suppose que ça va s'énerver là. Bon, on peut expliquer vite fait à ceux qui n'auraient pas entendu, parce qu'il y a tellement de styles. Le doomcore, c'est une sorte de hardcore, mais lent et très sombre et très atmosphérique, quoi, on peut dire ça comme ça. Ouais, pour moi c'est même clairement le style original du hardcore, hein, parce que c'est PCP qui a démarré avec ça. Ouais. Et
clairement, la plupart de mes influences hardcore, sans parler du hardcore indus à la Laurent O, Micropoint, etc. C'est vraiment du doom, quoi. Le doom, pour moi, c'est vraiment la base. C'est-à-dire que c'est des rythmes, des tempos qui peuvent être les mêmes que sur la techno, avec des gros pieds. C'est vraiment de la musique de hangar, quoi. Ah, j'imagine bien que là, ça doit le faire quand même. Hein. Ça peut jouer plus sur l'ambiance que sur vraiment l'énergie, toujours l'énergie. Ah, c'est bien, hein. Je passe juste un petit peu. Tu joues en intro ça ou tu joues en milieu d'un set hein? Non, ça, je le joue en intro de set hardcore ou ça peut m'arriver de le jouer à la fin d'un set. Ouais, intro ou outro, ouais. Ouais, ça m'est arrivé de faire pas mal de sets doomcore, juste doomcore, quoi. En gros, de 120 jusqu'à 140. 200 BPM, quoi. Ah ouais, quand même, ouais. Ouais. D'accord. Allez, on monte. Allez, un autre. Oula, là déjà. Et non, vous n'êtes pas sur énergie. Ouais, là, c'est l'autre côté du hardcore que j'aime aussi. C'est fort, c'est français, c'est beaucoup plus industriel, beaucoup plus tordu. C'est un mec qu'on a très, très souvent vu dans le sud, à Béziers notamment. Ah ouais? Ouais. Laurent Roux est venu souvent, mais je sais pas si c'est lui. Ouais, voilà, c'est lui. C'est lui. Mais sous le pseudo Ingler, c'est ça? Ouais, c'est Ingler, donc c'était un de ses pseudos pour le hardcore indus, mais en général, de toute façon, dans les années 90, il faisait à peu près le même style de vie que malgré les pseudos. Feeling riot. Feeling riot. Ça, c'est des intros à chaque fois. Hein. Feeling. Feeling riot. Allez! Elle est pogo non là-dessus. Hein. Non, là, on sent quand même que tu... déjà, tu avais pris une direction dans ta tête, là, non, à l'époque, au niveau musique. Ouais, de toute façon, j'ai joué... en fait, j'ai toujours joué de la techno en parallèle, tout le long. Ça a jamais été un truc qui m'a fait décrocher. Ouais. Alors après, selon les périodes, genre dans les années 2000, je jouais quasiment pas de techno. Alors je faisais que des sets old school parce que j'avais horreur de la minimale et des trucs comme ça. Oh, tu m'étonnes, et nous alors? Donc ça collait pas. Alors attention, parce que des fois, il y a des fans de minimal. Attention, la minimale, il y en a plusieurs, parce qu'on nous a... Un genre s'était fait... Non, mais moi, je précise à chaque fois qu'il y a minimal et minimal. Minimal. Moi, j'écoutais de la techno minimale dans les années 90, Contact, Hyperactive et compagnie, on appelait ça de la techno minimale. Ouais. Et ça, c'est génial. Mais après, il y a eu le... Enfin, si tu compares à la minimale des années 2000, c'est maximal, quoi, tu vois. Oui. C'est pour ça que je précise bien. Hein. Etc. C'était juste pas possible. Après, c'était intéressant. Après, on peut toujours essayer c'est vrai, voir les choses positives. C'était intéressant au niveau de la prod. Avec un kick médium et un son, les gars, ils te faisaient un morceau et t'étais hypnotisé dans ça, c'était chouette. Mais après, le problème, c'est que pendant 2 ans, 3 ans, tu bouffais de ça tous les matins et que tous les midis, tous les soirs. Et que le seul moment où le set il décollait, c'est parce qu'il y avait un crash dans le morceau, tu vois, ça fait ça y est, ça a décollé, quoi. Donc voilà. Ce que je vous propose. Je pense que c'était quand même un style musical qui était très adapté à l'arrivée des Function One avec des gros systèmes mid qui tapent dans la cage thoracique et de la cocaïne. Pour moi, c'est les 2 facteurs. Wow, après, elle était déjà là avant. Toi, c'est ton analyse, intéressant, d'accord. Ouais, parce que c'est une musique de frustré, ça décolle jamais. Tu vois, c'est clairement un truc de cocaïné, ça. Tu vois, c'est vraiment un truc, Clément, tes propos t'appartiennent. Exactement. Ah, tu sais, je disais déjà ça à l'époque, c'est pour ça que je joue. Je sais, écoute, je sais que t'as jamais changé. Pour en ça, attendant, je vous mets le dernier morceau de 97 que tu m'as mis. Hein. Je crois qu'il y a quelqu'un qui parlait de la BO de Spawn sur le groupe. Oui, c'est Jean-Philippe qui a parlé de Spawn, de la BO. Ouais. Slayer avec Atari Teenage C'était un truc que j'adorais à l'époque. Je mets directement, parce que tu en as parlé, donc Spawn, The Album. Je mets la pochette, hein, direct. Alors, la BO est génialissime, le film est super merdique. Ouais. Très mal fait.
Et voilà quoi, la BO c'est grandiose quoi. C'est pour moi, quand c'est sorti en 97, pour moi c'était le truc. Tu retrouvais Chemical Brothers avec je sais pas quoi, Korn avec t'avais Westward, t'avais Wink, t'avais Chemical Brothers, t'avais Prodigy, tout ça avec les groupes de métal, ça marchait grave bien. Et malheureusement, ça s'est aussi vu que. Et là, je parle aussi bien de Metal Indus que ça, que ce genre de truc de crossover, ça s'est vraiment cassé la gueule quasiment direct. Ouais. En partie parce que le public métalleux est complètement con, et en partie parce que le public techno peut être complètement con aussi. Du coup. Et hardcore, du hardcore aussi. On va arriver donc dans le côté. Voilà, hein, le côté de Clem. Alors, doucement mais calmement. justement, avant qu'on y arrive, on est déjà, ça y est, on a dépassé les 1 heure d'émission, pile poil. On va se faire une petite pause musicale. On va écouter du 14 Hunger comme par hasard. Qu'est-ce que vous voulez qu'on écoute? Moi, j'avais bien envie d'écouter un de tes premiers morceaux. Premier morceau, parce qu'en fait, je suis allé faire un petit tour sur Itch Music et compagnie. Et j'avais bien aimé en 2012. La sortie que tu as fait en 2012. Mind Atom Industry. Voilà. Ouais, ok, c'est le tout premier EP sous ce nom-là. En fait, c'était une blague, ça a démarré avec une blague, ce pseudo. C'est qu'en fait, je voulais participer à un concours de remix d'un pote qui s'appelle Stamba, qui fait de la grosse techno BM à Bordeaux, qui est signé sur le label des The Horroristes et tout ça à l'époque, qui est un gros fan d'Amiga et de rétro gaming aussi. Et en fait, je voulais participer à son concours de remix, mais en état incognito pour pouvoir juger mes prods de l'époque. Et du coup, j'avais choisi un pseudo qui m'est resté en fait. Quoi. Du coup, j'ai gardé ce pseudo-là. Et c'est en 2012 que j'ai fait la première date avec ce pseudo, justement avec The Horrorist et Stamba à Bordeaux en fait. Première fois que tu as utilisé 14 Hunger, c'est ça? Ouais. C'est l'année où j'ai complètement arrêté mes activités d'orga, label, radio, etc. pour me concentrer sur la prod et sur les... On va quand même en parler après de cette période justement où tu as commencé en fait à mixer déjà et à organiser. C'est-à-dire on va refaire un petit retour en arrière et tu vas nous développer après le morceau voilà, c'est tes activités d'organisateur, radio et puis DJ aussi. Avant la prod quoi. Alors lequel vous voulez qu'on écoute? Il y avait Blaze et les trois sont plutôt pas mal. Blaze il est marrant parce que c'est la première fois que je fais des délires de sub-bass etc. Il est un peu moins techno EBM que les autres. Alors 3 minutes 36. Ah ouais. Feu. Eh ben écoutez, on va écouter Blaze de 14 Hunger. Et on se retrouve après pour évoquer la période organisation, radio, DJ. Alors j'essaie de faire en sorte que le morceau à la table commence à être vieille. Alors je cherche la pochette. Normalement je dois la voir si je me trompe pas. Atom Industry. Un côté qui marche du morceau. Voilà. Allez, à tout à l'heure. à tout de suite.
Radio Punch. Hardcore sound of the drum is pumping. De retour sur Radio Punch, donc un morceau très sympathique de notre ami Fortin Hunger. Donc ça date de 2012 et franchement, je le connaissais pas. Merci Tune Music parce que tu me l'avais pas envoyé. Donc tu vois, avant que quand tu m'avais envoyé les morceaux, tu m'as envoyé des morceaux récents. Je suis allé chercher quand même. Je me suis dit, je vais quand même un petit peu creuser quand même voir. Et franchement, j'ai bien fait parce que très très bon morceau, n'est-ce pas, mon cher Jean-Bruce ? Ouais, tout à fait. Je voulais pas commencer à attaquer la partie geek matos, mais une petite question. Tu utilisais quoi là pour faire le son là justement là? Tu utilisais quoi? Ah ben là c'est pas compliqué. De toute façon depuis que j'ai repris la prod vraiment en mode régulièrement, quotidiennement, j'ai qu'un setup digital. Donc c'est Cubase avec des VST. Je crois que c'est un émulateur de FM8, il me semble. Pas le souvenir exact, hein. Ça date un petit peu, mais c'est que là pour le coup c'est Cubase avec des VST, alors 2-3 samples pour les drums, pas plus quoi. Et c'est peut-être le Sylenth qui venait de sortir à l'époque, je me rappelle, j'utilisais pas mal ce truc là à l'époque. Je sais que c'était pas mal utilisé dans l'EDM et le dubstep, mais moi j'en faisais j'essayais de sortir des sons rave, il est assez intéressant en fait à diguer. Mais là, honnêtement, je me rappelle plus. En tout cas, il n'y a pas de hardware dans ces trucs. Ok. J'ai Phil dans le forum qui demande Fortin Hunger pourquoi. Alors moi je sais, mais vas-y. Le 14, c'est mon chiffre fétiche, c'est ma date de naissance. Et Hunger, c'est parce que justement, comme on disait un peu tout à l'heure, on a abordé le sujet, mais la colère, c'est un truc qui est un moteur pour moi essentiel de ma musique, et je pense aussi de la scène rave, Indus, etc. quoi. La colère, c'est un truc qui te pousse à agir ou à te désintégrer, mais ça me pousse à agir. Et c'était aussi des jeux de mots, tu peux faire plein de jeux de mots. Fortinager à l'époque, on disait Fortine. Voilà. C'était aussi une façon d'avoir un pseudo un peu différent sur la scène techno, un truc qui fasse limite punk hardcore, etc. Et parfois, ça a assez bien marché parce que c'est un truc que tu retiens avec un chiffre, tout ça, assez facilement, quoi. C'était aussi pour marquer la différence avec mes projets parallèles ou ma carrière d'avant en fait. Je voulais vraiment marquer une scission entre ce que j'avais fait avant, avec mon pseudo de DJ du début, mes projets d'avant et ce truc-là qui était beaucoup plus sérieux. D'accord. Justement, on va en reparler donc, de ces projets, les premiers projets. Donc, quand tu as commencé à être DJ, que tu as commencé à faire de la radio, tout ça, tu peux nous expliquer justement cette période avant le Fortin Hunger, quoi, la fin des années 90, quoi. Ouais, carrément. Écoute, donc en 93, j'ai déménagé à Montpellier, puis après en 94, je suis allé habiter dans un village au nord. C'est un village où il y avait les jeunes, en fait, des mecs qui étaient déjà plus âgés que moi, qui avaient un sound system qui s'appelait Cybersonic, qui sonorisait des soirées, les soirées des Pingouins, les soirées des Partizan, Positive Evolution, etc. Avec un mec qui s'appelait Laurent, qui avait donc un sound system qui le louait et qui organisait aussi des soirées. Moi, au début, je m'entraînais chez moi, etc. Je faisais pas de radio. J'ai organisé mes premières soirées quand j'étais au Bahut, en 94-95. J'ai fait des soirées rave qui s'appelaient pas vraiment rave parce qu'en fait, j'invitais des mecs du lycée, en fait. Je faisais pas de flyers publics, etc. Mais il y avait quand même 200-300 personnes. Et quand même. Ouais. J'étais mineur, en plus, à l'époque, j'avais 17 balais. En plus, je louais des salles des fêtes et tout, mais on faisait passer ça pour des trucs. En fait, j'avais le soutien d'un prof de philo, terminale qui était super cool et qui nous faisait des lettres comme quoi en fait on organisait la soirée pour financer des voyages scolaires, etc. Du coup, à chaque fois que j'avais la gendarme qui venait, je disais que c'était une soirée scolaire. C'est caritatif en fait, monsieur. Ouais, voilà. On faisait vraiment moi, j'essayais de faire des teufs, quoi, clairement. Alors là, à l'époque, j'avais pas le réseau ni rien, mais c'est parti comme ça. Puis après, j'ai sympathisé avec les mecs du coin du bled où j'avais déménagé. Et puis petit à petit, j'ai intégré les rangs de plusieurs orgas, surtout Cybersonic. Puis d'autres à côté, on organisait des soirées avec des potes, etc. J'organisais aussi des apéros à la fac de lettres à Montpellier avec une asso.
des apéros techno en fait. On faisait tout à 5 balles, hein, tous les verres d'alcool étaient à 5 francs, on finançait des actions comme ça. Enfin, bon, et un truc qui a duré pendant pas mal de temps. La radio, c'est venu plus tard, c'est venu vraiment tout à la fin des années 90. J'ai commencé à l'écho en 99, je crois. Ouais. Avant, L'écho des Garrigues, ouais. Ouais, voilà. Avant, c'était vraiment quasiment que de l'orga de soirée. Voilà, plusieurs types d'orgas, plusieurs crews, en sachant que mon principal c'était Cybersonic. Alors je jouais pas à chaque soirée, mais on faisait des afters, des before, etc. On faisait un peu la main, on était invité à droite à gauche. Je jouais dans des bars à Montpellier, on organisait des trucs toujours avec la même bande de potes, au Mix Coffee, enfin voilà. On a eu tout au long des années 90 en fait on a eu une progression en fait au niveau de l'orga de soirée qui s'est faite. Et donc voilà, ça quand même, l'organisation, ça prend beaucoup de temps en fait. Ça prenait énormément de temps, encore plus. Et d'énergie. Il n'y avait pas le net, il n'y avait pas de téléphone, pas tout ça quoi, donc c'était galère. Il n'y avait pas 3615 Rave. Ouais, voilà, ouais, c'est clair, exactement. Donc voilà, c'est comme ça que je jouais en fait. On faisait souvent les afters. Cybersonic sonorisait souvent les afters. Je sais pas, les Magic Picnic, ce genre de trucs, donc on s'incrustait toujours au platine à un moment donné. Et on s'entraînait comme ça en fait. On se faisait remarquer un peu comme ça aussi. Et on organisait des soirées privées chez nous, enfin voilà quoi, le truc habituel d'ado, de l'époque quoi. Dans le village d'à côté, il y avait des mecs qui étaient plus dans la free party, qui ont créé après un truc qui s'appelait Radioactif. Et eux, ils venaient plus de la scène free, donc j'allais jouer du hardcore chez eux, je jouais de la techno chez Cybersonic, etc. À la même époque, en fait, j'avais toujours des contacts avec les Biterrois, donc par exemple avec Nikita, voilà, Eric, etc. Qui était là tout à l'heure sur le chat. Ouais. Voilà. On lui fait un bisou. Ouais, on jouait aussi donc à leur soirée AC2N, et puis on les invitait chez nous. Par contre, parle bien près de ton micro, Clément, parce que des fois, t'es plus loin et on t'entend moins. Ouais, tout ça a duré jusqu'à la fin des années 90. À la fin des années 90, Cybersonic s'est mis en pause. Donc on continue à faire de la sonorisation, mais on faisait plus de soirée à proprement parler. Et moi j'ai commencé à faire de l'orga de soirée hardcore d'un côté, avec des potes plutôt vers Toulouse et Montauban. Et en parallèle, je suis rentré dans un collectif qui venait de se monter, qui faisait des soirées à Montpellier, Access Code, qui était clairement EBM, Indus, Goth. Donc je suis rentré dans un nouvel univers au tout début. Là, on est au tout début des années 2000 en fait. Ouais. 2000-2001. Voilà. Donc là, à ce moment-là, c'est assez compliqué à suivre tout ça, mais en gros, début 2000, je fais quasiment plus d'organisation de techno, rave techno. Je fais vraiment que de l'organisation de soirée hardcore d'un côté, avec d'autres. J'ai rejoint Access Code à Montpellier, et là, on commence à faire des soirées, une par trimestre en gros, soirées qui sont plutôt dans de l'univers dark, EBM, Goth, etc. Ah, Access Code. Ouais. J'étais allé à une soirée EBM chez eux à Montpellier. Victoria, sûrement. Tout le monde était déguisé avec des tenues. Ouais. Vraiment des tenues vraiment c'était goth quoi. Ouais, c'est ça. Et j'avais un copain qui est pas là ce soir avec nous, qui est des fois là, Didier de Brand Terror. Ouais, mais il était là, il venait à toutes les soirées, Didier. Ouais. Voilà. Et Didier, Ouais. il jouait, et comme je suis fan depuis toujours, du coup, que j'ai toujours aimé le BM, pour une fois qu'il y avait quelque chose, du coup, je venais de Béziers, j'allais là. Et je crois que j'ai eu un fly d'un Halloween, sur Halloween, octobre 2000, je sais plus quoi. C'était violet avec une araignée dessus. Ça te dit quelque chose? Yes. Ouais, c'est ça. Ça doit être, c'était nous ça. Début des années, vraiment début, hein, Ouais. 2002, à tout casser quoi. Ouais, c'est ça. Ça a duré. La grande époque, ça a été en gros de 2001 jusqu'à 2006-2007. Ouais. Ah, tu étais dans cette. Ah, mais d'accord. Peut-être tu me l'avais dit, mais j'avais. Ah, ok. Ouais. Ouais. C'est vrai que cette époque-là, fin des années 90, il y a eu vraiment un partage en fait il n'y a plus vraiment de rave. Et il y avait vraiment la free d'un côté avec les Technival, où là il y avait un gros mouvement de fond d'un côté, et de l'autre le retour, on va dire, au club. Et en fait, quand ni l'un ni l'autre ne te convenait, ben ouais, t'avais pas vraiment le choix. C'était assez compliqué, ouais. À cette époque-là, d'un côté, je jouais beaucoup à des soirées hardcore qui étaient organisées à la façon rave d'avant, en fait, location de salles des fêtes, de masse, etc. Plutôt dans la région de Toulouse, Montauban.
J'ai fait des soirées à Limoges aussi, Paris, etc. J'ai eu ma première date à Paris en 2003 en fait au Gibus pour faire du hardcore. Euh, et d'un autre côté, donc Access Squad à Montpellier. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me retrouvais pas du tout dans la scène techno de l'époque, quoi, du tournant du millénaire. Ouais, D'un côté, ouais, t'avais ouais, des grosses machines. Oui. À Montpellier, en tout cas, t'avais des grosses machines. Il y avait la Villa qui avait commencé, qui prenait quand même pas mal de monde techno, quoi. Oui. De récupérer Tu faisais quand même des programmations de fou, la Villa, hein, c'est vrai. Ouais, puis donc du coup, ils te repiquaient un peu le public si tu essayais de faire un truc en face. C'est vrai. Il y avait pas force, il y avait plus de gros festivals attractifs, Electromind. On a fait un after d'Electromind, on en parlera après parce que c'est là pour le coup c'était le renouveau de Cybersonic en 2007. D'accord, oui. Mais donc en fait, j'étais principalement à cette époque-là investi dans Access Code en termes d'organisation de soirée. Parce que j'écoutais beaucoup plus d'Indus, de drum and bass, Indus à la Panacea, de trucs comme ça. J'accrochais pas du tout sur la techno qui se faisait à l'époque. Oui. D'un côté, il y avait beaucoup de Schranz et d'un autre côté, ça commençait à taper minimal. Du coup, j'aimais pas les deux. T'avais aussi ce qu'ils appelaient l'électroclash, alors avec un petit retour de la Ça, à new la wave et limite, tout ça. Ça, à c'était la bien. limite, c'était le truc que je préférais. Ouais. Mais ça m'a vite gavé aussi. Par contre, il y a eu des tueries, ça c'est clair, quoi. Oui, avec l'électro aussi, la vraie, hein, qui Ouais. d'un coup passait sur le devant de la scène après avoir été un style marginal. Effectivement, au début des années 2000, il y avait aussi, ouais, donc moi, le seul, à l'époque, petite fenêtre de respiration que j'avais, parce que j'ai pas du tout aimé les années 2000, hein, mais ça c'est qu'un goût personnel. Moi, c'est vraiment cette petite porte d'ouverture électro, mais vraiment électro, hein, pas électro house, hein, l'électro, les trucs allemands qui ressortaient, les trucs, les Lego Welt, les Doppler Effect et tous ces trucs-là qui, bon, c'était un peu avant aussi, hein, mais ça venait vraiment sur le devant de la scène. Donc ça, je me régalais. Mais effectivement, je vois tout à fait, j'arrive à remettre dans le contexte ce que tu dis, sans problème. Oui, puis donc à l'époque, j'avais déjà lancé des. Donc à la fin des années 90, j'ai ouvert mon premier site web assez vite en fait parce que c'était. Ouais, voilà, c'était mon délire quoi. Le web, j'ai très vite. Je suis arrivé sur le net en 95 en fait, et j'ai été passionné par ce truc-là assez vite. Et du coup. Napster. Bah, 4 heures pour télécharger un morceau, qui n'a pas connu un. On a connu c'est nous ça. aussi, hein. Pareil, même j'avais année. lancé- Tu faisais du coup, partie j'ai des lancé premiers mon premier Wanadoo, site c'est web. ça? Ouais, non, moi j'étais chez Infony même avant. Wow. C'est un truc qui n'existait plus, mais parce que c'était le seul à avoir un forfait de 40 heures à l'époque. Et C'était beaucoup, hein. Que je pulvérisais parce que j'habitais chez mes vieux. Je Putain, claquais pourtant, c'était la moitié de beaucoup, mon hein. salaire. Ah, mais je claquais la moitié de mon salaire. Moi, j'ai débarré avec 20 heures, je crois, un truc comme ça. Ouais. Puis après, j'ai bossé dans un cybercafé à la fin des années 2000. À la fin des années 90, je bossais dans un cybercafé pendant 3 ans et ça me permettait d'avoir une connexion câble régulière, quoi. Et du coup, ouais, j'avais lancé mon premier site web à l'époque. C'était un fanzine qui s'appelait Hardcore Concept. Donc c'était un des premiers sites français sur le hardcore. On faisait des chroniques de disques, etc. Et par ce biais-là, en fait, j'ai rencontré plein de potes, notamment David de Minimum Syndicat, qui est devenu un de mes meilleurs potes. Ah, c'est là que donc vous vous êtes rencontré avec David. Il écrivait des chroniques sur le webzine, et puis on alimentait le forum et la newsletter tous les jours. Pourtant, il est de Paris, il est loin, non, mais du coup, c'est ça le Ouais. côté internet magique, c'est que tu étais déjà connecté avec des gens d'ailleurs de la région. Ouais, carrément. Pour le hardcore, j'étais connecté. Le net m'a fait me connecter à Ben, en fait, Benjamin qui gérait nos labels, il était à Montauban. On avait Florian qui organisait des soirées à Paris. David à Paris aussi. Paris, ouais. On avait des potes dans le centre en Auvergne, on avait des potes dans le Rhône-Alpes et on alimentait ce site en fait avec des chroniques de disques, des interviews. On a été les premiers à lancer un podcast en France en 2000, un MP3 avec un MP3 téléchargé de 6-7 DJ, ce qui se faisait pas du tout à l'époque. Faut aussi imaginer, c'était plus de 100 mégas de MP3 à télécharger. À l'époque, il n'y avait même pas encore la DSL, hein, on parle de 2000 quoi. Bien sûr, c'était les modems, je sais plus combien. Là. Et 56 voilà, en fait, Merci du Ben. coup, ça m'a permis de me faire un réseau de mecs qui étaient pas basés dans le sud en fait et qui me permettaient déjà de parler de musique, de trucs qui m'intéressaient ailleurs. Donc, ça c'est une partie importante de ma carrière, ça l'est toujours en fait. Et du coup, nous, on s'est connus parce que, en fait, bon, on se connaît depuis peu physiquement, mais en fait, on était en contact sur le forum de Discogs. Ouais. Et je l'ai appris tard que Clem, moi, je t'appelais Kalem. Je crois que c'était Kalem, tu vois le truc, parce que c'est K avec Lem. C'est Clem. Moi, je crois que c'était Kalem. Et avec Benja, on était déjà, nous, depuis sur. Ben, il y avait Jean-Phi qui est avec nous, là, qui était aussi.
sur le forum de Discogs en français s'il vous plaît et le old school forum là, je sais plus comment il s'appelle. Et c'est là qu'on s'est connus et qu'on a effectivement, il y avait une belle période là pour faire c'était une belle période ça. Bah, disons que les années 2000, le seul truc, voilà, c'est que ça permettait quand même d'avoir du temps, sortie des soirées, pour alimenter pas mal de trucs à côté, quoi. Ouais. Forum, webzine, etc. Mais c'est vraiment l'année, enfin c'est la décennie où je me suis mis à me renseigner sur plein d'autres styles musicaux, en fait, quoi. C'est là où j'ai redécouvert le goth des années 80, la new wave, le post-punk, le metal. Je m'intéressais beaucoup aux trucs indus, à la Hansen, etc. de l'époque aussi, du breakcore, enfin voilà quoi. Donc, Ouais, tu t'es vraiment diversifié, tu as étudié au moment où en fait les scènes se divisaient et t'étais soit l'un soit l'autre et personne, il y avait une certaine, bon ça c'est malheureusement français, mais ouais. c'est une espèce d'intolérance, tu avais la tribe et la hardtech d'un côté, tu avais un peu à la mode qui écoutaient de la minimale de l'autre et rien d'autre, puis tu avais ceux qui étaient un peu marginaux qui écoutaient, puis il n'y avait pas beaucoup de, c'était pas très ouvert hein, en termes de styles musicaux. Hein. Mais par contre, à cette époque, clairement, pour moi, quasiment les meilleures soirées des années 2000, c'est Access Code, parce qu'on arrivait à mélanger, Ouais. justement, sur un plateau, tu pouvais avoir la grosse soirée qu'on a organisée à la Villa Rouge. On a été les premiers à booker Fixmer dans le sud, donc là on parle de 2003. Terrence Fixmer, ouais. Et en même temps, sur le même plateau, il y avait le projet Electroclash des mecs de LTNO, les Tétines Noires. C'est un groupe indus punk français assez mythique, qui faisait aussi, donc à l'époque de l'Electroclash, etc. Sur le même plateau, on avait booké Imminent Starvation, qui sont des légendes de l'indus pur et dur dans la petite salle. T'avais des suspensions, des mecs qui suspendaient à des crochets dans le dos. Oui, ça c'était un truc de fou. Ça. Ouais. Et c'est ce genre de soirée, en fait, t'arrivais à avoir des goths lookés Corbac avec des mecs lookés métrosexuels, tout un mélange de public complètement barjot. Et ça, on a eu quand même des super soirées Access qui étaient comme ça, quoi. Dr Body me dit 56K, ça te dit quelque chose? Ouais, c'est ça, c'était la vitesse du modem. Ah voilà, non d'accord, excuse-moi, je crois que c'était... excuse-moi, il y a un décalage avec le truc, je pensais que c'est... Comme lui, il s'y connaît vachement en EBM, je pensais que c'était un groupe, 56K. Non mais voilà, les soirées Access, pour moi, dans les années 2000, c'est carrément ce qu'on a fait de mieux, parce que justement, le mélange de public était super cool, etc. Et puis, je te rebondis sur ce que tu dis, je suis d'accord, parce que moi je sortais plus, hein, pareil, année 2000, plus rien, je pouvais plus de rave, plus de soirées, j'étais un peu dégoûté. Ben faisait des trucs, lui, sur Montpellier, il s'éclatait bien, mais moi j'étais un peu malheureux, et le seul fois où je sortais, c'est pour les soirées EBM, en fait, parce que je trouvais vachement ouvert d'esprit le fait, comme tu disais, qui est de l'EBM, en fait, c'est un grand mot. En fait, t'avais des groupes un peu Indus ou Cold Wave, tu vois, où c'était avec de la guitare et tout, tu vois. Et que juste après, t'avais un groupe comme Didier, par exemple, qui lui mettait des kicks techno c'était de l'EBM 100% électronique. Et c'était très varié, quoi. Ça pouvait être plus vers le metal, plus vers la Cold Wave, plus vers l'EBM, quitte techno, voire un peu trans techno, tu vois, des trucs un peu rapides et tout. Et moi, ça me plaisait bien, ouais. Ouais. D'ailleurs, j'ai joué avec l'ancien groupe de Didier, Brand Terror, et puis il y a eu Mosh Pit, Punish Yourself. Oui, Mosh Pit. À la fin en 2009 à Victoire de Montpellier, c'était une bonne soirée aussi pour le coup. Et donc au niveau orga de soirée, après en fait en 2007, on avait organisé avec donc les anciens de Cybersonic, on avait décidé de refaire des soirées old school en fait, donc en 2007. Ouais. Le principe c'était de refaire des teufs à l'ancienne, en bouquant que des mecs qui jouaient pas de la minimale. Donc on a commencé à faire un after qui n'était pas officiel à Electromine en 2007, le gros festival qui avait remplacé CVD Borealis quoi. Borealis, oui, qui a succédé à Borealis. Ouais. C'est très très loin d'un Borealis en termes de qualité, mais c'était au même endroit on va dire. Mais il faut quand même reconnaître que le plateau de... Moi j'avais fait avec Ben, on y était, hein, quand même, bon, il y avait quand même... t'avais les mecs de Front de K2, et White State, il y avait Woody McBride, il y avait du monde, hein, c'était quand même... Ouais, il y avait Rotter aussi. Il y avait Anthony Rotter en live, Zombie Nation, il y avait de mémoire. Hein. Yes. Donc du coup, on avait refait un after non officiel où on a joué, puis on a invité des mecs d'Espi qui jouaient sur le plateau, en fait, qu'on connaissait. Et donc en fait, l'after s'est transformé en truc hyper... Enfin, il y a eu beaucoup de monde, parce qu'on était à côté de Gramont en plus.
Du coup, on a blindé de monde et en fait, on a décidé suite à ça de refaire des soirées old school, typées rave à l'ancienne. Donc de 2007 jusqu'en 2010, on a organisé quelques soirées avec des plateaux. Justement, on pouvait inviter un mec comme Torgel ou Gelstat, Dalcan, voilà, des mecs qui venaient de l'ancienne génération. Et pour refaire des soirées, on refaisait des soirées avec un pass, avec une infoline, etc. Et on choisissait des lieux en extérieur, on faisait des gros setups de son, de light, etc. On a fait jouer Rix aussi, enfin on a fait jouer plein de monde. Et du coup, ça a quand même super bien marché jusqu'au tournant des années 2010, quoi. Voilà. Et à partir de là, j'ai décidé d'arrêter l'orga complètement pour faire autre chose. Voilà, D'accord. pour le Ton résumé pseudo de de soirée. DJ, excuse-moi, avant Fortilanger, c'était quoi la question? Je voulais te la poser, chaque fois j'oublie. Alors, c'était Clem quand je jouais de la techno, du hardcore, des trucs comme ça. Et Ouais. après, j'avais d'autres projets musicaux parce que j'ai commencé la prod en 99. Ouais. 98-99. Donc j'utilisais d'autres pseudos pour sortir des disques. Tu les as cités au début. Il y avait Zero Goki qui était clairement Noise Indus. J'ai sorti des morceaux avec The Uninvited. Donc il y avait David de Minimum Syndicat et Julien de Mosh Pit dans Ouais. The Uninvited. Vous avez le morceau Julien de Josserand. Ouais. Je l'ai appelé, je l'ai contacté tout à l'heure pour lui dire qu'on est, je sais pas s'il a eu mon message. On est sur des projets ensemble, et il est super, hein. C'est très talentueux aussi. C'est un vrai plaisir pas en même temps, mais de collaborer avec vous, avec David, Jamar bien sûr, et Jamy, bon, on est à fond amis, Yes. et surtout sur la même longueur d'onde, vraiment. Et ça fait plaisir parce que vraiment, il y a une vraie, je sais pas, il y a un vrai truc. Moi, The Uninvited, ça a été juste un disque, mais on va en parler après. Ouais, ça marche. Donc voilà, en tout Et cas, pour les j'enfile sur soirées, c'est fini sur ça. Ouais. Jean-Phil nous disait qu'il y avait le club cuisine, lui il est plutôt du côté de Rennes, une association qui relançait la old school à l'époque, un peu à la même époque, au même moment quoi. Voilà. Donc, il y avait, Ouais. c'est vrai qu'il y a d'autres régions. Ouais, Il carrément. disait Gelstat, excellent. Ouais, on avait fait des beaux plateaux en fait. Hein. Des beaux plateaux techno trance. Hardcore, ça finissait sur du hardcore des fois. Enfin, c'est marrant. Et donc du coup, est-ce que le chapitre de l'organisation de soirée, on le clôture là, à cette période-là, ou Ouais. depuis c'est fini, hein? Ouais, en 2010, je crois que les dernières soirées auxquelles j'ai participé vraiment à l'orga, c'était 2010. Et même si j'étais encore plus ou moins officieusement dans les collectifs, j'ai vraiment quitté tous les collectifs officiellement, toutes les responsabilités, tous les trucs que j'avais en gestion entre 2010 et 2012, quoi. D'accord. Concentré à 100% sur la prod et ma carrière. Et sur ta carrière de Fortinanger. Donc du coup, la production 98-99, t'as démarré à visualiser les machines et à sortir, je pense, un premier EP en 2002, à peu, si je dis pas de bêtises, officiel, Alors, j'ai une discographie un peu bizarroïde. avec Clem Parce HCC. que, ouais, j'ai sorti des morceaux comme ça à droite à gauche sur des compiles vinyles, des compiles CD, mais j'avais jamais fait j'ai pas sorti de vrai EP en fait avant peut-être une Invited, mais c'est une collab. Ouais. Avant, c'est surtout je bidouillais des morceaux, on me demandait de les écouter, ils étaient signés sur des trucs, voilà. Mais j'avais essayé d'envoyer des démos entières pour sortir des CD, des trucs comme ça, mais ça l'avait pas fait à l'époque. Et puis je bossais pas assez sérieusement à cette époque-là, je pense, pour vraiment passer un cap au niveau de la prod. Du coup, j'ai sorti mes premiers trucs autour de 2001-2002, je pense. Et tout au long des années 2000, assez lentement, après 2005, j'ai pas fait grand-chose en fait jusqu'au tournant des années 2010. Quoi. D'accord. Le matos avec lequel tu travaillais au début, c'était quoi? Première machine. Au tout début, j'ai commencé par des. En fait, dans les années 90, je m'intéressais au monde de la démo sur ordi. Du coup, je bricolais quelques trucs sur Amiga, sur Pro Tracker sur Amiga, ouais. Et surtout sur PC après avec Fast Tracker 2 en fait. Pendant plusieurs années, je bricolais un peu des trucs comme ça. Mais c'était pas très sérieux quoi. Je faisais des boucles, des trucs comme ça, je m'amusais. Et mon premier setup vraiment, c'était en 98 où là, je m'étais acheté une grosse table de mix Yamaha avec boîte à rythme. J'avais une Geomox, X-Base. Ouais. J'avais une Electribe qui venait de sortir, j'avais une Groovebox, j'avais des petits sampleurs Roland, j'avais... La MC303. Ouais. J'ai eu ça plus tard, ouais. J'avais un micro modular de Nord à la sortie à peu près.
Norlid. Qu'est-ce que j'ai eu? J'avais des processeurs DFX, j'ai acheté des pédales, des trucs comme ça. Mais très honnêtement, j'ai jamais été passionné par le hardware. C'est un truc qui me... Dans ma phase de production, le hardware me distrait beaucoup. Et comme je suis quelqu'un qui aime bosser assez vite et poser mes idées en quelques minutes ou en quelques heures en tout cas, pour faire mes démos, Ouais. le hardware me pose vraiment beaucoup de soucis. Donc en fait, je m'amuse pendant des plombs avec les presets et les boutons, mais je fais pas vraiment de compo. Ah. Du coup, j'ai tout revendu au fur et à mesure pour vraiment me concentrer sur du setup 100% digital dès que j'ai pu, quoi, avec les VST en gros. Le tournant des VST pour moi, ça a été radical. J'ai vraiment trouvé une façon de bosser qui me convenait, quoi. D'accord. Et alors maintenant, tu dois être encore plus heureux parce que c'est vrai qu'autant qu'au début, bon, en 2008, 2007, le son, bon, mais autant qu'aujourd'hui, c'est bluffant, quoi, hein, tout ce qu'il y a. Ouais, mais assez vite, hein. J'ai fait des trucs sur Fruity Loops au début des années 2000 avec que du VST et des samples. S'il y avait une approche assez tracker dans Fruity Loops si tu l'utilisais avec de l'audio. Après, j'ai surkiffé Acid, pareil. Je bricolais des tonnes de samples et je m'amusais avec Acid à faire de la découpe industrielle pour le coup. Et en fait, au tournant, enfin, au moment où on a fait The Uninvited, je me suis plongé dans Cubase avec l'aide du bruit, justement, enfin, Julien, tout ça. Et depuis, en fait, j'ai pas décroché de Cubase, qui est vraiment ma plateforme de taf D'accord. principale, quoi. Et sur Alors PC. ça, c'est... Ouais, je suis sur PC, ouais, tout à fait. Il y a un truc, ça, c'est un peu, voilà, ça fait longtemps que je voulais poser la question, en plus c'est l'occasion là. The Uninvited, c'est un projet assez qui aurait pu faire plein de bébés avec un très gros potentiel. Et tu peux raconter comment ça s'est passé la collaboration, parce qu'en fait, du coup, ça sent quand même vachement le hardware, les prods de cette EP. Ouais, bah, en fait, on était super potes, on est toujours super potes avec David et Julien. Même si maintenant, je vois plus souvent David que Julien parce que je suis plus souvent à Paris qu'à Montpellier au final. Ouais. Et, donc du coup, bah, un été, quand David s'est pointé, je crois que c'était l'été 2005 où on a fait les morceaux. En fait, on se retrouvait, on avait des goûts communs, hardcore, doom, techno. Puis old school rave aussi, parce qu'il y a des stabs et tout à l'époque Ouais, où personne n'en carrément. mettait, hein, vraiment. Ouais. Nous on en mettait, mais il y avait personne qui le faisait, quoi. C'était... Ah bah, de toute façon, on est tous les trois des gros fans de PCP, de Fifthera, de trucs Doom, et puis sans parler même de toute la scène UK hardcore, de Pad, etc. quoi. Du coup, on se voyait tous les étés. David descendait 15 jours dans le sud. Avec Jamy ou pas déjà? Parce que Jamy il a de la famille Non. dans le sud, le comparse à David. Non, pas à cette époque-là. Enfin, Pas à cette époque-là. À cette époque-là, il y avait que David qui venait squatter chez moi ou chez le bruit. Enfin, en gros, on passait 15 jours à aller faire chiller, faire des apéros, aller à la plage, aller marcher, etc. Puis on commençait à discuter de faire de la collab sonore. Du coup, comme on voulait faire un truc un peu what the fuck, et à l'époque, vraiment, là, on est au cœur de la minimale, quoi. Là, tu vois, c'est vraiment 2005. Là, tu peux pas faire pire que ça. Je crois que. Il me semble, je veux pas dire de conneries, mais qu'on est allé aux Electro d'Uzès un soir et on était tellement deg que limite on a parlé de faire un truc Doomcore à l'époque où plus personne parlait de Doom. Ou de Ouais, trucs, tout à fait. C'est vrai que c'était pas du tout le délire. Et même le fait, tu sais, d'utiliser des samples old school type maximum, tu vois, des stabs Anastasia, Quadrophone, tout comme ça, c'était carrément inenvisageable. C'est-à-dire, personne au monde ne le faisait. Nous, on l'a fait parce que notre premier EP sorti à cette époque-là, et c'était le concept parce qu'on se disait la même chose que vous. Nous, on est resté quand même dans mode 100% old school, pas trop de hardcore. Et je me vois, j'imagine que j'étais avec vous dans la discussion presque. Ouais. Bah, du coup, en fait, on a fait les morceaux. Moi, j'en ai fait un. David en a fait un autre. Et On peut en après, passer un là déjà? On peut passer. Vous voulez passer quoi? The Uninvited, un des morceaux de ce. Moi, je suis complètement fan de cette EP. C'est ce dont on parle là. The Uninvited. Moi, mon morceau préféré de l'album, c'est L'Ardor. Ah ben, c'est le mien, celui-là. C'est vrai? Ouais. D'accord. Enfin, c'est celui que j'ai fait en tout cas entièrement, quoi. D'accord. Et après un autre, dont j'ai oublié le nom, mais ils y sont sur le dossier Ben. Bon, c'est pas gay, mais c'est top, hein, c'est génial. Les amis, quand même. Tu les trouves? Non. C'est dans le dossier des morceaux de Clem, je les ai mis tout à l'heure. À quelle heure tu les as mis?
Ben, quand je t'ai appelé pour te dire je les ai mis, tu m'as dit c'est bon, tu peux les mettre. Alors, donne-moi l'année. 2008. 2008, il est sorti 2008. le P, ouais. Donc tu vas dans track discographie, Ouais, tu vas à lequel 2008. vous voulez de morceaux? Ben, c'est l'Ardor ou Légion, il est bien aussi. J'ai que ces deux, donc. Légion, c'est qui l'a fait Légion, je crois que c'est David, mais en fait les 4 morceaux ont été rebossés par les autres. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, même le mien, je crois que c'est Julien qui l'a édité. Le principe, c'est qu'on a fait des grosses démos. Vas-y, à Chacun de bois notre ben. côté. Ouais. En fait, on a fait quasiment, en tout et pour tout, je crois qu'on avait 9 démos finies à la fin de l'été. D'accord. Et en fait, sur les 9 démos, en fait, on avait 3 morceaux chacun qui ont été édités les uns par les autres, en fait, quoi. En gros, Julien m'a dit attends, je vais reprendre un truc sur le tien. Moi, j'avais repris un truc sur celui de David, etc. Et vu qu'on se connaissait, qu'on avait défini plus ou moins un dogme, en fait, tu vois, c'était le principe, c'était de pas dépasser une certaine vitesse, D'accord. utiliser des sons rave, faire du doom, etc. En fait, ça s'est retrouvé comme assez proche, en fait, quoi. Et on se connaissait bien en plus, donc Super. ça a marché. Et bon, on a commencé à envoyer des démos. On a failli le signer sur Fifthera, le label mythique du doomcore anglais. Et en fait, on a discuté. C'était vraiment à l'époque où le vinyle galérait grave en plus. Ouais. Du coup, on a signé sur un label américain qui s'appelle Black Monolith. Et ça a mis 2 ans et demi, 3 ans à sortir, quoi. Ah. Parce que les morceaux, on les a fait en 2005, ils étaient finis à l'hiver 2005. Et le disque est sorti genre en novembre 2008, un truc comme ça. Ouais. Ça a mis 3 ans à sortir quand même. Moi, je suis fan. Donc, Hein. pour revenir sur ta question, en fait, le truc c'est que il y aurait peut-être du potentiel, il y aurait peut-être eu du potentiel dans les années 90. Quand c'est sorti, il n'y avait pas de potentiel public ni rien. D'ailleurs, le disque il s'est très mal vendu au début. Maintenant, il se vend à 70 balles ou 80 balles sur Ouais, le il est à ses côtés, ouais. Du coup, voilà, bah en fait, on a conscience d'avoir fait un truc un peu à contre-courant et on a conscience que le disque est devenu un standard quelque part, quoi. Parce qu'il n'y avait vraiment pas de doomcore dans les années 2000, enfin, cette période-là. En tout cas, Ouais. il Il faut vraiment, en fait, ce qui est très important, en fait, pour apprécier ces morceaux, il faut les mettre dans le contexte. Moi, je le dis toujours parce que après, c'est trop facile de dire ouais, c'est de la merde ou oui, ça c'est trop ci, c'est trop ça. Mais en fait, quand tu le remets dans le contexte, c'est là où ça prend toute sa valeur, en fait. Ça, c'est très important dans la musique, de remettre le morceau dans ce contexte. Bah, surtout qu'on est en pleine période minimale là aussi. Hein. Ouais. Il n'y avait pas de vente de disques ni rien, donc c'était galère d'avoir des labels. Il n'y avait pas de soirée, hardcore doom. Là, on commençait à avoir du Frenchcore partout, de la hardtech. C'est compliqué. Ouais. Donc ça c'était Cellardor, le break. Ouais. Qui c'est qu'à ce morceau en particulier, c'est les idées, elles sont venues de qui? Ben, c'est Clem, il disait. Cellardor, c'est le mien à la base. Et Légion, celui qu'on écoute, c'est celui de. Et David n'a rien Julien. retouché dessus? C'est que toi là? Cellardor, c'était. Je crois qu'on a édité avec Julien. C'est ma base plus celle de Julien. Et l'autre Légion, c'était Julien aussi. Tu vois le délire là? Ouais. Je peux te dire que ce son, à l'époque là, même pas ça existait. Personne ne le faisait. C'était avant ou après, mais dans cette période-là, non. Alors après on va écouter l'autre, Uninvited. Ah, il y a Jean-Phil qui dit ça tue. Merci Phil. Ça fait plaisir. Alors là c'est qui? C'est toujours toi ou c'est aussi Clem? Non, ça c'est un morceau de David à la base. Et je te dis, on a refait des éditions. En fait, Julien habite à Montpellier, moi aussi, donc du coup, on se retrouvait chez lui pour bosser les morceaux. Et on a édité en partie ceux de David à distance. Et celui-là, je crois pas qu'il ait été édité d'ailleurs. Je crois que c'est vraiment une démo qui est sortie comme ça. Peut-être qu'on a refait le mix chez Julien. Ouais, ou le mastering peut-être. Hein. Ouais, le mastering il a été fait en Angleterre, D'accord. chez The Exchange. Ah, chez The Exchange, ouais, carrément. Ouais, il me semble, parce que c'était distribué par Underground Music à l'époque. Et du coup, en fait, ils faisaient les masterings, les pressings et de ça là-bas directement. Les distributeurs sont fait ça. Faut pas oublier que le Hoover là de Dominator là,
c'est 2 ans après que ce soit sorti, c'est-à-dire 5 ans après que vous l'ayez fait, que après Steve Aoki, etc., tout le monde en mettait partout des joueurs comme ça. Et c'est là que c'est revenu la old school. Et qu'après le maxi de Gezafelstein et de The Hacker qui reprenait un peu le son Anastasia, que d'un coup le son rave est revenu complètement à la mode. Mais avant ça, nous on avait fait notre petite contribution avec le Rave Generator, avec Alternate, David, avec Minimum Syndicat et tout, et c'était une époque où ça n'existait pas, il n'y avait pas de son comme ça, personne n'en faisait. Et après tout le monde le faisait, 5 ans après. Ouais, c'est vrai. Ouais, ils ont gardé ce côté dark avec Minimum Syndicat après. Ouais. Cette ambiance, tu sais, un peu là, avec la grosse reverb là. Dès que le déconfinement est fini, on les invitera. On avait pensé à les inviter, mais on s'était dit que c'était compliqué parce que comme ils sont pas au même endroit. Ouais, il faut qu'ils soient ensemble, alors c'est un peu. Il faudrait qu'ils soient ensemble, sinon ça va être compliqué. Mais on recevra, parce qu'en plus c'est des enfants de Nocturbulous. Hein, faut pas oublier qu'on les a quand même. On a quand même 2 maxi avec eux, donc. Et oui. Voilà. Tout à fait. Alors du coup, il y a plusieurs solutions. Ah oui. On peut s'écouter Dernière encore question, des. excuse-moi, Vas-y. je suis désolé, putain. Pourquoi Dario Mantasmo, c'est pourquoi c'est ton pseudo aussi. Ouais, en fait, on avait pour s'amuser, en fait, il faut s'imaginer que le disque, on l'a sorti complètement de façon anonyme. Parce que quand il est sorti en 2008, il y avait Minimum Syndicat qui marchait déjà. Oui, Minimum Syndicat marchait, oui. Et puis il y en a ou deux, ils sortaient des trucs. Ouais. C'était l'époque où Julien tournait beaucoup avec Mosh Pit et ses trucs à lui, Chaosbringer et tout ça de l'époque. Ils veulent, ouais. Et du coup, en fait, on avait décidé de faire un gros fuck jusqu'au bout et de le sortir de façon complètement anonyme, en fait. Ouais. Du coup, on avait pris des pseudos qui sont des modifications en fait de réalisateurs de films d'horreur des années 60-70, genre Tobe Hooper, Dario Argento et je sais plus lequel c'est le dernier. Wes Craven. Ouais, Wes Craven. Donc en fait, c'est devenu Wes Craven, Dario Mantasmo et... C'est bien trouvé, franchement bravo. Hein. J'aurais aimé le trouver moi, tu vois. Et Tobe Hoover. The Hacker devait les jouer ça, non? Je sais pas si. Hein. Je sais pas. Alors la première fois que je l'ai entendu jouer, enfin la première fois qu'on m'a dit que quelqu'un l'avait joué, c'était juste après sa sortie en 2008. Pour parler d'United, c'est Manu qui l'a joué en intro de son set à Thunderdome 2008. Ah ouais, joli. L'intro de Thunderdome par Manu Malin, ça c'est une bonne intro ça. Et c'était celui que t'aimes bien, justement, c'est l'Ardor. Ouais, ça m'étonne pas. Et on arrive à Fortinanger, voilà, hein. On a fait tout le chemin et maintenant on est à Fortinanger. Ouais. On écoute encore un peu, hein. Ouais. On profite, hein. On va remettre des... avant d'entamer Fortinanger, on va mettre quelques influences plus tard que t'as eues. Alors que t'as peut-être écouté avant ou après d'ailleurs, mais moi je fais par année, tu sais. Et comme c'est les morceaux qui sont sortis en 99-2000. Ça je connais pas. Je suis en train de réfléchir que Manu Malin qui met ça en intro, ça... De Thunderdome, en plus, tu vois, c'est bon. En fait, j'ai trouvé une vieille vidéo sur YouTube d'un mec qui avait filmé l'intro de Manu Malin, mais en fait c'est avec les premiers téléphones qui filmaient en 2008, donc c'est pourri de chez pourri, on connaît à peine le pad. Et je désespère pas de retrouver une vidéo un jour d'un mec ou même des orgas qui auraient filmé pour de vrai. Là, ouais. Ah ouais, ça pourrait être intéressant, ouais, ça pourrait être chouette ça. Ouais. Et en fait, on avait pensé refaire des morceaux pour finir sur un United. On avait peut-être pensé refaire des morceaux de ces quatre, on verra. Peut-être jouer, faire une date unique un jour ou quoi, si on arrive à trouver du planning. Mais ça serait marrant de faire une espèce de gros what the fuck pour finir ce projet. Ouais. Alors avant d'entamer le Fortinanger, donc on va arriver à on va dire au point culminant pour l'instant de ta carrière. Hein. Ouais. Donc quelques petits morceaux coup de cœur que tu m'as envoyé encore. Yes. On redescend 99 là. Fétiche, ça. Ouais. Ça c'est mes morceaux fétiches. J'adore les pads sur ça, les nappes là, c'est juste la perfection totale. Grosse influence plutôt du côté de l'Indus cette fois-ci.
Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Et il y avait des trucs, il y avait des sons, hein, ouais. Que ce soit pour les arpèges, hein, basse EBM, ou les nappes, des fois, c'est vrai que... Allez, je mets la pochette. Parce qu'elle donnera rien la pochette. Ah, moi rien, moi je... Ouais, je vois rien. Il n'y a rien écrit dessus, si. Si, écrit circonflexe. Ça c'est Somatic Response, c'est deux frères des Gallois qui ont commencé par faire du hardcore et de l'acide en milieu des années 90 et qui ont évolué après avec pas mal de modulaires, qui étaient des précurseurs du modulaire, et qui ont évolué vers des trucs hyper breakés et qui sont revenus maintenant à faire pas mal d'acide et de techno en ce moment. Et eux ils ont une discographie de fou quoi, vraiment. Un peu doom aussi, hein. Ouais, carrément, ouais. Et puis ils ont des gros fans de nappes et de pads. Ah ouais, ça c'est clair. Ah. Des tueurs, quoi. Et après, on va rentrer maintenant dans les années 2000. Bah ça, c'est le morceau qui est sorti pile poil dans les premiers mois de l'année 2000. Ça, c'est un truc, c'est un de mes morceaux cultes, quoi. Je crois qu'il est sur le tiercé. Tiercé gagnant. Ouais. On va voir s'il y en a qui trouvent. Hein. Je passe un peu parce que l'intro est longue. Ambiance. Allez, je mets la pochette. Board of Canada. Amo Bishop Roden. Ouais, c'est un after à la fin là pour redescendre. Pour faire un gros break. Ma coque, ça te casse un peu les pattes. On change de rythme. T'entends bien le retour, Clem? Non, j'entends pas là. Moi non plus. Et là? Ah oui, là c'est bon. Ouf. Une bonne ambiance PCP aussi là. Enfin, à la PCP disons. Allez, je vous mets la pochette. J'utilise le 909 de façon originale. Fallen Angel, The Art of Nothing. Alors c'est Face Hoover Remix. Ah, Face Hoover, je suis fan. Le remix. Face Hoover, j'adore. C'est des gars, ils font du... C'est des anglais, non, Clem? Ouais, c'est les Crossbone Sound System, donc c'est ça, c'est ça. Partie qui fait du doom. C'est ça. Et les mecs, ils font... moi, je suis fan de Gabber et j'assume. Hein, à l'ancienne, 92-96. Et ils font, encore aujourd'hui, des EP Gabber. Ouais. Là, j'adore. Ah, les British, hein, et des fois, ils sont... Pareil, hein, il faut oser. Il y a des périodes où personne ne le fait et eux, ils le font. Allez. Ah, il y a Jean-Phi qui dit que c'est illisible, hein, le truc. Crossbones. Ben, c'est lisible parce que la pochette est pourrie. Hein. Je vais l'écrire. Crossbones. C'est en 2002 ça. Après on va passer à un autre.
Il y a un peu tous les styles. Eh oui. Tu joues encore au drum and bass, Clem? J'aimerais bien. En fait, je l'écoute toujours, je télécharge des trucs. J'ai joué pendant très longtemps. Là, ça fait très longtemps que j'ai pas fait. Tu baisses, Ben, j'entends plus. Allez, je mets la pochette. Belladonna Kills. Kill Belladonna. C'est un remix, hein. C'est remixé par Panacea. T'en joues de ça encore dans les soirées? C'est rare, non, maintenant? Aujourd'hui, je parle. Je joue des fois en fin. Ouais. Ça m'arrive de jouer un ou deux morceaux de drum and bass sur certaines soirées, dans ce genre-là, en fait. Ben, c'est trop fort le retour. C'est plus rare, quoi. Ça dépend vraiment de l'ambiance, du spot et tout ça, quoi. Je fais souvent des closings, donc ça m'arrive de jouer des trucs comme ça à la fin. Ok. Allez, on va monter un peu plus haut en 2009. Laisse un peu le retour, Ben, le mien, ça faisait fort. Là, pour moi, c'est sûrement le meilleur album des années 2000. À la fin des années 2000, en tout cas, c'est Fever Ray. C'est Karin Dreyer qui fait aussi The Knife et son frère. Et Fever Ray, c'est celle qui fait la BO de la série Viking aussi. Ah, d'accord. C'est juste un des meilleurs albums Electronica, Dark. J'arrive même pas à définir son truc, mais c'est un des meilleurs albums de ça fait presque trip-hop, hein. Ouais, c'est électronique. Dark Ambient, c'est du son suédois, c'est hyper sombre. Et clairement, c'est un des albums que j'ai le plus écouté dans les dernières années. En fait, T'écoutes ça comment? Dans la voiture, chez toi, tranquille? Non, mais en fait, moi ça fait. J'ai jamais vraiment bossé. En fait, j'ai toujours bossé seul, quasiment. Parce que je suis en télétravail ou que j'ai été freelance. Du coup, j'écoute de la musique toute la journée, vu que je fais du code. Donc, je suis sans arrêt sur l'ordi à écouter de la zik toute la journée, quoi. Du coup, j'écoute beaucoup de musique. Tu fais tourner, ouais. De voisinage, de collègues de bureau. Du coup, j'écoute énormément de trucs qui sont pas des. J'ai du mal à me concentrer avec les trucs trop rythmés. Du coup, j'écoute beaucoup d'ambiance, dark ambient, néoclassique, ce genre de trucs. Et Fever Ray, typiquement, c'est le genre de truc que j'écoute. Après, tu m'as envoyé. Bon, là, on va faire un bond de 6 ans, en 2015. C'est le dernier coup de cœur que tu m'as envoyé, ça. Alors, ça, c'est spécial, c'est parce que. En fait, c'est un groupe que j'ai découvert dans les années 90. Groupe légendaire allemand, en fait. EBM. Je mets la pochette, hein. On va voir si on a qui connaissent. Au job. Au job, ouais. Et c'est un mec que j'ai vu une fois en 97, qu'on a refait jouer avec Access Code en 2000-2001. Un peu EBM là. C'est clairement EBM. EBM Indus, Electro-Indus. Ouais, mais avec le son de fin des années 80, là, j'aime bien cette époque. C'est un peu la Raoul Para. Ouais. Et donc en fait, c'est Daniel, donc c'est un duo, c'est avec Daniel Meyer, qui est allemand, qui habite à Leipzig, et c'est avec lui que je fais le projet Rendered en fait. Donc je fais le projet Rendered, c'est vraiment avec un musicien culte quoi, avec qui je bosse depuis maintenant. Ah d'accord, c'est vrai qu'il fait des projets. Ah. C'est lui qui chante là aussi. Ah, tu fais un peu ce que fait Terrence quand il s'est fait le kiff de faire des coprods avec McCarthy. Ouais. C'est un peu le même esprit quoi. Ouais, en fait là on est plus sur de l'instrumental. On n'a pas de voix dans Rendered. Oui, non mais je comprends, mais je veux dire le fait de collaborer avec quelqu'un que vraiment avec qui t'étais fan d'un. Ah ouais, carrément. Ouais, puis c'est encore un autre milieu, c'est un autre monde. C'est pas le même public que le public techno habituel, donc ça joue dans d'autres événements. Voilà, surtout tu bosses avec un mec qui a 25 ans de carrière en studio, qui est un tueur, qui fait de la prod pour beaucoup de groupes, EBM, metal, etc. Du coup, t'apprends énormément à le côtoyer. Et puis lui, il voulait découvrir le monde de la techno parce que ça fait
ça fait 25 ans qu'il est dans le monde dark, entre guillemets. Et du coup, c'est une collaboration qui marche super bien, avec laquelle on va reprendre direct à la rentrée, dès que le Covid sera calmé. En tout cas, c'est mortel hein, si vous faites des trucs un peu. Et puis on va avoir un EP qui va sortir l'année prochaine avec un remix de Carreta. Oui. C'est vrai qu'on t'avait mis en contact, ouais. C'est ça. C'était mis en contact. Yes. Eh ben cool. C'est quelle année ça, ce morceau qu'on écoute 2015. Ouais, c'est sorti il y a pas longtemps, mais par contre, ils ont fait des morceaux cultes de la scène EBM Indus au milieu des années 90. Quoi. Ouais, là je t'aurais dit qu'on était dans le son de l'EBM. Moi j'aime bien une année, c'est une année comme ça, 87 dans l'EBM. J'adore parce qu'il y a au niveau des machines, tu sens qu'ils commencent à utiliser certains synthés. Et il y a plein de groupes comme Frontline Assembly, Insect, etc., et qui jouaient avec ce son-là. Et moi j'adore. Il y a des tas de noms que j'oublie. Mais j'adore cette ambiance-là. Alors, c'est bien qu'ils aient réussi à faire ce son récemment, quoi. Comme me dit Panchez, un peu à la Front de K2, effectivement, enfin, ce côté EBM. Alors c'est une question un peu pas philosophique, mais presque. Il y a Emmanuel sur le forum qui dit: est-ce que vous trouvez vous aussi que le confinement a un côté positif dans la création techno, en revenant à des choses plus underground, ou je rêve? Qu'est-ce que vous en pensez? Tu veux répondre d'abord, Benjamin? Je répondrai après. Ben, plutôt Jean-Bruce. Écoute, plus de musique que moi pendant le confinement. J'ai pas trop écouté moi ce qui se faisait pendant le confinement. Moi je vais être franc, pour moi le Covid c'est une aubaine d'une vie, quoi. Ça a été que du positif. Des remises en question personnelles, professionnelles. J'ai zappé tous les gens nocifs autour de moi. J'ai une vraie remise en question totale. Alors c'est malheureux pour les gens qui sont malades, hein, c'est pas la question. Hein. Je pars d'un point de vue égoïste. Et après d'un point de vue de la créa, effectivement, moi j'ai jamais autant travaillé, bossé, me former sur le son. J'ai des projets, j'en parle pas, mais des projets de partout. J'en ai jamais eu autant. Et effectivement, entre guillemets, c'est grâce au Covid. Avec Ben, on était dans une frénésie de création d'événements. Donc on était tout sur le label aussi. Création d'événements, il faut qu'on en parle quand même parce que le dernier événement qui a été annulé et qu'on devait faire, Clément, tu devais jouer avec Minimum Syndicat. Ah oui. Hein, ça devait se passer à la parenthèse, donc à côté de Béziers, à Servian. De Béziers, ouais. On avait Nikita, même... Trackwasher, Minimum Syndicat en live, 14 Anger et moi et Ben. Et voilà. Je pense que ça aurait fait un peu de bruit. Ça aurait fait un peu de bruit. Ce qu'on s'est dit, si le monde d'avant revient un petit peu, on va la faire cette soirée. C'est-à-dire qu'elle est reportée. On ne sait pas quand, on s'arrangera avec toi Clem et David et Jean-Mi. Mais cette soirée-là, je pense que si on doit recommencer une soirée, c'est là qu'on fera quoi qu'il arrive. Il faut qu'on la fasse. Et nous, on était très motivés pour faire cette soirée. Bien sûr qu'on la fera. Ouais. Rêve Generator, déjà, tu vois, on a annoncé la couleur. Ouais, voilà. Ouais. En plus, avec quand même un warm-up avec Nikita et Trackwasher. Donc, attention le warm-up, tu vois ce que je veux dire. Donc, déjà, ça commence à. Mais ça voilà. fait du bruit, ouais. Bon, et bien donc voilà, donc du coup on était dans une frénésie d'organisation, ça nous prenait tout notre temps, et du coup on s'est remis, on a commencé à faire les interviews, qui était un projet qui a 20 ans, la radio, tout en continuant le label, les prods de mon côté, j'ai plein de projets en parallèle et tout, et c'est vrai que voilà, pour moi c'est positif. Donc voilà, après Clem, à toi, dis-moi. Et cette émission a été créée pendant le Covid. Hein, donc... Oui, voilà. C'est déjà, ça, rien que ça. Donc... C'est ça, c'est l'enfant du Covid là. Alors moi je vais amener pas mal un point de vue assez différent, plutôt parce que j'ai parlé à beaucoup de mes potes Zikos, pro ou semi-pro on va dire. Pour eux, la plupart, en tout cas à 90%, en gros je vais résumer, mais c'est une période qui n'est pas du tout ni productive en termes de studio, ni productive au niveau personnel. C'est une période de dépression pour quand même beaucoup de gens. Il y en a quelques-uns qui arrivent à surfer sur le truc d'avoir du temps libre, mais la plupart se demandent surtout comment ils vont bouffer le mois d'après. Il y a assez peu d'intermittents dans le monde de la techno en fait, parce que pour plein de raisons, parce que c'est très compliqué d'avoir le statut quand tu es DJ, producteur. Du coup, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs et de gens qui galèrent grave. À l'étranger, c'est pire, il y a très peu de support au niveau du gouvernement. Et pour la plupart des gens qui sont en général super productifs en studio, c'est une année où il y a très peu de production en fait. Moi, j'ai pas fait de musique depuis assez longtemps. Je sais que pour la plupart de mes potes, c'est à peu près pareil.
on a du mal à focus, on a du mal à avoir. Alors autant au début, je pense qu'au printemps ça allait à peu près. On avait l'espoir que ça s'arrêterait en été, puis là avec l'été, je pense que ça s'est recassé la gueule. La plupart des trucs qui sortent, que ce soit disque, digital, vinyle, etc., ont quasiment pas d'auditoire parce que les gens s'intéressent pas à la musique quand il n'y a pas de soirée en vrai. Ou alors c'est du streaming, mais les ventes de disques sont hyper basiques, hyper mauvaises en fait. Les promos passent à la trappe parce qu'il n'y a pas de DJ, parce que t'as pas d'exposition. En plus, il y a eu une modification des algorithmes sur Facebook, Insta et tout ça qui fait que en fait tu postes dans le vide. Du coup, tout ça conjoint, je pense que ça sera plutôt une année de merde. Et honnêtement, les gros tubes des soirées, quelques soirées qu'il y a eu cet été, les gros tubes, c'était plutôt vraiment de la grosse merde à Saint-Jean-Vierge et tout ça. Du coup, non, j'ai pas beaucoup. Je pense pas que ça reste une année magnifique pour la création musicale. Pendant la première partie du pense, confinement, on avait posé la question forcément à tous les interviews, et c'est vrai qu'il y avait deux écoles. On a eu deux écoles. Il y en a un qui qui était très inspiré, et d'autres, pareil, qui étaient en stress. Pourquoi ? Parce que ils savaient pas, comme tu dis, qu'est-ce que je tourne en rond. Il y en a même qui commençaient à me dire en off, je vais peut-être changer d'orientation, quoi, et laisser tomber la musique, malheureusement. Ouais. Donc. Il y a Jean-Phi qui dit, je pense qu'il y a une question de projection, comment créer s'il n'y a pas de projection possible dans l'avenir. Alors effectivement, en vous écoutant, là, je prends conscience du truc, mais de notre côté, c'est là où je me dis qu'avec Ben, on a quelque part choisi le bon cheval, c'est que en fait, on s'adresse finalement, on envoie des promos pour faire plaisir et parce qu'on est content que les copains ou des artistes qu'on admire jouent nos morceaux et on sait que ça rapporte rien si ce n'est le plaisir que ça soit joué puisque c'est pas playlisté, il n'y a pas de retour sur les droits d'auteur. Mais par contre, quand on s'adresse à un groupe une niche, ultra niche de passionnés qui achètent du vinyle et qui eux s'en foutent parce qu'ils sortent plus, je sais pas s'ils sont trop vieux ou quoi, mais ils sortent plus. C'est juste des passionnés qui achètent du vinyle. Donc nous, c'est vrai qu'on n'a pas senti de différence. Et comme on n'est pas c'est vrai comme tu disais, des professionnels à tourner à l'international, etc. Forcément, ça n'a pas trop changé notre quotidien. Si ce n'est quand même que les organisations qu'on a fait, on s'assoit dessus depuis un an, mais ça quelque part comme une balance, ça a redynamisé la partie des projets. Donc effectivement, après c'est. Ouais, je pense quand même la plupart des producteurs ont vraiment beaucoup de mal à rester en studio, à focus sur ça. J'avoue, on a des projets en attente là, tu vois, on a plein de projets et on n'a jamais eu autant de projets. on a la trésor en plus qui permet de faire la rotation et tout, tu vois, au niveau du vinyle, etc. Et en fait, on galère. On a des projets pour des remixes, on attend des remixes, on attend des collabs, on attend des trucs, on attend des contrats, mais c'est un truc de fou, ça prend un temps infini, c'est épuisant en fait. Alors comme tu dis que les gars finalement sont peut-être chez eux ou comme ils font pas grand chose, quoi. Donc c'est vrai que ça crée une espèce de. C'est très dur de focus en studio là, très très dur. Ouais, c'est ça. Ça crée une énergie négative et une spirale négative, tu vois. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ouais. Et puis là, je te dis, moi j'ai fait des sondages sur tous les potes producteurs avec qui je joue régulièrement, les gens avec qui je bosse, etc. Et on est tous au même niveau, quoi. Pourtant, il y a eu de la production jusqu'au début de l'été. L'été, c'est passé, il y a eu quelques trucs, quelques soirées, il y en a qui ont réussi à jouer, etc. D'ailleurs, je pense que c'était une belle connerie de jouer cet été, mais ça, c'est encore un autre débat. À quel niveau ? Ouais, parce que je trouve que prendre un cachet pour aller jouer dans une soirée avec l'ambiance qu'il y avait, etc., c'était pas génial, quoi. Je trouve pas ça. Puis les vidéos ont fait beaucoup de mal à la crédibilité du truc, quoi. Ouais. C'est-à-dire que quand tu vois une warehouse à Paris blindée avec personne qui a des masques et les mecs en train de faire les cons, que ça passe au JT le lendemain, c'est sûr que tous les boomers qui sont au pouvoir, ils vont pas dire on va réautoriser le truc, quoi. Donc c'était à double tranchant et puis malheureusement on a bien vu que ça c'est. Les mecs étaient repartis à Paris, à Londres, un peu partout, étaient repartis comme avant, quoi. Et je pense que c'était une belle connerie de repartir comme avant, quoi. Ouais, c'est ça qui est compliqué, hein. C'est pareil pour tous mes potes qui sont restaurateurs. On a un ami qui tient une pizzeria et c'est un peu la même chose, si tu veux. On a tous envie de dire, moi je suis le premier envie de dire à tous ceux qui ont organisé des soirées dans l'été, nous on a eu la chance de pouvoir faire 2 événements mais dans un espace qui était énorme, en extérieur avec des normes de sécurité et qui était officiel avec la mairie de Fleury d'Aude, donc nous zéro risque.
Mais tous ceux qui ont... malgré que je suis à fond fan forcément de musique électronique et que je suis très proche de tous mes potes qui sont organisateurs, malgré que je suis aussi très copain forcément avec mes potes qui tiennent des restaurants, la vérité c'est que malheureusement on ne peut pas faire ce genre d'événement, c'est pas possible. Pareil pour un restaurant, les restaurants, moi je mangeais qu'en terrasse par exemple, je mangeais jamais à l'intérieur d'un restaurant. Quand j'ai repris le travail là il y a pas longtemps, hors de question de manger dans un restaurant. Parce que je suis désolé, c'est débile de se dire bon ben voilà, hop, on enlève le masque dans le restaurant, dans une salle fermée, et t'as un gars en face de toi. Alors si t'es tout seul, à la limite oui, mais si t'es avec quelqu'un, bah tu prends, ça sert à rien en fait. Et pareil dans une soirée, malgré qu'on est fan de techno, on est fan du mouvement et des autres, on parle de techno, mais on peut parler aussi des autres musiques, hein, rock et autres. Ben, ce genre d'événement, tu vas pas faire un pogo en plein Covid, quoi. C'est pas possible. Même si on aime ça, on peut pas. Faut se retenir et on n'a pas le choix. Et c'est compliqué parce que, comme tu disais, Clem, on a encore le gouvernement qui donne des petites broutilles. Mais nous, c'est déjà ça, on a des broutilles, tu vois. Mais effectivement, il y a d'autres pays et d'autres personnes en France qui, eux, n'ont rien du tout. Et qui vont sûrement remettre en cause leur carrière professionnelle. Ouais, puis c'est vrai que même sans parler de la carrière, c'est pour rebondir sur la question qui était posée par la personne sur l'event là, la production musicale, une grande partie de la production musicale faite par des gens de l'underground, parce que je parlais que de choses que je connais, c'est hyper lié à une projection de tournées, de vente d'albums, de chroniques, d'interviews, etc. Faut pas se leurrer, on est finalement que très peu, et moi d'ailleurs je m'inclus même plus dans la liste. On est quand même assez peu à faire de la musique juste pour le fun, quoi. À un moment donné, vu le temps que tu investis, vu la passion que tu investis, tu t'attends quand même à avoir un minimum de retour sur ce que tu fais. En tout cas, de pouvoir profiter à minima des trucs, genre d'aller jouer à l'étranger, je sais pas, de jouer en soirée à la cool, ou d'avoir des retours, sur ce que tu sors, des chroniques, des trucs, des projections de tournée, etc. Quand il n'y a pas ça, à se motiver pour aller en studio, sachant que si tu sors un truc maintenant, il n'y a aucune exposition médiatique, parce que les gens sont fixés sur le JT à regarder si ça va déconfiner ou pas, et que finalement personne n'écoute de musique très sérieusement. Là, je parle pas pour les gens hyper pointus qui vont suivre l'actu, etc. Je parle vraiment pour le public qui fait les soirées, qui vient au truc. Bah, ça passe complètement à l'as, quoi. Donc en fait, moi j'ai sorti un album en mai sur un des labels les plus mythiques qui, pour moi, Anzen. Et le truc, il est passé mais complètement au travers. J'aurais jamais dû le sortir. On va revenir dessus. On va essayer de même au niveau des ventes. promo. Même au niveau des ventes. Non, mais en fait, on devait le sortir en CD. On l'a pas sorti en CD parce qu'on se disait, bah, avec le Covid, là, les gens, ils vont pas acheter de CD. Et on avait raison. Et les ventes, il n'y a pas de support physique, il n'y a rien. Sortir un CD en mai 2020, sachant que, en fait, on a bien fait de pas le sortir parce que finalement, on est en décembre, il y a toujours pas de soirée. Ce CD, on l'aurait vendu, on pensait le vendre sur le festival, genre WGT, les gros festivals goth, etc. S'il n'y a pas de soirée, le public goth, il achète beaucoup de CD, beaucoup de marques sur les festivals, sur les soirées. S'il n'y a pas ça, il achète pas. Ou alors il va sur les streamings, etc. Donc en fait, non, au niveau des ventes, il y a rien, quoi. C'est du digi. Je suis content de l'avoir sorti, mais en fait, c'est un truc qui aurait mérité beaucoup plus d'exposition, etc. Et du coup, on n'a pas refait la connerie de sortir autre chose. Là, on sort un CD avec Rendered qui est sorti aujourd'hui d'ailleurs. Mais c'est un best-of, et on sait qu'on va l'utiliser, on va le promouvoir pour l'année prochaine si les events reprennent au printemps ou à l'été, de pouvoir tourner avec ça, de pouvoir le vendre des t-shirts, etc. Et surtout, on bosse avec un label qui n'a pas de pression financière, donc on a décidé de le sortir maintenant. Mais par contre, l'EP, par exemple, avec le remix de Carreta, il sortira que au printemps, peut-être. Ouais. Enfin, dès que les soirées reprendront, quoi. Oui, j'espère en tout cas. De sortir avant, et pour résumer tout ça, je suis d'accord avec Emmanuel sur le chat qui dit que pour les pros, c'est vrai que c'est un peu la déprime, et pour les passionnés qui eux, c'est pas notre métier principal. Donc pour l'instant, Jean et moi, c'est pas notre métier principal, c'est la différence. C'est la différence, c'est pratiquement tous ceux qu'on a interviewés, hein, presque. Hein, c'est ce que je disais, c'est que nous. Comme c'est pas notre métier principal, on le prend cool, tiens, on a du temps et c'est fun. Donc je suis d'accord avec toi, Emmanuel. Donc forcément, tous les passionnés qui travaillent et qui eux sont pris par leur boulot au quotidien, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont pu aller au travail ou alors ils sont en télétravail, ils sont à la maison. Cool, j'allume la platine et ça permet à beaucoup de gens de reprendre une passion ou de se réintéresser à des choses. Mais inversement, forcément, tous ceux qui sont dans le métier, et on peut en dehors de la musique, hein, je pense, c'est dans tout le domaine, quand ça devient ton métier et que tu peux pas exercer ton métier,
J'ai discuté avec beaucoup de monde, j'ai des DJ généralistes, j'ai discuté, bon, je n'en parle pas maintenant, mais j'ai des bonnes conversations avec des gros DJ. Bah, ils tournent en rond et ça les agace, quoi. Donc voilà. Donc je pense que pour résumer, effectivement, quand c'est ton boulot et que tu vis de ça, ben, forcément, comme tous ceux qui sont impactés par le Covid, hein, bon là, le magasin réouvre demain. Ben nous, on ne réouvre pas. Et toi, comme, par exemple, ton CD, même si les magasins, tu l'aurais sorti, je pense pas que les gens auraient couru à la Fnac et acheter ton CD, tu vois. Malheureusement. Donc, ouais, c'est pareil pour le vinyle. C'est ouais, pareil pour tout, mais les- même tous les domaines. Et Il y a forcément, eu, c'est vrai, mais ouais, maintenant qu'on en parle, c'est vrai qu'il y a eu deux vagues. En fait, il y a eu la vague des pros qui s'est effondrée et la vague des passionnés ou anciens passionnés qui du coup n'avaient pas le temps dans une vie où ils sont dans un truc pro autre, qui d'un coup se remettent, ou même les gens qui nous ont, on a eu plein de témoignages, ils disaient putain les gars, j'écoute vos interviews, ça m'a redonné envie. On a un pote, il a acheté un contrôleur, il s'est mis à mixer, il a arrêté depuis 98, 99. Il y a une espèce de retour où ces gens-là remettent du temps dans leur vie, dans la passion. Alors là où il faudra qu'on soit bon, c'est par toujours contre, pareil, quoi. là où il faudra qu'on soit bon, il faut que ces deux types de profils se croisent comme il faut quand ça va repartir. C'est-à-dire que tous les créateurs qui vivent de ça, ben, il va falloir vite se remotiver quand ça va revenir. Bon, de toute façon, il y en a certains qui n'auront pas le choix, hein, Clem, hein, il va falloir retrouver des dates, il va falloir que la machine reparte, hein, et il va y avoir beaucoup de monde, il va falloir que ça reparte pour tout le monde en même temps. Peut-être que nous, la chance, vous, dans la techno, où il y a un peu moins de... Je dis pas qu'il y a un peu moins de concurrence, mais il y a quand même... c'est pas comme la grosse techno, tu vois, où ils sont 10 000 pour trouver des dates. Là, c'était galère, et là, ça va être encore plus galère que le Covid, parce que maintenant, est-ce qu'ils vont baisser leur cachet? Première question. Tu vois, parce que bon, quand tu prends entre 15 000 à 100 000 euros, hein, on va être vague, hein, dans les grosses stars. Est-ce que ça leur a mis une gifle dans la gueule? Est-ce que les agents vont se dire, bon, ben là, il faut relancer la machine, je gère 4 DJ, tu vois, ou 10, j'en sais rien, tu vois. Il faut relancer la machine, tu vois. Je suis curieux de savoir comment ça va se passer, et il faut que les deux publics se rencontrent à nouveau, tu vois. Il faut que les gens ressortent. Moi, je peux déjà te donner des éléments de réponse parce que je bosse avec des agences de booking qui ont des gros noms, des têtes d'affiche, etc. Les prix pour les têtes d'affiche ne vont pas baisser, ils vont augmenter. Pour l'été prochain, ils augmentent déjà, en fait. C'est-à-dire que les festivals qui sont calés en 2021, qui prennent le risque de faire de la proc maintenant, le cachet des headliners, là je parle des De Witt, Amélie Lance, de la techno généraliste, ça augmente. Ça baisse pas. Et de toute façon, on va se retrouver dans une situation où pendant quelques temps, je pense que ça va pas durer parce qu'il y aura forcément des collectifs, des clubs qui vont réouvrir, etc. On va se retrouver dans une situation où il y aura beaucoup de têtes d'affiche, beaucoup des débutants, de mecs du coin, de locaux qui vont faire les warm-up, etc. Et il y aura quasiment plus de l'intermédiaire, les semi-pros, les gens qui prennent 1000, 1500, 2000 euros de cachet. Parce qu'il n'y aura pas le budget pour ces gens-là. C'était déjà une dérive, hein, avant le Covid, on est d'accord, on en avait parlé. Mais ça va faire qu'accentuer ça, en fait. C'est-à-dire que je pense que pendant quelques temps, je dis pas que ça va rester comme ça, heureusement, ça restera pas comme ça. Il y a des collectifs nouveaux qui vont émerger, il y a plein de gens qui vont arriver. Mais moi je suis pas professionnel, j'ai un métier à côté. Je me considère comme semi-pro dans le sens où j'ai deux boulots, en fait. J'ai un boulot à plein temps, salarié. J'ai un boulot musical à plein temps aussi, qui est pas salarié. Si ça nous a plombé des tournées qui étaient prévues en Colombie avec un minimum syndicat, des dates aux US, etc. Moi, si j'ai juste, tu vois, par rapport à tous les trucs qui ont été annulés l'année dernière, on a la tournée en Colombie qui est prévue de nouveau si jamais on peut voyager. Et j'ai une date sur un festival qui a été reportée. Toutes mes autres dates, elles ont été annulées, elles sont pas reportées, quoi. Donc en fait, si ça repart et que je suis pas dedans ou que j'ai pas d'actu ou que je passe à la trappe pour plein de raisons, bah, c'est sûr qu'il faudra un temps d'adaptation, une remise en question et une remotivation nécessaire, quoi. Bon. Parce que... Ce que je vous propose là, on va refaire une petite pause, on va se remotiver d'ailleurs. Ouais, faut se remotiver. On va se remotiver. On va réécouter du 49er et après on va écouter. C'est que des vagues, des et vous verrez dans 2 ans on en parlera et ça sera plus il y a un vaccin miracle qui arrive soi-disant. Allez, allez on va écouter un 49er et après on va écouter plein de morceaux de 49er en extrait. On a quelle année là? Peu importe, c'est vous qui déciderez. On s'écoute quoi là, en petite pause, le temps d'aller chercher des vitamines. On pourrait s'écouter quoi? Choisis Clément si tu veux, si tu as envie de...
Oh non, choisi, pas de problème. Jean, t'avais bien choisi, sélectionné un morceau. Peut-être en 2014. Je sais pas si tu l'as par contre. Navigator, je sais pas si tu l'avais mis ou pas. Parce que t'as fait quand même pas mal de trucs. Est-ce qu'on les avait? Navigator, 2014. C'était. le nom du morceau. Allez, si tu veux. Non, je vois qu'il y est pas. Si, il y est. The Navigator, il y est. De Fortinanger. Hein. Alors, Oui. alors, il y a deux versions. Attendez. Ah oui, IndieFX, c'est qui ça, IndieFX hein? Ça, c'était un mec qui avait fait un remix. Est-ce que c'est celle-là ou l'autre? Ça, c'est le remix. Ça, c'est le remix. Donc, toi, Jean, c'est celle-là que tu veux. Celle-là? Ah, ça, c'est l'original. Allez, on part sur l'original. Allez. Allez, c'est parti. Alors, attendez quand même, on va faire ça bien. Je vais mettre la pochette. Alors, est-ce que je l'ai celle-là? C'était en quelle année? 2004 14. Pardon. Et comment il s'appelait le maxi? Navigator. C'est bon, j'ai trouvé. Il est là. Allez, on s'écoute ça et on se rejoint dans 5 minutes. Allez, à de suite. Bon, un peu moins. Allez. À tout de suite.
Radio Punch. Radio Punch. De retour sur Radio Punch avec encore du Fortinanger, forcément. Donc du coup, Jean-Bruce c'est toujours là, tu vas bien? T'as pris tes trucs? Attends, je t'ai pas monté ton micro, on t'entend pas. Vas-y. Ah, ça va. Bon. Ça va. Clément est toujours là aussi. Yes. Voilà, donc du coup, on va commencer à attaquer ta discographie et ta partie, on va dire, production maintenant. Après avoir fini, organisé toutes ces soirées, on va se remonter le moral parce que bon, on était parti mais il fallait qu'on en parle quand même parce que bon, on en a parlé à chaque interview. C'est Manuel qui a lancé le débat. Et donc du coup, donc j'ai beaucoup de morceaux là dans mon cartoucheur. Il y a ton album, on en parlera vers la fin si tu veux, parce que bon, un album c'est quand même personnel. Plus récent, en plus. Et puis en plus, c'est quand même personnel en général, et on raconte une histoire avec un album, donc on passera les morceaux, tu nous commenteras. Donc du coup, Jean, comme tu veux, ou même toi, Clem. Moi, allez, si on peut se changer un peu les idées. J'avais une petite question à te poser. La meilleure soirée en tant que spectateur à laquelle tu as assisté? Je vais sortir mon classique, mais c'est Borealis 98 pour moi. Pour plein de raisons, parce que le plateau musical était juste parfait, que la soirée était au top. Pour moi, c'est vraiment. D'ailleurs, si je dois caractériser le truc, c'est vraiment pour moi la dernier gros event des années 90 qui clôture le truc, quoi, en gros. Est-ce que tu avais fait la première au New York? Non, j'étais trop jeune au New York. J'ai fait les deux. En fait, j'ai fait toutes les autres, mais pas celle au New York. T'avais fait celle de Nîmes directement après? Ouais, j'avais 16 ans quand je suis allé à la première à Nîmes. J'ai fait les deux à Nîmes et les deux à Gramont. Ouais. Et on avait fait un after de la deuxième aux arènes avec Cybersonic, où on avait joué à la fin, vite fait. Mais mais ça reste 98 pour plein de raisons. Parce que musicalement parlant, c'est vraiment ma période préférée, je crois, l'après 97. Le plateau était gigantesque, hein, faut dire. C'est dommage qu'on avait mis le flyer. T'as le fly, il y a le flyer dans les archives, Ben, si tu veux le mettre. Le temps de le trouver. Bon, c'est dans le flyer 98. Non, mais le temps de le mettre à l'écran, tout ça, c'est quand même. Voilà. Et ouais, c'était la meilleure, ça. Pour moi, c'est vraiment la meilleure qui clôture mes années 90 presque, en fait, quoi. En gros, c'est avec un peu d'avance parce qu'il y a eu des bonnes teufs en 99 aussi, mais il devait y avoir à la Borealis 99, mais. Ouais. Mais d'ailleurs, on était avec Odd, on était allé traîner à l'after de la soirée qui n'a pas eu lieu, mais l'after a eu lieu avec Dima, il y avait Vitalik en live, il y avait plein de trucs. Et on était avec des Biterrois, avec Odd, etc. On était allé à l'after qui était une super teuf aussi. Mais pour moi, Borealis 98, clairement, en tant que public, c'est la mieux pour plein de raisons. Je te dis, musicalement parlant, l'ambiance, le truc vraiment au petit matin avec Garnier, etc. Enfin, c'était la totale. C'était Garnier au petit matin. Au lever du soleil. Allez, juste un petit coup là, parce que je vais dans le dossier 98. Borealis, hein. Allez hop, je clique. Hein. Ah ouais, putain. Je vous dis quelques noms, allez, on va rêver. Hein. François Kevorkian, Kerry Chandler, Cashmere, Philippe Zdar, Rhinoceros, Richard Dorfmeister, Bentley Rhythm Ace, Photek, Groove Rider, Mr. C, Laurent Garnier, Darren Emerson, Luke Slater, Richie Houghton, Sven Vath, n'importe quoi, Adam Beyer, Manu Le Malin, Jeff Mills, Marco Carola. Manu, le set de Manu, c'était juste. Ouais, j'y étais, ouais. J-Rob, Rix, Carrie Legbush, Green Velvet, donc il s'était dédoublé Cashmere, du coup. Après, toute la tribu des Pingouins, Alferox, n'importe quoi, c'est n'importe quoi ce line-up. La moitié, c'est déjà trop, hein. Ouais, c'était vraiment ça, c'était vraiment une super teuf, quoi. J'avais squatté principalement le dance floor avec les cornes rouges là quand t'arrivais qui était sur la droite, et puis après on avait fait le closing avec Garnier. C'était mortel, quoi. Ouais, Garnier avec le soleil qui se levait. Ouais, c'est ça, au lever. Le soleil qui se lève. Hein. Ils avaient éteint les autres scènes, il n'y avait plus que lui. Donc du coup tout le monde s'était rassemblé sur la grande scène. C'était super fat, quoi. Ça c'est vraiment un meilleur teuf en tant que public. Hein.
Et alors, la meilleure teuf en tant que spectateur. En tant que, pardon, acteur, si je puis dire. Ah ouais, acteur, bah là c'est facile en vrai parce que j'ai joué dans plein de teufs mortels ces dernières années. Mais le truc qui restera gravé pour toujours, c'est d'avoir joué à Astro 2018, Astro Ah oui, Police. bien sûr. Alors le flyer, je dois l'avoir, c'est à quoi il ressemblait? Il est bleu et rouge, et jaune avec des dessins, je crois. C'est tellement énorme qu'il faut que tu nous en parles un peu de ça quand même. Ouais, bah en fait, c'est une année où j'ai sorti beaucoup de trucs. Ouais, je l'ai trouvé, je crois. Attends, il est là, c'est celui-là. Hein. Ah oui, alors c'est vrai qu'il y a un décalage. C'est vrai que tu le regardes sur le live. Ouais. Je crois que c'est celui-là. Oui, Astropolis, le 7 juillet, c'est ça? Ouais, ça doit Au être manoir ça, de Kerqual. ouais. Bois de Kerqual. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Je crois que c'est ça. Donc en fait, ouais, comment ça s'est passé? Ben, c'est que j'avais envoyé. J'avais joué avec Manu à la machine du Moulin Rouge en 2017 avec AZF aussi. Ah oui. En fait, on avait sympathisé. Je lui avais envoyé plein de disques dans la foulée, les promos, les trucs que je sortais. Et il avait joué, il jouait encore beaucoup de mes trucs, mais à cette époque-là, il avait joué vraiment beaucoup de tracks à moi. Et en fait, il m'a dit, bah, en fait, tu vas venir jouer à Astropolis 2018 l'été prochain. Et en fait, j'étais annoncé comme le coup de cœur de Manu sur la scène mécanique et tout ça. Donc c'était vraiment une grande fierté. Et puis on a passé un week-end de ouf, quoi. Vraiment, on est arrivé le vendredi. On a fait toutes les soirées before, on a fait la grande teuf, donc où j'ai joué à Astro le samedi soir. Et on a fait le closing au Vauban, en fait, c'est un hôtel où il y a une discothèque au sous-sol, où il y a le closing de la soirée du festival le dimanche soir. En fait, on est resté du vendredi jusqu'au lundi à Brest et c'était un week-end de taré. Et puis, évidemment, voilà, de jouer à Astro, invité par Manu, et ça, c'est. Ouais, c'est la Ouais. classe. Et Manu le malin qui faisait le MC, qui te haranguait Ouais. sur Et tes ouais, morceaux. ça on quoi. a vu les ça. vidéos, ça. Elles Ça fait, sont ouais. disponibles, je crois, Mais- sur YouTube, celle-là. Ouais, elles sont sur YouTube. Ouais, Ça, il faut que y tu le avait mettes, aussi, Ben, hein. En fait, je jouais plutôt en début de soirée, du coup j'avais fait la transition entre techno et hardcore, donc du coup j'ai commencé le techno, j'ai fini avec du. J'ai le line-up là D'abord, sous les yeux. Il y avait Elisa do Brasil, à la fin, ouais. Bud Burners, Otto von Chirac, Ouais. ISR, donc Lenny, Satronica et Live, Malk. ouais. T'avais Lenny à côté aussi. Ouais, il joue en live après, ouais, après nous. Fortinanger, Manu le malin. Il y avait Dencha Crisis aussi. Hein, Ouais, Dencha Crisis et Club super, Z1, Z1. Voilà, et puis ouais, forcément, ben là, quand t'es là-bas, quand tu joues sur un truc aussi légendaire qu'Astropolis, voilà, c'est l'expérience du week-end complet invité par Manu dans une soirée comme ça. Le chapiteau était blindé dès le début de mon set et tout ça. Enfin voilà, c'était. Ouais, tu peux qu'en garder un forcément, souvenir de malade, de Ouais, toute ouais. façon. C'est clair quoi. Voilà. Après, il y a eu d'autres bonnes soirées. Et puis avec Rennerud, on a fait des pure teuf aussi avec le projet que j'avais Daniel du coup. Mais c'est carrément autre chose quoi. Mais on a fait notre en gros live l'année dernière, en juillet 2019, dans un gros festival qui s'appelait Atomic Festival à Paris, au Doc de Paris. On avait fait le premier live de la soirée sur la grande scène techno. On jouait avant James Ruskin. Il y avait plateau de taré aussi, pareil. Et bon, quand tu joues avec des mecs comme ça, et ça c'est toujours un souvenir de ouf. Mais bon, si je dois en garder qu'une, c'est Astro 2018, clairement. Ouais, c'est presque un aboutissement, quoi. C'est quelque chose de fou. Hein. Ouais, clairement. Et puis c'est vrai que je pense que ça marquera une époque, quoi, de ce renouveau rave, quoi, où en fait on est quelques anciens à avoir réussi à imposer un certain style de son, une esthétique, etc. pour un public hyper jeune, quoi. Donc c'est aussi un sentiment de fierté vis-à-vis de ça, quoi. Parce que je m'inclus avec d'autres comme Minimum Syndicat, vous, Crystal Géométrie, d'autres Français qui essayent d'en ramener quelque chose de différent, quoi. Du coup, c'est cool, quoi. On y travaille. Yes. Bon, est-ce Il paraît que j'ai un c'est son cool? Bon. bizarre. Ben, il paraît que j'ai un son bizarre sur ma voix, on me dit. Ouais, non, moi je t'entends bien. Il y a de l'écho apparemment. Et alors allez, la pire, fais-nous rire. Ah, bon, les pires, dans les années 90, il y en a eu un paquet des pires. T'arrives où il y a déjà les flics avant que t'arrives, étaient coincés sur un chemin de terre pendant 3 heures par un mec coincé en camion. Ouais, des soirées, voilà. En tant que DJ, récemment, parce que je parle pas de mes expériences d'avant, qui étaient. Ouais, ça arrivait souvent que ce soit un peu la catastrophe et tout ça, mais il y a quelques années, j'étais booké en Bretagne, au fin fond de la Bretagne, dans un club qui était. La veille, il y avait eu une soirée avec Producer et Radium.
Et j'étais calé pour jouer le samedi en tête d'affiche. DJ producer. Donc c'était la veille dans un club qui était perdu au fin fond du Finistère. Donc j'étais booké en tant que tête d'affiche pour faire un set acide le samedi soir. Et donc en fait, je suis parti de la maison, j'ai pris l'avion, j'ai passé 24 heures de voyage pour aller au fin fond du Finistère pour aller jouer. Et en fait, dans la soirée, il y avait 10 personnes dont le vendeur de galettes saucisses, tu vois. Donc, parce que c'était samedi soir, il faisait chaud, donc les mecs faisaient des free parties partout autour, il y avait personne dans le club. C'était marrant. Mais Le c'est gros pas- c'est problème pas des clubs, ouais. Et même dans Ouais. le Finistère, alors l'été, les gens veulent aller dehors, quoi, forcément. Ouais, c'était pas en été justement, c'était en avril. Mais les mecs, Avril, ils ouais, faisaient mais il des fait beau. fêtes C'est le pire, avril, parce que c'est là où les paillotes ouvrent, c'est là où les bars ouvrent leurs terrasses et tout ça. Et Ouais. c'est là que ça commence. Nous, on le sait Ouais, d'ailleurs, mais- on prévoit rien en club à partir d'avril. Bah, en fait, ouais, c'était donc 24 heures de voyage et tout. Tu prends l'avion. T'es épuisé et vu pour rien. 3 heures. Bon, si ouais, t'es puis- payé encore, bon. Oui, t'es payé. Non, non, c'est bon. Ça, après, j'ai jamais eu de vrais gros problèmes vis-à-vis de ça. Mais Tant par mieux. contre, c'est vrai que voilà, c'est des week-ends où en fait, c'est compliqué, quoi. Tu vois, c'est même démotivant parce que tu dis putain, y a personne. Ouais, c'est de T'as- l'énergie. T'as pas eu, morte. t'as pas eu toi dans le bureau d'un espèce de mafieux comme parce que bon, vous regarderez Ah, si, les ça, je l'ai interviews avec comment Si, ça s'appelle ça, je l'ai eu. Electric Rescue. Non, c'était avec Paul Lasca qui nous racontait qu'ils avaient fait une soirée avec Electric Rescue, tout ça. Qu'à la fin, le Ouais. gars voulait pas les payer, alors et que Tonio était fou et qu'il voulait faire Ah ouais, bref, mais alors, des ça, trucs. par contre, ça nous est arrivé souvent dans les années 90, quoi. Même au début des années 2000, on avait fait des soirées au Mexicana, vers Vauvert, dans le Gard, où les mecs, ils avaient une double caisse et tout, c'était super tendu, t'étais pas payé. Les mecs de la sécurité avaient même braqué la weed de mon frère qui fumait un joint sur le parking. Enfin, moi, laisse tomber, quoi. Là, pour le coup, c'était pas la même. Mais non, mais là, récemment, en fait, ça se passe assez bien parce que les mecs me respectent, parce que je bosse souvent avec des agences de booking. T'as une agence, voilà ce que Bon je vais dire. taf, Tu bosses avec des gars sérieux, donc c'est Héros Agency, on peut le dire, hein, je crois, hein, c'est ça. Hein. Plus maintenant, mais Plus maintenant c'était eux à l'époque. Ouais. C'était eux à Ouais, l'époque, ouais. Donc c'est quand même bon, Ouais. voilà, sérieux et même voilà, en général c'est carré, c'est quand même parce que bon, moi les agents, bon, c'est une grande histoire d'amour avec les agents, moi et les agents, mais bon, au moins l'avantage c'est que voilà, c'est ça, c'est que ils sont censés faire en sorte que tout se passe bien. Ils vont pas t'envoyer dans une soirée où il y a un moindre doute, c'est mort quoi. Même pas, Ouais. ils apprennent la soirée. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est au moins Non, l'avantage mais de j'ai ça, pas eu c'est que de- c'est censé être carré quoi. J'ai pas eu de gros problèmes, honnêtement. Eh ben écoute, tant mieux. Emmanuel nous dit sur le live Tomorrowland, voilà le pire, lol. Ah ouais, bah ça, ouais, c'est sûr. Alors, Tomorrowland, attention. Tomorrowland, tout le monde a le cliché du Tomorrowland avec la grosse scène principale. Il y a plein d'autres trucs, quoi. Et à côté, attention, Ouais. ça peut être très underground. Attention, Tomorrowland. Moi, par exemple, si un jour on me dit, tiens, je te file on te donne un backstage pour full machin, j'y vais direct, hein, je vous le dis. Hein. Alors, certes, j'irai forcément sur la scène principale parce que la scène, c'est un truc de ouf. Bon, bah après, t'as Guetta qui joue dessus, tu vas voir le Tiesto et compagnie. Bon, voilà, mais par contre, j'ai assisté, par exemple, à Tomorrowland, j'ai regardé un live, et c'était Maceo Plex qui jouait vinyle. Il avait joué old school vinyle, par exemple, tu vois, il y a toujours des petits Et trucs. moi, j'ai vu DJ Dédiqué, il n'y a pas longtemps, faire un set sur la petite salle de Tomorrowland. Ah. Dédiqué, vous connaissez le DJ hip-hop, à l'époque qui était de Benevi, mais qui est un des meilleurs DJ au monde. Moi, ça, j'aurais voulu le voir, ça. Ouais. Voilà, donc attention à Tomorrowland, effectivement, il y a le côté, on va pas dire cliché, le côté, on va dire mainstream, allez, on fait un gros festival et qu'on voit du bois, et c'est clair que les scènes, j'avais entendu dire combien coûtait, c'est 1 million d'euros la scène principale, ça se chiffre, mais à côté il y a tout voilà, il y a tout plein d'autres scènes, et en plus il y a le festival off aussi, pareil, forcément comme tous ces genres de festivals. Donc attention, il y a quand même du bon à prendre, voilà. Et c'est sûr que nous on sera pas sur la scène, on y va un jour ensemble. Je pense pas qu'on sera sur la scène principale, mais il y aura des petits trucs sympas à voir, quoi. Voilà. Et ça, je pense que c'est sur pas mal de festivals, voilà. Et j'ai toujours encouragé d'ailleurs pour dire, d'ailleurs toi, tiens, on va parler d'un truc, Clem, juste avant qu'on commence ta disco. On va parler du Kosovo de la techno, c'est-à-dire le sud de la France. Et je t'ai cité plusieurs fois dans les interviews. Parce que tu m'avais dit ça, pour nous, c'est le sud de la France, c'est le Kosovo, hein, de la grosse techno, Ouais, on bah, va dire. Voilà. En Après, fait, ça nécessite voilà,
c'est argumenté, voilà, je veux dire, c'est pas juste une insulte, quoi. Non, moi, en fait, le truc, c'est que je suis un pur sudiste, hein, je suis biterrois, j'ai toujours vécu ici. Par contre, ce que j'arrive toujours pas à comprendre maintenant, mais ça, en fait, ça s'explique par plein de facteurs qui sont aussi économiques et sociétaux ici, en fait. Il y en a un autre aussi, mais tu verras. On en avait déjà parlé, Ouais. Mais non, c'est vrai que dans le sud, on a un réseau de discothèques, brasseurs, limonadiers qui est ultra fort et qui a été très fort en fait au tournant des années 2000, qui a pris le relais et qui nous mettait des bâtons dans les roues en tant qu'organisateurs parce que ça les faisait chier qu'on récupère une partie de leur public, même si c'était pas en fait le même. Mais en fait, il y a plein de facteurs qui s'expliquent, mais qui font en sorte que l'historique rave qu'on a eu dans le sud, qui est exceptionnel, là pour le coup, on est au même niveau que la Bretagne et que Ah Paris. oui, les spies qui débarquent à En Palavas, Europe, hein, les trucs, Non, les enfin, premiers raves et tout, ouais, tout à fait. c'est clair. Non, Hein. mais pour le coup, on a un historique rave qui est pour moi dans les trois. On en a parlé avec en Max, France, tu vois, clairement. quand on interviewait Max. Ça revient, hein, d'ailleurs, c'est pas que parce qu'on est du Sud, c'est souvent parce on a des invités de partout et tous disent, comme tu dis, dans le top 3, t'as souvent la Bretagne qui revient, Ouais, Bretagne, Paris, Sud, voilà. Paris, Lyon, mais sinon après c'est le Sud, ouais. Mais clairement, il y a eu un tournant, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans les années 2000-2010 et qui continue à ne pas se passer dans le sud, c'est que toute la bordure, tout le front de mer, en fait, en gros, de Perpignan jusqu'à Nice, et ça remonte jusqu'à Avignon, Lyon, etc. Lyon un peu moins, mais Avignon en tout cas. C'est resté coincé sur une culture club minimale qui est liée à l'arrivée de la Villa Rouge, le bar live, le privé, etc. Et qui fait que, en fait, il n'y a pas eu de renouveau de public, il n'y a pas eu de renouveau d'organisateur. Si tu es organisateur dans le sud, de toute façon, tu peux toujours t'accrocher pour avoir une place dans un club. Et qui est aussi, il y a une culture gendarmerie, police, qui fait que tu peux pas vraiment faire de trucs illégaux, comme ça peut se faire à Paris ou comme ça peut se faire ailleurs. Et puis il y a un gros manque de salles alternatives, il n'y a plus que le Rockstore ou presque, tout le reste c'est des clubs. Du coup, c'est une conjonction de trucs qui font qu'on est complètement passé dans le sud à côté du renouveau Et c'est pour, rave. et c'est pour ça qu'on avait essayé de faire la Rave Generator avec toi et Minimum Syndicat. Mais c'est que partie remise, on va relancer ça et on va y arriver. Et tu vois pourquoi il y a des fly qui se diffusent là. Attendez, en tant que sudiste, j'ai joué, tu vois, ça fait 4 ans que je joue dans des gros events partout en Europe et en France. Mais je me suis retrouvé à jouer en warehouse avec des mecs genre Thomas P. Ekman, Birken ou Face Fatal, Ancienne Méthode ou je sais pas, plein d'autres, ou faire la machine du Moulin Rouge avec Manu ou Astro, etc. Et dans le sud, y a rien, quoi. Il se passe rien. T'es venu chez nous, t'as booké. Enfin, qu'on a vu une exclue, tu nous avais dit, ça faisait des années. Ouais. Et du coup, j'en étais arrivé au point où en fait, clairement, je prenais pas de date dans le sud parce que je restais si j'ai fait le bikini, quoi. On a fait le bikini. Ouais, mais le bikini. C'est à part Toulouse, c'est à part. Ça remonte un petit peu et puis c'est un peu à part le bikini, hein, ça reste. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est complètement passé. En fait, je pense aussi qu'il y a eu un manque de diffusion, de culture, de manque de communication entre notre génération et celle d'après. Et du coup, en fait, on est complètement passé à l'as des années où il y avait des mecs qui faisaient des trucs, qui font encore des trucs qui démontent, quoi. Et voilà, c'est dommage parce que pour le coup, t'as tout ici. T'as l'extérieur, t'as les spots, t'as la culture, t'as des anciens comme nous. Et je pense aussi que dans le sud, on va pas se mentir, moi je fais partie de la vieille génération et les anciens ils sortent pas, quoi. Du coup, vu quand tu sors pas, tu vas pas cultiver les jeunes. Il y a plein de gens ici, c'est des gros branleurs. Disons que c'est compliqué de les faire sortir. Entre potes, quoi. C'est vrai que. Des apéros entre potes, point marre, quoi. Ils sont pas motivés pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Il y a des mecs, quand tu leur montres des vidéos de soirée à Paris où t'as, je sais pas, des mecs qui jouent à 160 BPM ou qui jouent The First Rebirth et que t'as 10 000 jeunes qui gueulent, ils comprennent pas. Parce qu'ils sont complètement passés à côté du truc. Et malgré les réseaux sociaux, malgré tout ça, je pense qu'on est complètement passé à côté et c'est grave dommage, quoi. Et ouais. Et non, on va remonter ça. Hein, mais ton avis est intéressant parce que c'est vrai qu'on entend peu ce type d'avis. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir de t'écouter dire ça parce que c'est vrai qu'il y a une espèce d'homogénéité du truc dans le sud, quoi. Enfin, dans le sud, c'est un grand mot, le sud. Dans notre coin à nous, quoi.
Ouais, voilà. Tu parles de la Méditerranée parce qu'en Oui. fait, à Toulouse, c'est déjà plus comme ça. Voilà, Mais Marseille bassin aussi, c'est méditerranéen. pas pareil. Marseille aussi, Ouais, c'est dans une autre Marseille. planète. Marseille, il y a quelques trucs, mais ça reste globalement la même culture qu'ici, quoi. Non, mais on est d'accord, dans le bassin méditerranéen, c'est compliqué de. D'ailleurs, on va citer l'exemple que tu m'avais dit à l'époque, hein, les soirées, c'était We Are Rave, c'est ça? C'était les soirées que tu faisais avec David Asco. Oui. Oui. Ouais, c'est surtout les soirées d'Asco. Moi, j'étais resté. Non, mais Asco c'était qui quoi le le nom? fait, ça. Le nom, c'était quoi déjà? We Are Rave. Les We Are Rave, oui, donc We Are. carton monumental dans tout le Nord, hein, Caen, tout ce que tu veux. Dès qu'il est arrivé à Montpellier, chou blanc. Voilà. Donc, mais bon, c'est pas grave. Nous, on aime les challenges et on va essayer de relancer un peu ça. Nous, on n'est pas fermé, c'est pour ça on peut faire. Nous, ce qui est bien Nocturne Blues, tu vois, c'est qu'on peut faire une petite soirée à l'hôtel Ibis de Béziers, smooth, deep house. Et cool, et derrière, et une semaine après, on devait faire avec toi la Ref Generator avec Minimum Syndicat. Tu vois, on y va petit à petit, on explique à nos fans que, attention, il y a un côté fun, il y a le côté doux, il y a le côté dark, et il y a le côté qui va fort, et nous on aime tout. Et on va essayer et on compte sur toi d'ailleurs pour la prochaine Ref Generator, hein, donc on tiendra tout le monde au courant. Parce que tiens d'ailleurs, tant que j'y pense, je me permets, hein, Clément, on va passer le petit teaser de Nocturne Blues Classics, parce que ce qu'on fait en soirée, on essaie aussi de le faire comme tu disais en musique, hein. Donc on relance des classiques, et sachez qu'on a relancé, vous le savez, alors tous ceux qui regardent les émissions depuis connaissent par cœur le trailer, mais s'il y en a des nouveaux, je le passe parce que dedans il y a beaucoup de copains. Allez, On en est fiers. Il y en a un fier. Country's biggest illegal export, cocaine. Avec l'original remasterisé. Ça c'est moi et Jean-Bruce. Millimétrique. On aura en interview bientôt, hein, Millimétrique. Et ça, c'est la bombe d'Unwelt. Et ça, c'est joué par 8 Model. Donc voilà. Donc tout ce qu'on essaie, pareil, tu vois, on essaie de relancer des projets avec et de faire un peu pas ce que les autres font, de faire pas forcément différent non plus, mais voilà, on essaie de faire un peu. Le concept de Nocturne Blues Classic, c'est de ressortir des licences de vieux trucs, et on a des trucs dans la besace. Ouais, donc on l'a déjà expliqué la dernière fois. Bon, on en a déjà parlé, hein, donc on va ressortir un grand classique. Des grands classiques. Ouais, mais là, on va ressortir un grand classique. Tu te rappelles de Paradise 3001, Clément? Oui, ça me dit quelque chose, ça. D-Check à l'époque, mais qui avait fait aussi Paradise 3001. Voilà, donc on va ressortir un grand classique de Paradise. On represse un Paradise 3001 remasterisé en vinyle. Et dès qu'on aura une date de sortie, on vous en reparlera, on vous mettra les visuels, on fera un truc exprès pour. Voilà. Donc tout ça pour dire que on va essayer de relancer la machine dans le sud. Hein. Nous on est là, toi aussi t'es là, donc on va essayer de montrer à tous nos chers amis du sud que le bar live c'était bien, effectivement, hein, bon, mais il faut aussi passer à autre chose à un moment donné. Voilà. Donc on va revenir sur Jean, qu'est-ce qu'on fait? On commence à parler un peu, on va écouter du 14 Anger un peu, non, je pense. Est-ce que tu as envie que Clem, tu veux nous... tu as eu beaucoup de projets et d'actu récemment, malgré ces périodes un peu bizarres. Hein. Donc tu as évoqué avec tes collaborations, mais tu as quand même sorti un album et un EP, etc. On peut en parler, puis commencer à balancer un peu de son. Hein. Ouais, dites-moi ce que vous voulez mettre. Alors moi j'avais récupéré des vieux 14 Anger de 2014 aussi, si vous voulez, parce qu'on a écouté tout à l'heure en 2012. 2014 on était. Celui qu'on a mis à la pause, il est de 2014. Oui, ce qu'on a mis à la pause. Mais le tout premier qu'on a mis, c'était 2012. Le premier, ouais. Après 2014, et en 2014, ça en a fait plein. Hein.
2014, Ouais. t'as du monde. Hein. J'ai fait beaucoup de digital et après en fait pour l'évolution du truc ça a été j'ai démarré en 2012 mais les premiers vrais trucs sérieux sont sortis fin 2013. Début 2014 j'étais présélectionné à Montpellier pour les présélections régionales du printemps de Bourges, donc j'ai fait un live en fait à Victoire 2. Ok. Début 2014. Pour résumer un peu, j'ai sorti beaucoup d'EP en 2014. Ouais, effectivement. Je vais mettre quelques extraits pendant que tu parles, ce sera plus simple parce que sinon. Je jouais pas. Je mets un peu. J'avais pas de date en fait. En fait, j'ai joué une fois en 2012 et puis après j'ai pas eu de date jusqu'en 2015. T'étais au studio à fond quoi. Ouais, j'ai fait beaucoup de studios, j'avais du boulot, puis j'avais pas forcément encore beaucoup de demandes. Il a fallu le temps d'installer le nom, faire de la promo. J'ai fait beaucoup de promos à la main, j'envoyais mes trucs. Le premier EP qui est sérieux que j'ai sorti en 2013, il a de suite été playlisté par Dave Clark dans White Noise. Donc ça m'a donné une crédibilité supplémentaire. Après j'ai eu beaucoup de mecs qui ont joué mes morceaux à partir de 2014-2015. J'avais beaucoup de mecs genre PR, Paula Temple, Dave Clark toujours. Pas mal de nouvelles vagues. J'ai l'impression, tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, hein, que quand Dave Clark te playlist, je vois avec Ethan Fox, tu sais qu'il il arrêtait pas de jouer son morceau là, un peu hip house. On invitera Ethan Fox tout à l'heure, il y a quelqu'un dans le chat qui en parlait. Hein, oui, bien sûr. Et du coup, ça le fait. Hein, c'est vrai que ça. Ouais, ça t'ouvre d'autres trucs, ça t'amène une crédibilité aussi. Il a à Awakenings en 2015-2016, il a démarré son set à Awakenings avec un morceau à moi aussi, Dave Clark. Et du coup, c'était diffusé partout sur Facebook et ça, donc c'était cool. Donc j'ai sorti pas mal de trucs. En 2015, il y a le premier disque vinyle qui est sorti avec Deep Affect. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'est plutôt début 2016, mais en gros. Je crois que c'est 2016. Hein. Toi et Deep Affect, c'est en 2016. Donc c'est avec Evasive, Crackspeak et tout ça là. A-Trap. Ouais, c'est avant, c'est Transcendence on Demand. Ouais, il est là, je crois. C'est celui-là. Sorti sur Tripalium, les mecs de Rennes. Ouais. Tripalium Corpse. Le fameux Benjamin. Voilà. Et en fait, en 2015, j'avais pas de date. Et en 2015, j'ai enchaîné des dates en été. J'ai joué à Madrid, Berlin, Paris, Glasgow et j'ai commencé à avoir des dates un peu partout à l'étranger en 2015. Et après, on a sorti donc ce disque-là en 2016. Et les promos ont beaucoup été joués, quoi. Il y avait beaucoup de gens qui jouaient les promos de ce disque. Et en fait, le vinyle est sorti début 2016. Et en fait, ça a été un gros carton, en fait, le disque. Il a été sold out assez vite et il y a eu beaucoup de gens qui l'ont joué. Et donc du coup là j'ai pas arrêté d'enchaîner des dates. J'ai joué dans une première grosse warehouse à Paris début 2016. Et puis après j'arrêtais pas de jouer quoi pendant plusieurs années hein, jusqu'à la période Covid. En fait j'ai eu toujours une ou deux grosses dates par mois quoi. Par contre la discographie effectivement j'ai sorti moins de trucs à partir de 2016 parce qu'on a limité vraiment les sorties à soit je faisais des compiles digitales, soit je sortais des vinyles. Du coup, forcément, le temps de graver des scuds, de faire la promo, etc. Tu as tendance aussi à moins de sortir de trucs. Pour aussi laisser plus de place au vinyle, parce que si tu sors des trucs en digital à côté, c'est un peu galère de vendre le disque. Ouais, faut concentrer l'énergie sur le vinyle, c'est sûr. Hein. Et puis voilà, j'ai aussi en 2016, j'ai commencé le projet Rendered avec Daniel. Ouais. Et là, du coup, on a eu des sorties vinyles aussi de suite. L'année d'après, quand on a commencé à avoir des sorties disques, on a sorti 4 vinyles la première année en 2017. Et du coup, à partir de 2017, j'ai eu les deux projets en parallèle. C'est-à-dire que je jouais aussi bien en tant que 14 Anger en date solo. Je jouais aussi avec Daniel, avec Rendered. Et du coup, les deux projets, en fait, j'étais sur la route assez souvent, quoi. Du coup, t'as aussi un peu moins de temps. Avec le boulot à côté, t'as aussi moins de temps de faire de la prod. En tout cas, ta prod, tu fais en sorte qu'elle sorte sur des labels qui prennent le temps de faire de la promo, qui sortent des beaux objets, etc. quoi. Ouais. Du coup, voilà pour la discographie, en gros. Et j'avais pas fait d'album. J'ai réfléchi à un projet d'album l'année dernière. J'ai commencé à la fin d'été, puis j'ai fini en décembre. En fait, je me suis donné 4 mois pour faire un album qui avait un son un peu unique. Pour garder une cohérence dans le son, en fait. Je voulais vraiment que l'album il ait une cohérence temporelle et au niveau du son en fait
tu sentes que le truc a été fait assez vite, mais sur une même fraction de temps, en utilisant les mêmes synthés, qui a une cohérence dans le son en fait. Une cohérence quoi. Ouais. Et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, il devait sortir en CD, puis il est sorti à cause du Covid, en fait, juste en digital sur Amzen, qui est sûrement le plus mythique label d'industriel pur et dur, qui est basé en Allemagne en fait, qui existe depuis la fin des années 80, qui a sorti des trucs, voilà, des monuments de la musique indus. Et donc j'étais assez fier de sortir sur Amzen. Et a priori, je pense que l'année prochaine, je devrais sortir un deuxième album chez eux. Au niveau des projets, sûrement en fin d'année prochaine. Et je devrais jouer un petit peu, voilà, je devrais jouer dans des trucs un peu plus, des événements indus, goth, etc. aussi, en parallèle quoi. Voilà pour la discographie et les dates en parallèle quoi. Là, c'est du Deep Effect. Là, je mets du Fortinanger, tiens, Ezekiel. Pour un peu que le public sache qu'est-ce que du Fortinanger. Alors c'est sûr que tout ça c'est pas le son du bar live. Non mais c'est vrai qu'on fait partie, enfin j'ai eu la chance d'arriver avec ce son là, Rave Indus, au moment où il y avait vraiment un renouveau Rave à Paris, à Berlin et tout ça. Et du coup je me suis incrusté sur le truc parce que je sortais beaucoup de disques en même temps. Et voilà, avec Minimum Syndicat, Hate Models, tous les gens de Chicago, Inners, etc., ben on a été les acteurs pendant plusieurs années, pendant 2 ans au moins, et on jouait quand même très souvent à Paris, une fois par mois. On faisait les warehouse, les trucs, les squat parties, tout ça, et puis j'avais pas mal de dates à l'étranger aussi en parallèle quoi. Tu peux parler un peu de ta façon dont tu produis? Alors donc je produis déjà sur Cubase. J'utilise vraiment Cubase comme moteur principal. J'ai plus du tout de hardware. J'ai vendu les derniers au début du confinement là. Il me restait un Arturia, un petit circuit et je crois que j'avais encore un petit Korg micro Minilog, je sais plus. Donc j'ai tout vendu et donc les seules pièces de hardware que j'ai c'est des cartes UAD pour le traitement du son en fait. Cartes UAD ouais. Ouais, des cartes d'effet en fait hardware dans le PC qui prennent en charge en fait tout ce qui est FX, reverb, délai, disto, compression, préampli, etc. J'ai une façon assez particulière de bosser. Je bosse beaucoup en audio en fait, c'est-à-dire que j'exporte mes pistes synthé en audio pour retravailler comme des samples en fait. Ah oui. Donc ce qui me donne un son assez particulier. J'utilise beaucoup de préampli sur les pistes pour avoir un son analogique. D'ailleurs il y a beaucoup de gens qui pensent que je fais de l'analogique mais j'en fais pas du tout. En fait tu mets des préamplis sur chaque piste et tu chauffes chaque piste de chaque son de chaque piste quoi en gros. Ouais, ou alors je resample avec des émulateurs de Roland d'un sampleur Akai 12 bits ou quoi. Enfin, je fais 950. Là tu viens de répondre à la question d'Emmanuel qui se régale, qui dit qu'il y a une émission, pour une fois qu'il y a une émission en français. Vas-y Emmanuel, pose tes questions. Mais là du coup on n'a pas besoin de poser la question parce qu'il vient d'y répondre. Donc il t'avait demandé Emmanuel, je sais pas si tu l'as lu, comment tu crées un track, voilà. Ouais, quand vous créez un track, quel est votre processus de création à partir d'un son qui vous inspire de quelque chose que vous avez entendu, un truc qui vous trotte dans la tête, ou encore une machine ou un VST que vous voulez tester. Je peux démarrer d'une séquence rythmique, des fois je m'amuse à faire des boucles rythmiques et j'ai l'idée pour un synthé qui arrive, donc je cale un synthé pour faire une boucle et à partir de la boucle je vais faire un morceau. Des fois je pars d'un pad, d'une intro, un truc que j'ai samplé, qui va me servir de base à la conception du reste. Des fois j'ai des remixes à faire pour lesquels j'ai dit oui, donc j'ai déjà une base de son que je vais utiliser, réexploiter en tant que matière première. C'est assez variable en fait, quoi. J'ai pas de vraie méthode de boulot. Des fois, t'es le premier qui m'a parlé des layers. Alors, vu que moi j'utilise des VST que depuis très peu de temps, moi j'étais beaucoup sur avant j'étais hardware et puis après j'étais beaucoup sur du sampling, du bidouillage, beaucoup de sampleurs. Et c'est vrai que je me rends compte que je pense à toi à chaque fois que je mets plusieurs couches d'un son, quels que soient les niveaux, tu vois. Je fais des layers et c'est vrai que tu peux arriver à des choses très riches en fait. Avec peu d'éléments. Ah ouais. Ouais. Je fais beaucoup ça, ouais. Je simplifie à mort mes morceaux, j'essaye en tout cas. J'ai quand même tendance à les charger assez.
En fait, des fois, ça m'arrive d'avoir envie de faire un morceau avec une TB pour faire un morceau acide. Des fois, j'ai envie de faire du doomcore. Je me fixe pas de limite. Souvent, je reprends le morceau plusieurs semaines après pour le finir et lui donner vraiment la dernière. Des fois, un morceau de doomcore va devenir un morceau techno ou un morceau techno va devenir un truc plus dur. J'ai toujours énormément de démos en cours. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de finir un morceau pour passer à la suite. Oui. Des fois, là, mon répertoire de démos, il y a peut-être 30 ou 40 trucs que j'avance petit à petit, ou des fois j'en finis un, je passe à autre chose, etc. J'ai toujours des remixes en cours aussi. Vu que j'ai 2 projets, je fais des collaborations avec Daniel pour Underend, mais je fais aussi des morceaux avec Depafect en permanence. Du coup, là, on s'échange des pistes, parce que Depafect, il est australien, donc on s'échange les pistes par Dropbox. On attend que l'autre ait fini pour reprendre le morceau. Vous travaillez sur les mêmes machines du coup, ou alors c'est que de l'audio? Non, on fait que de l'audio. Lui il bosse sur Ableton, moi sur Cubase. Donc on exporte de l'audio, on s'échange juste les pistes MIDI pour les mélodies. Pour que l'autre puisse avoir les mêmes mélodies sans galérer. Mais bon, la plupart du temps on fait même pas ça parce qu'on n'en a pas besoin. Donc voilà, c'est assez. Je bosse de façon assez différente selon l'envie du moment en fait, quoi. Il y a des soirs où je finis 4 morceaux, il y a des soirs où je démarre. Je fais une dizaine de petites boucles qui vont me servir plus tard. Ok. Des fois j'ai 1 heure ou 2 pour bosser, donc je fais ce que je peux. Je fais du sample aussi, je fais énormément de samples. Ouais. Là par exemple, ce qu'on écoute là, c'est le morceau qu'on écoute, c'est le sample qui vient d'un film des années 90 qui s'appelle Le Cobaye. Ah oui. Réalité virtuelle. Oui, avec des images de synthèse un peu. C'est pas avec. 93, Comment il s'appelle? C'est avec. Ouais, c'était un des premiers films qui parlait de réalité virtuelle. Ouais, 92-93 le film. Ouais. Ah ouais. Le sample, Ça tape. du coup, j'utilise le sample de la voix pour faire le morceau. J'hésitais à le revoir, tu vois, tu m'as donné envie là, je vais le revoir ce film. Ouais. C'est pas un grand film, mais ça m'avait marqué. Oui, j'avais bien aimé à l'époque aussi, ouais. Alors du coup, maintenant... ça a sûrement mal vieilli, mais c'est pas grave. Ouais. On va voyager un petit peu parce qu'on va passer à ton Pierce album. Brosnan. Alors, enfin, s'il veut bien. Alors attends. Hop, je reviens là, je fais ça, voilà. Donc ce fameux album, que tu penses que tu aurais dû sortir forcément peut-être un peu plus tard. On va quand même l'écouter des extraits. Parce qu'un album, ça raconte toujours des histoires. Donc si tu veux nous commenter à chaque fois pourquoi, je mets les morceaux dans l'ordre, hein, c'est plus simple. Hein. Bah en fait, comme je vous disais tout à l'heure, c'était la première fois que j'avais envie de faire un travail plusieurs mois sur un truc un peu plus long, qui n'était pas forcément du tout destiné au dance floor en fait. Là pour le coup, je sortais. À la base, je voulais même le sortir sous un nouveau pseudo en fait. Ouais. Pour pas l'avoir sous le nom 14 Anger parce que c'est clairement Indus, c'est pas. Il y a très peu de morceaux techno en fait dedans. Il y a même pas du tout de morceaux techno au sens trad du terme. C'est Stéphane Alt, le boss du label, qui m'a plutôt conseillé de le sortir à mon nom parce que ça correspondait à mes univers. Donc, Ouais, puis après c'est un album, donc tu vois ce que je veux dire. Dans un album, tu peux te permettre de faire un peu ce que tu fais différemment. Ouais. C'est un peu le but, quoi. Et du coup, en fait, j'ai passé tout l'été dernier, j'ai récolté des nouveaux VST, des nouveaux plugins, j'ai fait beaucoup de samples. Allez, donne-nous des exemples de plugins, tiens. Ouais, vas-y, ouais. T'es fétiche. J'ai un préampli Pultec qui est lié aux UAD en fait, c'est les cartes UAD que j'utilise beaucoup en fait pour chauffer les kicks, les basses et tout ça, mes snares aussi. J'ai pas mal de disto, d'effets. Alors la disto, moi j'ai jamais trouvé une disto qui m'est vraiment plu à part de la disto. J'en parlais avec Umwelt, lui me disait moi je peux faire qu'avec de la disto analogique, j'arrive pas à en trouver une. Qu'est-ce que tu t'y conseillerais toi? Ah si, il y a des bonnes distos, hein, ne serait-ce que les distos qui servent pour les guitaristes en fait que tu pourrais utiliser. Après il faut cleaner les fréquences et tout ça quoi, c'est un travail de défrichage quoi. Parce que tu passes énormément de temps à cleaner tes pistes quand tu sors de la disto quoi. T'as un nom là? Bah attends, je vais te donner le nom directement de fixe. Allez, je vais mettre le deuxième morceau en attendant. Endless oui, on prend Future. des notes, Jean-Phi.
me sers beaucoup des plugins D16. C'est un peu bête parce que du coup, Les D16 hein D16, ouais. Ouais, c'est une série de plugins. Ouais, on les a. Ah oui, le D16. Ah ben oui, ben c'est ça. Je me sers beaucoup d'un truc qui s'appelle en ce moment le Gorgon, de chez Inear Display, qui est ultra crado. Mais il faut apprendre à s'en servir en fait. Le boulot avec Comment tu dis les distos, c'est... Gorgon. Attends, parce que là, Gorgon, je vais vraiment prendre des notes. Gorgon, ouais. Et je note, moi, Ben. Iner, comment il s'appelle? Non, mais je note, Inear. Benja, t'excuse, je fais pas de doublon. Iner Display. Ouais. Gorgon. Comment tu l'écris, Gorgon? Ah, c'est GOR, G1. Iner Display Gorgon. Je me sers des distos de chez Waves aussi. Je me sers des FX de guitare. Je me rappelle jamais le nom. C'est la suite de série de plugins pour guitare qui est sortie chez Native. Il n'existe plus, Gorgon. Native Instruments. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de freeware aussi. Je télécharge un bloc de freeware. Quand je teste, j'en bazarde certains. Là, sur cet album, j'ai utilisé beaucoup d'émulateurs de délai à cassette. On en a quelques-uns aussi. J'ai utilisé des reverbs à bande aussi, des émulateurs de reverb à bande. Donc t'as pas utilisé les Vala là. T'as plutôt été dans des trucs à l'ancienne. Ouais, j'ai essayé d'avoir un truc un peu plus, de simplifier mes pistes aussi. Et ça a été un boulot de 4 mois avec que je devais le finir pour envoyer au remixeur. Et c'était un boulot super intéressant, quoi. C'est la première fois vraiment que je faisais ça. Et j'ai collaboré avec Hypnoskull aussi, c'est le morceau qu'on entend. C'est Hypnoskull, c'est un mec légendaire de la scène indus belge. Voilà, donc c'était une autre étape en fait dans la carrière de nouveau, quoi. Avant de revenir à des EP qui vont sortir là dans les mois qui viennent. Tu mets jusqu'à combien de layers de kick pour un kick? Des fois j'en mets qu'un. C'est rare, mais ça m'arrive. Surtout quand je veux un son techno un peu brut, je vais me servir que d'un sample. Mais la plupart du temps, j'en mets 2 ou 3. Deux la plupart du temps. Pour avoir un qui tape, qui a beaucoup d'attaques et qui tape plutôt dans le bas médium, et un qui est plus dans les basses. En ce moment, parce que des fois ça m'arrivait aussi d'utiliser des morceaux avec beaucoup plus de basses ou des subs, où je mettais qu'un pied un peu plus dans le bas médium. Ça tape, mais ça dépend vraiment. Mais souvent c'est 2 ou 3 fois. Ça t'arrive de prendre des kicks distordus et de cutter toutes les fréquences graves et de garder que le haut du spectre? Ça peut m'arriver, mais c'est rare. Il y en a qui le font en hardcore, j'ai vu ça. Ouais, ça m'arrive surtout. Des fois j'utilise un tom en plus, une tom basse avec de la disto, de la reverb. Ça dépend en fait. J'ai pas mal de techniques différentes pour avoir des kicks. Et les nappes, qu'est-ce que tu utilises comme VST pour les nappes? J'utilise beaucoup le vieux truc à Absinthe en ce moment. Sur Absinthe, ouais. J'utilise pas mal de trucs. J'ai utilisé le Silent beaucoup pour les nappes et les pads. Oui. Je peux utiliser des trucs genre FM9, FM8, des simulateurs de vieux trucs. Les nappes, souvent je sample beaucoup de films de cinéma que je modifie avec des grosses chaînes d'effets. Le morceau qu'on écoutait là, la petite intro, c'est que des samples qui viennent de films en fait. D'ailleurs, pourquoi il s'est coupé lui? Celui-là là? Ouais. Et que je bidouille en fait, je modifie les nappes pour jouer plusieurs notes avec un seul sample en fait. Une intro. Et là par exemple. Bon, ça c'est à l'ancienne. Les voix, c'est un mec qui lit la poésie The Poison Tree en fait. C'est le nom de l'album. Ça vient d'un film d'horreur, Just Keep Walking, ça vient d'un film d'horreur, je crois qui est passé sur Netflix l'année dernière. D'accord. Je sample tous mes samples de voix, de pads et ça, je l'ai fait moi-même en fait. Je passe beaucoup de soirs à juste disséquer un film, sampler beaucoup de passages. Ah oui, moi je prends des notes, je mets 38 minutes 32, bim, je note. Moi je découpe sur Soundforge, à l'ancienne j'ouvre le fichier du film et je fais vraiment du méthodique quoi. Des fois, je vais prendre juste un claquement de porte que je vais utiliser comme snare, des trucs comme ça. Jean-Bruce, tu le fais aussi, hein? On le fait un peu. Ouais. Moi, après, je fais avec Audacity. J'exporte le film en Wave. Après, je récupère chaque partie. Yes. Et j'ai un fait qui a les droits pour les samples. Ah. Ouais, mais ça. De quoi tu parles? Fuck copyright. Moi, je suis même pas à la SACEM. Je paierai pas.
Pour les samples, jamais. Bon, après, quand c'est bien bidouillé, ça s'entend. C'est fait. Non, tu Bon, après, ils ont d'autres chats à fouetter avec des gars qui vendent des millions de copies de je sais pas quoi. Enfin, ça se fait plus d'ailleurs, plus Ouais. personne vend des. Non. Ah, ça se passe comment pour les droits? Ben, je pense que tu as déjà fait la démarche ou pas? Ah non, moi, Clearer j'ai tes jamais samples. Non, non, clairement pas, parce que c'est que des dialogues de films, je sample pas de mélodies, ni de chansons, ni rien en fait. On en avait parlé quand on avait reçu Jackie Meurice, qui avait fait Les Dormeurs doivent se réveiller, de Ah oui. plusieurs games, qui avait vient samplé Dune. Dune, Dune. qui vient du film Dune. Les Dormeurs doivent Ouais. se réveiller. C'est un du film Dune. Ah, oui. Bon, bah, Ben, Dune, et C'est après, pas il a pareil. samplé Ils nous- Indiana Jones et le Temple Maudit et Légende. bien évidemment, ils n'ont jamais demandé les droits. Et Bruno Sancioni. Alors lui, il avait samplé le Punisher, Dark Angel. Bon, c'est un album qu'on trouve partout en Ouais, digital. Digital, ouais, puis donc il devrait y avoir le deuxième l'année prochaine, sûrement sur un support physique. Les albums, parce que toi, tu es, en fait, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que tu vadrouilles dans plusieurs univers. Alors c'est vrai c'est quelqu'un qui est pas du milieu, il doit pas comprendre en fait ce dont on va parler, mais selon le style dans lequel tu es, tu as un mode entre guillemets de consommation. Et j'ai remarqué, nous quand on parle avec des gens, ils sortiraient un vinyle, ils se planteraient, ils en vendraient pas. Et par contre en streaming, ils se font streamer à gogo. Il y en a, ils se font pas streamer, ils vendent jamais de vinyle, mais par contre ils vendent beaucoup de digital. Il y en a, ils vendent que des CD. Et en fait, je pense que à force d'avoir observé, je me suis aperçu que ça venait du style de musique, ça, et du type de consommation, et que chaque personne avait un type de consommation différent. Je sais pas si tu avais capté ça. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Clairement. C'est pour ça qu'on vend bien du vinyle en fait. Aussi bien avec 14 Anger qu'avec Rendered, le deuxième projet, on vend beaucoup de vinyle. La plupart de nos sorties sont sold out assez vite, à 500, 1000 exemplaires des fois. Tiens, d'ailleurs, C'est beau. je vais te faire une C'est beau. aparté vite fait, parce que je rappelle que pour tous ceux qui voulaient nous soutenir, alors attendez, je le cherche, il est là. Attendez, est-ce que je peux vous mettre l'écran? Ouais, je peux faire ça. Attends, hop. Voilà, donc juste pour vous dire que c'est toujours en Collecting for Repress, le cocaine le trailer que vous avez écouté tout à l'heure, sur dj.de, donc vous y allez si vous le voulez, nous soutenir. Et donc on va avoir les chiffres là bientôt, de semaine prochaine. Dans 2 jours. Hein. Dans 2 jours. Hein. Donc là, c'est-à-dire le Collecting for Repress, là, c'est-à-dire que pour l'instant, vous le précommandez, parce que tous les exemplaires ont été vendus, c'est la première fois où on a fait full, on est très content et on vous remercie d'ailleurs de nous avoir soutenus sur ce projet. Et dès qu'on arrivera à un certain nombre, donc on va relancer, ça va se faire automatiquement, ça va être repressé pour pouvoir que tous les fans puissent recevoir leur vinyle, quoi. Donc plus vous serez nombreux à acheter le vinyle là, et plus vite ça lancera le repress. Voilà. C'était juste l'aparté pour montrer un peu le monde du vinyle. Voilà, tu peux reprendre, hein. Excusez-moi. Ok. Bah écoute, ouais, on est toujours sur cet album. J'avais une question aussi avant. Voilà. La question Nocturbulus. Yes. Si tu devais envisager, alors il y en a des artistes, évidemment, on pose la question à tout le monde. Hein, c'est un peu si tu devais envisager un duo, t'en as déjà fait, mais allez, un duo ou un B2B et vraiment quelqu'un, évidemment avec qui c'est pas le cas, mais vraiment avec qui quelqu'un ça te paraît évident, ça serait qui? J'aimerais bien faire un back-to-back en DJ avec Manu, ça c'est sûr. Pour pas mal de raisons, parce que c'est Manu quoi. Et que ça colle. Et en prod c'est plus compliqué. En prod c'est plus compliqué parce que c'est assez personnel de faire des morceaux, les collabs ne fonctionnent pas toujours. Laisse un peu Ben, j'entends pas Clem. Mais attends, laisse-moi réfléchir qui je pourrais avoir en prod. Bon, Manu le malin, ouais, ça ferait un joli B2B DJ, en tout ouais. cas. En DJ c'est sûr. Ah ouais. Là il n'y a pas photo. En prod c'est plus dur quoi. En prod, qui j'aimerais bien faire des sons. J'aimerais bien faire du son avec Guillaume, Docteur Macabre, ouais. Ah putain, ouais. Mais nous aussi. Clairement. J'aimerais bien, ça c'est clair, parce que c'est un monstre de studio, que c'est un tueur.
Qui j'aimerais bien faire des morceaux. Après, il y a pas mal de mecs, ouais. Si on tape dans les mecs old school qui sont plus forcément actifs, ouais, il y a des mecs. Ça, c'est notre spécialité, alors dis-nous. Ouais, non, bah, il y a plein de mecs, ouais. Je pense que. Allez, peut-être. D'époque, qui je pourrais. Ouais, Crossbones, hein, j'aimerais bien. Ah. Ils font du doomcore en Angleterre. Ouais. Là, je suis en train de faire des morceaux avec Fifth Terra. Mhm. Fifth Terra, c'est pareil, c'est le premier, presque le premier vrai label doomcore anglais qu'on a écouté tout à l'heure là. Ouais, non, t'es un back pro. Je pense que je resterai sur Guillaume parce que pour moi, c'est un des meilleurs compositeurs rave français. Il n'y a pas photo quoi. Ah, c'est un vrai génie. Hein. C'est un génie ce mec. Guillaume, pour moi, c'est. Il n'y a pas beaucoup mieux en France au niveau de la rave, early, etc. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup mieux que lui. Et c'est vrai que faire un morceau, typiquement un morceau à la PCP ou un truc acide avec lui, je kifferais grave. Alors, ce que je propose, parce que demain, il faut que tu te lèves tôt. Hein. Ouais. Yes. C'est ça le fait de travailler à côté. Et ouais. J'avais envie de passer quand même des flyers de soirée pendant qu'on parle là. Et pendant qu'on lance des flyers, on va demander un peu au niveau de ton actu, parce que c'est vrai qu'on a vu que tout était au point mort, mais tu es quand même très actif, et pas qu'en production musique. Tu vas nous parler de Old School, ton projet, à ton blog, les interviews qu'on va aller regarder d'ailleurs, tout ça. Carrément, bah, Old School, ça fait un petit moment qu'on réfléchissait à ça. Comme je disais, dans le passé, j'ai eu plusieurs webzines. En fait, mon vrai métier dans la vie, je suis chef de projet dans le digital, donc je gère des sites internet dans une agence. Donc c'est mon vrai taf en fait à côté. Et du coup, ça fait un petit moment et j'ai profité de la période pour relancer un truc avec plusieurs personnes. D'accord. Du coup, ça s'appelle oldschool.fr. Il y a des anciens des fanzines, il y a des anciens de la presse, notamment Jean-François Micard qui a bossé sur LG, Decide et ça pour la partie Dark, BM, tout ça. Et du coup, le principe, c'est ça vient d'ouvrir, ça a ouvert il y a un mois. C'est d'être à terme un gros portail sur l'underground et l'alternative des années 80-90 et ce que ça a donné encore maintenant. C'est-à-dire, on pourra interviewer aussi bien ce qu'on a fait. On a fait une longue interview de Stefanovic et puis il y en aura d'autres là qui vont arriver à la suite d'interviews de mecs. C'est des interviews écrites ou parlées? Ouais. Il y a les deux. Le premier podcast, il est arrivé ce mois-ci. D'accord. Et j'ai enregistré une émission de 2 heures justement avec Guillaume, Lunatic Asylum, pour parler de son histoire, sa carrière et tout ça. Donc il y aura des podcasts, il y aura des articles. C'est surtout de l'écrit pour l'instant. Ouais. On fait des interviews classiques, on interviewe des mecs en fait pour parler des morceaux classiques des années 80-90. Alors pour l'instant il y a beaucoup de techno, mais il y aura du rock, il y aura du punk, il y aura plein de trucs aussi à terme. Là hier on a publié justement une interview de Chaz qui parle d'Aurora Borealis. Oui. Et donc en fait il y a un deuxième site internet qui va arriver assez rapidement, en début d'année prochaine, qui sera lui par exemple plus un truc communautaire basé sur des archives en fait. C'est-à-dire que ça sera un espèce d'outil de partage où tu pourras trouver par exemple un flux sur Borealis avec tout ce que tu peux trouver sur Borealis en ligne. Des vidéos, photos, flyers, interviews, ce que tu veux. C'est qui est à l'origine de ce projet là? C'est une collaboration avec qui? Alors c'est moi, plus des anciens d'Hardcore Concept. Il y a David de Minimum Syndicat qui a participé au brainstorming, qui va sûrement écrire des trucs à terme. Ouais. Et on est plusieurs anciens de webzine et fanzine français en fait. La même équipe qui bossait déjà sur Hardcore Concept et Signal Zero avant, et puis donc on est un petit paquet quoi. Nous on est à ta dispo si tu veux parce que nous on a dans une démarche qui est un peu la même, si tu veux qu'on fasse des... On va en parler ensemble plus tard, ouais. Pas de soucis. Ouais. Voilà, ça vient d'ouvrir. Et du coup, je fais des podcasts, on fait pas mal de trucs, il y a des interviews, il y aura de plus en plus de stuff. Mais voilà, c'est pas limité à la techno, hein. On va parler aussi bien du post-punk. Là, il y a une interview des Tétines Noires qui va arriver, les Banana Nover qui est clairement un duo synthwave post-punk. Il y a une interview d'anciennes méthodes, donc c'est assez varié.
On parle de films aussi. Il va y avoir une rubrique rétro gaming et rétro. Ah ouais, c'est génial. Ça me fait penser aux fanzines, hein, finalement, qu'on a connu quand on était jeune. Hein, c'était Ouais, c'est génial. ça. Tu mélangeais tout ça. Hein. On avait un Ouais. copain au collège, il faisait un fanzine, il était très en avance. Et c'était, tu parlais des sorties films, tu parlais des jeux vidéo, Ouais, c'est de la musique, hein, et c'était comme ça, quoi. Ouais, clairement. C'est Bah, dans un l'esprit peu de les l'époque. époques, Hein. Ouais. Et du coup, ça c'est un projet qui vient d'ouvrir, mais qui va se développer dans les mois qui viennent. On remet en place aussi toutes les archives audio des émissions de radio que j'ai pu faire, et puis des interviews, etc. Donc, il y aura On beaucoup avait de écouté qui la vont- fameuse interview de Chris, hein, qu'on avait diffusé, C'est on ça. avait parlé d'ailleurs. Ouais, Yes. ouais, tout à fait. Donc ça c'est le projet web. Après au niveau projet Zik, il y a pas mal de trucs qui vont arriver quand même, parce que du coup on a un peu freiné les sorties cette année, mais ça va arriver l'année prochaine quand ça va se calmer. Donc j'ai dit il y aura un deuxième album, mais ça sera sûrement après l'été l'année prochaine. On va sortir un EP avec Deep Affect qui va sortir bientôt sur un label qui s'appelle Totentant, qui est un label suisse avec un remix de The Horrorist en vinyle. Ça va sortir en fin d'année, début 2021 ça. Ensuite on a un autre EP avec Deep Affect, mais qui est clairement hardcore cette fois-ci, mais pour l'instant j'ai pas le droit d'en parler. Oui. Et après moi je vais sortir des trucs, des remixes, des EP, etc. l'année prochaine. Pour Rendered, on vient de sortir un CD aujourd'hui sur un label allemand qui s'appelle Audiophobe. En gros c'est le CD best-of qui reprend nos meilleurs morceaux qui sont sortis juste en vinyle jusqu'à présent. Alors, Jean, je sais pas si t'as vu le flyer là, il y avait quand même Kevin Sanderson. Hein. Non, mais il y a que du lourd là. Kevin Sanderson, alors je sais pas si c'était le même jour. Oui, c'était à Nantes. Ah putain. Bon bref, vas-y, excuse-moi de t'avoir coupé, mais ça m'a interpellé, c'est pour ça. Non, pas Ah, de mais souci. là, il y a que du lourd, hein, de toute façon. Hein. J'ai vu. Hein, Et ouais, en fait, donc on a sorti aujourd'hui un CD là, sur Audiophobe en Allemagne, donc qui va être vendu au fur et à mesure sur les dates, etc. quand ça va repartir. Et donc on a un EP qui va sortir sur le label Intervision à Paris avec un remix de Caretta l'année prochaine. Voilà. À Paris, avec Rendered. Plus d'autres projets, je refais du hardcore cette année, donc il y a des trucs hardcore à moi qui vont sortir. Il y en a un qui va sortir d'ailleurs sous le nom Dario Mantasmo, Ah, c'est bien que tu sur, ressortes ce projet là, ça j'adore. en vinyle là, qui devrait sortir dans pas longtemps. Et grosse exclue, j'ai fait un morceau hardcore pour Epithète, le label de Laurent O, qui sortira aussi début 2021 sur vinyle. Waouh, putain, moi c'est Et vrai que. c'est sur un pseudo, alors je dis pas encore le pseudo, comme ça les gens vont se creuser la Allez, tête. ça marche. C'est génial. Putain, c'est vrai que tu perds pas de temps, hein. T'envoies du bois. Ouais, bah après, voilà, j'ai toujours été comme ça, quoi. Hein. J'ai pas de mérite particulier, si ce n'est que. Frank de Wolf, t'as joué avec Frank de Wolf. Ouais, au bateau phare, dans un truc qui s'appelait Voodoo Rave. On était deux en fait, il y avait Frank de Wolf et moi en fait. Quoi. C'est J'ai joué énorme. après lui, j'ai fait le closing. Ouais, C'est génial. j'ai fait le closing avec lui. Un gros monsieur aussi, Frank de Wolf. Ouais, j'ai joué quand même avec pas mal de gens Ah bah ouais. Hein. j'avais énormément de respect au fil des ans. Et puis là, le gros projet de date qu'on a l'année prochaine, c'est une tournée en Colombie avec Minimum Syndicat. Donc Minimum Syndicat, Fortinanger et Cockman, qui est un Français qui a vécu là-bas pendant longtemps. Mhm. Donc a priori, on partirait fin juillet. Sur 2 week-ends, on aurait 5 ou 6 dates en Colombie. En fait, c'était calé l'été dernier, donc Ouais. on a juste décalé d'un an. Et puis voilà, il y a quelques dates calées pour l'été prochain, mais bon là c'est encore tôt pour en parler. Trop, c'est encore. Tu parles pas beaucoup, à part avec nous, mais tu agis, hein. Ça c'est sûr. Ouais, voilà. C'est Hein ça. C'est exactement ça le principe. Ouais. Voilà. T'as tout compris. Là, si on, C'est regarde, super. si on regarde quand même tous les noms avec qui tu as joué, quand même, voilà, t'as les gros festivals, tout ça. C'est vrai que dans le sud, pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, Fortinanger dans le sud de la France n'est pas forcément connu. Un peu comme nous, maintenant on est connu parce que on a fait un peu de bruit sur Béziers. Localement. Localement. mais Mais par contre, au niveau européen, et c'est pareil pour nous, et même dans les pays d'Afrique du Sud et autres, c'est pas la même. Là, il y a quand même une grosse communauté. Et là, quand on voit là, on vient de finir les flyers, quand on voit avec tous les festivals à enfin, les gens en voyant tous ces flyers vont se dire quand même, ah oui, mais merde. ouais, c'est pas Quand même. mytho, quoi. Ça bouge. Et ouais, quand on joue à l'Astropolis, on joue avec des plus grands, quoi. Hein, c'est quand même la classe, quoi. Ouais. Yes. Voilà, Non, mais c'est on sûr, arrive même à la c'est- fin de ton album, là, on avait mis pas mal d'extraits, hein. Allez, pour finir quand même. Hein. Cool.
Voilà, donc cet album, vous pouvez l'écouter sur Spotify, sur YouTube Music, Deezer et compagnie. Vous pouvez l'acheter en digital si vous voulez supporter. On l'a sur un Bandcamp ou pas T'as un Bandcamp, toi, j'ai posé la question. Il est sur le label Antzen, donc A-N-T-Z-E-N. C'est le label Indus sur lequel vous pouvez le trouver en digital. L'acheter aussi. Et un autre truc qu'on a sorti en tout début d'année, qui est un peu passé à l'as, on a sorti en février. On a sorti un vinyle produit avec Toolbox à Paris qui s'appelle Call of the Void. C'est un 14 Anger et Deep Affect avec justement un remix de Fifth Terra, les mecs des légendaires doomcore anglais. Il est toujours dispo chez Toolbox en vinyle aussi, pareil. Ok. C'est sûrement un disque qui restera. Donne-moi le nom, je crois que je l'ai. Un nom d'un morceau. Call of the Void, tu dois voir Portable Persecutor peut-être. Hein, ou... En quelle année? C'est 2020. Je me souviens de 2020. De toute façon, en 2020, 14 Anger et Deep Affect, tu dois pas en avoir beaucoup. Hein, on a sorti donc en 2020, j'ai Breakfast Suite Bella. Non, ça c'est toi tout seul. J'ai sorti avant, ouais. Ah, après, j'ai que toi tout seul. Après, j'ai un Elder of the Dance. Ouais, non, c'est pas ça. Elder. Alors celui-là, je l'ai pas. Mais ça se trouve ça se trouve en digital sur Bandcamp seulement, et en vinyle, c'est distribué assez bien. C'est un vinyle, à mon avis, que les gens vont redécouvrir après, parce que forcément, le Covid, ça a un peu passé à l'as, mais c'est un vinyle techno doom qui va, à mon avis, qui sera un peu comme le Uninvited, qui risque de prendre plus de valeur plus tard, quoi. Alors Bandcamp, je le mets ici. Alors ça, c'est celui de Nocturbulus que je mets. Juste pour rappeler, quand vous voulez soutenir les artistes, les enfants, allez en priorité sur Bandcamp pour acheter vinyle. Toi, Clem, tu n'as pas un Bandcamp de toi? Si, j'ai 14anger.bandcamp.com, il y a des packs de trucs. En fait, j'ai récupéré les droits des premières sorties digitales, j'ai fait des packs de remix, des trucs comme ça aussi, que vous pouvez trouver sur mon Bandcamp. Alors, n'hésitez pas à aller. Pas de chance, Bandcamp est en maintenance, quoi, je le crois pas, je peux même pas te rechercher. Bon, mais il y a des gros plantages ce soir avec Free qui est planté partout, il y a pas de. Non, mais là c'est Bandcamp, c'est Bandcamp qui est en maintenance, hein. Bon, tant pis. Bon, là je vous montre Nocturbulus, vous avez toutes les dernières sorties du label. Sachez que l'argent va directement à nous, il y a juste Bandcamp qui prend une partie. Et après le reste, voilà. Ouais, pour soutenir les artistes, c'est quand même. Bien évidemment, vous nous trouvez sur tous les gros distributeurs et autres, YouTube Music et compagnie, bien sûr. Mais si vous voulez vraiment nous soutenir, que ce soit Clément ou autre, allez sur les Bandcamp. Bandcamp, pour l'instant, c'est vraiment être en direct avec ces artistes. Et quand on est fan, on peut mettre. On va essayer, quand on n'aura pas trop la flemme avec Jean, on va se bouger pour vous mettre des t-shirts sur Bandcamp. On nous l'a demandé, on va essayer d'en mettre en vente. On en a en plus, donc il faut juste qu'on le fasse. On cherche juste un mannequin, donc un mannequin pour se faire prendre. Bon, le mannequin, on l'a. Il y a Jeff qui demande une ref du vinyle. Alors ça s'appelle Call of the Void. Donc je vais le mettre sur Discog. Ouais, OF THEVOID. C'est sorti 2018, en fait, si tu regardes sur Discogs. C'est le bleu sur Discogs, non, il est pas bleu, il est. Non, en fait, c'était aussi le nom d'un disque qu'on a sorti avant, mais là, c'est le nom du label qui s'appelle Call of the Void. Si tu l'as sur mon Discogs, tu l'as en Oui, j'y vais, donc c'est en 2020, donc je suppose. C'est le portable. Ouais, Portable Persecutor. C'est le Black Friday Bandcamp, dit Chris. C'est peut-être ça aussi le truc. Alors, du coup, regarde, Jeff, je te le mets à l'écran. Regarde, il est là. Voilà. Donc sur Discog, donc voilà à quoi ça ressemble. Et le vinyle, il est dispo chez Toolbox qui vend. Toolbox, ok. Distributeur vinyle, ouais. Voilà. Et un peu partout d'ailleurs, parce qu'il est dispo un peu partout. Mais c'est un disque, à mon avis, qui refera parler de lui plus tard. Parce que les morceaux sont vraiment très bons. Ils étaient joués par Manu et ça juste avant que tout s'arrête. Et les morceaux sont super bons, quoi. C'est des trucs qu'on a fait l'année dernière et qu'on a vraiment bien testé en soirée. Du coup, c'est un super scud. Super. Voilà. Écoute, Clem, le mot de la fin, qu'est-ce que ce serait? Alors, je l'ai, le Portable Persecutor, on va mettre un extrait quand même. Je vais te faire de se quitter. Il est là. Le mot de la fin pour parler sur mon disque, c'est on espère tous que les choses reprennent comme avant rapidement et puis qu'on se retrouve tous pour faire la teuf. Et je pense que les moments de crise comme ça ont toujours amené derrière l'explosion de scène underground alternative. Donc j'espère juste que ça sera la même cette fois-ci. Nous aussi. Et puis on va pas de raison de toute façon. J'allais te dire, merde, pourquoi il me rejoue ça. On va essayer d'en être les acteurs, Clem.
Exactement. J'ai envie de te dire, hein. On va y De participer. toute façon, il n'y a que l'action qui mène à quelque chose de positif. Hein. Donc, tant qu'on est là, quoi. C'est clair. Les enfants, je Et pense puis- que... Ouais, vas-y. Fais. Non, je voulais juste vous remercier pour l'invite, c'était super cool. Avec plaisir, Bah, Clem, tu sais nous- qu'on t'apprécie Non, beaucoup. alors, hein, et... J'aimerais juste préciser une chose. À la base, on voulait t'inviter au studio. Hein, c'était prévu Yes. qu'on fasse l'émission Ouais, ici carrément. avec Jean Bruce. Mais bon, malheureusement, on s'est dit tant pis, on va la faire à distance. Mais j'ai On envie de fera dire, ça en vrai. exactement, c'est que partie remise. Oui, on se la fera en vrai pour de Il vrai. y a plein On de se personnes mettra qui veulent tranquille, venir hein. à Radio Punch. Je vous annonce déjà que Jack de Marseille m'a relancé. Il me dit c'est quand vous voulez. Donc on fera aussi, je pense, un jour une émission avec Jack ici dans le studio. On va réagencer ce studio. On a réfléchi avec Jean à des techniques pour pouvoir recevoir un invité. Parce que c'est un peu petit, hein, Radio Punch. Hein. Je vous montre. C'est vrai que voilà à quoi ça ressemble. Hein. Donc voilà. Donc normalement, Jean, bon là c'est un peu le bordel, hein, mais. Donc on va essayer de décaler la table, enfin bref, on va essayer de faire en sorte de pouvoir au moins recevoir un invité, parce que on va continuer cette émission, hein, bien évidemment. On a aussi une autre émission avec Jean qu'on est en train d'écrire, enfin elle est déjà écrite, on est en train de l'adapter pour la vidéo, on est en train de faire les jingles vidéo, enfin voilà. On vous en parlera plus tard et on va essayer d'aller sur Miss Cloud en même temps que Facebook. Il faut savoir que Miss Cloud, c'est la seule plateforme qui permet de mixer sans se faire scratcher et qui paie les droits d'auteur en plus. Donc, j'ai envie de dire, c'est plutôt cool. On va travailler le sujet, on vous tiendra au courant de ça. Donc, du coup, Clem, quand tout ça sera prêt, tu viendras aussi au studio, on mixera, Carrément. on verra, on se fera des petites soirées. On De fera bonne peut-être- bouffe et tout. et on fera peut-être des Avec émissions plaisir. comme ça, on discute de tout. On fera aussi sûrement des émissions, par exemple un soir comme ça, on lance, on se mettra en live. Il y aura, et on parlera avec ceux qui vont Avec parler avec nous. avec les invités et tout. On avec prendra les- même des gens. Avec nos amis sur le live. Et on pourra même vous prendre sur Facebook de temps en temps. On vous rajoutera dans la conversation. On pourra discuter avec vous. On l'avait déjà fait une fois. C'était avec Anthony Adams. Hein, on avait pris un auditeur. C'est la magie d'Internet. Donc merci à toi Clem d'avoir accepté cette invitation. Et puis Merci à vous, les mecs. Merci mon poulet. Ah, on t'aura pas vu en vidéo. Ça marchait très bien hier soir. Mais bon, ce soir. Voilà. mais ça... Bon, on a improvisé, on a mis une belle photo de toi, voilà. On te verra au studio. Voilà, Ah, j'ai quand même quelques petites photos, allez, quand même, avant de se quitter, allez, je sais que tu Et il dois faut aller quand au même lit, dire mais- aussi, et aussi merci. Ouais, il y en a plein qui se proposent pour débarrasser des vinyles là, qui encombreraient ce studio. Hein. Ouais, alors sachez que ceux qui sont à droite sont à vendre sur Discog. Ils sont pas tous encore rentrés, donc vous pouvez les trouver. On a une boutique sur Discog, hein. Vous allez, Ouais, vous, on a une recherchez boutique, ouais. Nocturbulus Ah oui. Shop, vous nous trouvez. Allez, Nocturbulus Shop sur Discogs, allez-y. Allez, des petites photos. Bon, celle-là, on l'avait vue. Allez, je passe celle-là aussi, du Clément quand il jouait vinyle. À Moi, je l'époque. trouve que tu ressembles à Joey Beltram, là, j'aime bien. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Allez, et puis on va se mettre une dernière. Attends, petite je vais faire photo. un petit merci quand même à nos. Attends, mais pendant que tu fais les merci, je mets la petite dernière photo. C'est ça, c'était il n'y a pas longtemps. C'était pour le projet Chris. On n'en a pas Ah parlé, oui, c'est vrai. Quand on avait fait le projet de voilà, donc à gauche chez moi, hein, Loloman qu'on a interviewé. on avait fait la réunion de la Le rave. Clément, notre invité qui est là au milieu, Jean Bruce juste à sa droite, Alex Escalofrio Escalofrio. et un pote d'Escalo. Hein, c'était je sais pas si tu te rappelles cette soirée, Clem, on avait bien mangé Carrément. chez notre Libanais. On se refera ça quand le monde reviendra à la normale. Voilà. Carrément. Des petits merci à Jeff, à Chris, à Emmanuel, à Jean-Phi, à Alors, la qualité de la vidéo qui s'est dégradée, je suis désolé, mais ça c'est Facebook hein, on a plus le débit qu'on voulait, mais ça n'a pas coupé, c'est déjà ça. Il faudra que je l'appelle, c'est Jean Brice, hein, pas Jean Bruce. Hein. Jean Brice, il faut que je l'appelle absolument. merci les mecs. Sylvain, Allez. etc. Bon, on vous remercie Allez, tous. merci. Allez, on se garde juste 30 secondes en antenne et puis merci à tous. Ciao Allez, les gars, bonne soirée et à la prochaine. Allez, on finit sur un dernier jingle et à bientôt. Et on vous dira qui c'est bientôt Le prochain. qu'on va inviter. Ciao, ciao à tous et merci. Acid House. Radio Punch. Acid House.